Avereno atambaro mahazo toerana tompo klasy sy tompoko vavy. Ia tompo klasy sy tompoko vavy tsy sanatry kitana mialojoarina teana mialohandriny zandry zanaka mbola maitsy volo toany amin'ny rahalany mandray fitenenana ka lefery fa azatsininy no ny teny tsy fandrombahana dia izay no voalahatra andahatra ny fandraisam-pitenenana mandritra ny ty lanonam-panokafana amin'ny symposium mahakasika ny fitsaboana ny tiroïda ity teny nomena indray tompo ka mahasolanga fa raha tsy nomena dia mahajoko ny tena koa dia docteur Rakotoarso Michael Jean Patrick iray amin'ireo mpandahateny amin'ny ity lanonam-panokafana ity arahany namana Randriamboavonjy Tojo Aina dia mamerina ny arahabahanareo hatrany zahay tonga soa eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity anomboantsika izao lanonam-panokafana izao ary dia tsy andry ela intsony itsika fa manasa anareo hitsangana andredona niram-pirenena isika ho famezana ajazy voninahitra anyity nosy malalatsika ity. Sasika andray toerana toko. Andriamatoa mpanolontsaina avy ny fanavozana ny Republika ny Madagasikara. Andriamatoa tare generala ny tolotra ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ianareo manam-pahefana ambony avy amin'ny lara amboninaitra tandrifanareo avy. Riva iny manakaza rehetra, tompo klasy tompoko vavy. Amin'ny anaran'ny Institut Médical de Madagascar dia faly sy enikanja izahay mandray anareo amin'ity symposium iraisam-pirenena ity natokana ho amin'ny fampandrosoana ny fidirana amin'ny fitsaboana ny aretin'ny tiroïde eto Afrika amin'ny alalan'ny teknika fitsaboana moderna. Ity symposium ity dia mampivondrona manam-pahaizana sy mpitsabo ambony
avy amin'ny lafivaliny zao tontolo zao. Ny tanjona iraisana dia mazava anamafy ny fahaiza-manao ara-pitsaboana eto Afrika, ampiroborobo ny fidirana amin'ny teknika fitsaboana moderna azo antoka ary manatsaka kalitao ny fiainan'ny marary, anatsara maharitra ny fikarakarana ireo aretin'ity rehetra. Dingana lehibe ho an'ny fitsaboana moderna eto Madagasikara sy ho an'ny kontinanta afrikana izany. Manasantsika hieny fandaharana kulturaly fohy amin'izao fotoan'izao alohany anoizantsika ny fotoana. Sotradoko mamerina ny fisaorana ary maneho ny fankasitrahanay lalon'izahay no ny fanatrehan'ireo manamboninahitra manam-pahefana bony eto amin'ny repoblika izay manaprofo ny mahalara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka, ny fanavozana ara-pitsaboana ary ny fampatroana ny fitsaboana manona manokana ao anatin'ny vinany firenena. Ny azo tokoa no vanon-kilakana ny tanindranodrininy tsara mamelay ianareo isotra manokana ny Institut Médical de Madagascar mpikarakara ity symposium ity raha tsaivina dia efa andrian'ny fahatelo saady isika amin'ity karakaraina ity. Ny Institut Médical de Madagascar dia ivy toeram-pitsaboana manolo tena amin'ny
anatsarana ny fitsaboana ny fanofanana mitoy ary ny fampidirana ny teknôlôjia avolenta ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka rehetrarehetra makasitraka ihany koa ho an'ireo mpiaramominanoka rehetra izay angadina nanana azy finahitana izay nandray anjara tamin'ity fanatanterahana izao etsika iraisam-pirenena izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy irosy amin'ny fanokafana ofisialy ny symposium iraisam-pirenena isika izao. Araka ny filaharana voatondro dia omena ny teny fanokafana ireto manaraka ireto. Voalohany amin'izany dia manasa mpanajana any Andriamatoa filoha tale jeneraly ary filohan'ny filankevim-pitantanana ny Institut Médical de Madagascar Andriamatoa Dr Hery Rakotovero andray ny fitenenana. Misaotra nanome fitenenana. Tia mpanomboana dia mamela ahy anareo anao etoana ny fiarahamory sy fiomanam-pontanteraka amin'ireo mpiray tanindrazana ny aran-doza noho ny fandalovan'ny rivo-dozagezany ary mangataka iray minitra fahanginana tompoko raha sitrakareo. Misaotra tompoko. Andriamatoa mpanolontsaina avy ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara. Andriamatoa tale jeneraly misahana ny tolotra ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ry mipiara mombonantoka ajaina sy matianina eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Ianareo rehetra amin'ny laharam-boninahitra tandrify anareo avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ety am-panomboana mamelay anareo amin'ny anaran'ny Institut Médical de Madagascar aneo etoana ny fisaorana sy fakasitrahana feno an'ireo manam-pahefana ambony eto amin'ny Repoblika izay tonga manatrika izao fotoana lehibe izao. Fanatrehanareo izao fotoana izao dia voninahitra lehibe ho anay ary profo mivangana amin'ny fanomezanareo lanja ny lafin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Manarak'izany dia tsy hainy tsy hisaotra an'ireo mpiara-mombonantoka ara-drafim-panjakana sy ara-teknika na ny eto an-taorana ny any ivelany noho ny fanohanana sy ny fiara-miasa tamin'ny fikarakarana ity fiaonana ara-tsiantifika ity. Mankasitraka manokana ihany koa ireo mpandray anjara sady manam-pahaizana avy amin'ny na avy eto an-taorana na avy any amin'ny firenen-kafa izay nahafohy fotoana sy nanaiky hizara fahaiza-manaony izay antoko ny kalitao ara-tsiansa sy ny lanjany ity fiaonana ity. Toy izany koa ny solotenan'ny orinasa StarMed avy any Eropa sy Afrika izay nanao ny dia lavitra ho aty amintsika isaorana ianareo amin'ny fanohanareo ity tetikasa ity. Ho anareo mpisehatra amin'ny fahasalamana izay manasoa mpiarabelona amintsika isan'andro na amin'ny mora na amin'ny sarotra maneho ny fakasitrahana feno anareo ny tenako. Fahatongavanareo marobe anio sy ny fahavononanareo hiara isalahy amin'ity adidy iraisana ity dia manome lanja izao fifanakalozana antaontsika izao. Ary farany ary tsy kely indrindra dia tsy adino ihany koa ireo mpikarakara amin'ny ambaratonga rehetra izay niasa mafy mba hanateraka izao fotoana izao. Tsy asan'olombitsy ty fiaonany ity fa vokatry ny faramientan'ny olona maro ary hita taratra tokoa fa misy fenitra kalitao napetraka sy narahana.
nandritran'ny 20 taona mahery ny Institut Médical de Madagascar dia nifototra tamin'ny finoana fa ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mahazo fitsaboana sy teknôlôjia ara-pahasalamana manara-penitra mitovy lenta amin'izay misy manerana izao tontolo izao. Tena mpanomboana dia entitra ny tanjona napetraka, tsy ho tombontsioan'ny vintsy anisa intsony ny fitsaboana kalitao sy manaraka ny fenitra fa ho an'ny sarababem-bahoaka. Ny fahafahana misitraka ny scanner, ny IRM ary ireo fitaovana arifoma dia tsy tokony ho an'ny olombitsy intsony. Izany no vina napetraka teo ampananganana ny fitoerana momba ny fitarafana na imagerie médicale. Rehefa nandroso ny fotoana dia nitatra ihany koa ny tanjona. Tsy nijanona teo amin'ny fananana fitaovana ary fomba fotsiny fa niofana hatrany amin'ny fomba fiasa ary napiditra ireo fitsaboana interventionnel izay manova ny fomba fandraisana tanana ny marary. Izany indrindra no mitondra antsika amin'ity loha-hevitra hodiniantsika anio. Mazava ny vina apetraka eto amin'ny IMM. Ny malagasy tsirairay dia mananjo anana safidy sy azo fitsaboana manaraka ny fenitra. Madagascar mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny fitsaboana ny thyroïde aty Afrika amin'ny alalan'ny teknika mini-invasive. Eo anatin'izany indrindra no iretsahantsika ity fiaonana ara-tsiantifika ity, izay mitondra ny loha-hevitra hoe fanatsarana ny fandraisana antanany aretin'ny thyroïde aty Afrika amin'ny alalan'ny teknika vaovao sy tsy mampiasa fandidina lehibe na améliorer l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par les techniques mini-invasives et innovantes. Ny aretin'ny thyroïde dia isan'ny olana lehibe ara-pahasalamam-bahoaka ankehitriny eto Madagasikara sy amin'ny firenena afrikanina maro. Ho fanehoana izany, ny antotanisa iraisam-pirenena dia milaza fa manodidina ny 5.000 isan-jato amin'ireo nodule amin'ny thyroïde nodidina eran-tany dia mitondra homamiadana na cancer. Ankoatr'izany, ny nodule amin'ny thyroïde dia fahita matetika eo am-ponina amin'ny ankapobeny. Olona iray ao anatin'ny roa izay manao ny échographie cervicale dia nahitana azy ary ny vehivavy no tena voany matetika ary mitombo izany arakaraky ny taona. Nandritra ny volan'ny thyroïde no karakarain'ny IMM tamin'ny volana aogositra 2022, tamin'ireo olona 320 natao fitiliana dia 220 no hita fa misy nodule izay manamarina ny amaroany ty aretin'ity eto amintsika. Ireo fitiliana ireo dia nitarika tamin'ny cytoponction miisa 5.000, alcoolisation percutanée iray ary indrindra ny thermoablation par radiofréquence voalohany indrindra natao teto Madagasikara. Izao ezako izao dia mamaly tanjona ara-pahasalamana mazava, manatsara ny fahombiazan'ny fitsaboana, mampiena ny fandidina mavesatra ary manamafy ny fahaiza-manao ny mpitsabo eto an-toerana. Izany rehetra izany dia manamafy ny vinany IMM, fahafaha-manolotra fitsaboana manara-penitra mifototra amin'ny teknôlôjia vaovao, azo ny rehetra ampiasaina ary miantoka ny kalitao mba ametrahana Madagasikara ho mpisava lalana amin'ny fandrosoana ara-pitsaboana eto amin'ny faritra afrikanina. Saingy mihoatra noho ny fivoarana ara-pitsaboana no vokatsoa nyzao ezaka ataontsika izao. Ny fahasalamana dia mandray anjara amin'ny vantana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Matetika dia raisina ho toy ny fandaniana fotsiny izy io, nefa raha ny marina dia fiariana anisan'ny mpiantoka fampandrosoana ho an'ny firenena iray.
rehefa afaka manao fitiliana mialoha sy mitsabo amin'ny fomba mahomby ny rafitra ara-pahasalamana dia mampiena ny fantiantoka eo amin'ny mahaolona ny ao amin'ny faramonina ary eo amin'ny toekarena vokatry ny aretina. Anisan'ny manome lanja ny firenena ihany koa ny kalitaon'ny fitsaboana eo aminy. Manamafy ny fitokisan'ny olom-pirenena izany, mampatoky ny mpampiasa vola ary manome sehatra amin'ny fampivoarana sy ny fahaiza-manaon'ny malagasy. Ary farany, ny fampiasam-bola amin'ny fahasalamana dia fanehoana viana lavitrezaka. Safidy ho amin'ny fampandrosoana mifototra amin'ny tombony mahaolona izany ary amin'ny hitsiny sy ny fahafahana miatrika amin'ny fanambin'ny ho avy. Amin'izay lafin'izay, ny fanavaozana amin'ny fitsaboana dia tsy tanjona fotsiny fa fitaovana lehibe ananganana fiarahamonina mafy orona sy miatrika ny ho avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ity fiaonan'ity dia fotoana ifanakalozana hevitra ara-tsiansa. Dia tsy fotoana ifanakalozana hevitra ara-tsiansa fotsiny, fa fanehoana ny fanamby-ombonana dia ny finiavana hivoatra, ampivoatra ny fomba fiasa ary amaly amin'ny asa hita maso sy ary-tsapahitarana ireo fanamby amin'ny fahasalamam-bahoaka atrehantsika. Tsy misy dikany fivoarana ara-pahasalamana raha tsy entina nasoavana ny mahaolona. Ny safidianana hikaroka sy ampivelarana ny teknika amin'ny invaziva dia hiezaka fa manao izany viana ho amin'ny fitsaboana manakaiky ny mponina, azo antoka ary tsara kalitao amin'ny fiainan'ny marary. Ny Institut Médical de Madagascar dia vonona trany ny hiara-iasa amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra ho fanatsarana ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara sy eto Afrika. Rehefa miara-mentana isika dia afaka mamoaka vahaolana maharitra, manamafy ny fahaiza-manao ary mametraka amin'ny Madagasikara ho firenena mpandray anjara mavitrika sy azo itokisana eo amin'ny fikarohana ara-pitsaboana aty Afrika. Eto am-pamaranana dia mirary aho mba ho lonaka hitondra hevitra mivaingana ary vokatra tsara ny fifankanalozana ataontsika mandritra ireto 3 andro reto eo amin'izao fiaonana ara-tsiantifika izao, ho tombontsoan'ny marary sy ny taranaka ho avy. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha Jeneraly mitondra izay lahateny manandanja izay. Pour poursuivre sur notre cérémonie d'ouverture, j'invite respectueusement le docteur Sharara Haïtam, coprésident du Symposium international, à donner son discours. Son Excellence, Monsieur le Haut-Commissaire de la refondation de la République de Madagascar, Monsieur le Directeur général en charge de la fourniture des soins, Monsieur le Président Directeur général de l'Institut médical de Madagascar, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans ce symposium consacré à la thermoablation de la thyroïde organisé aujourd'hui à Madagascar. Je suis très heureux de vous avoir si nombreux réunis autour de ce thème important. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les autorités présentes. Votre soutien et votre présence donnent tout leur sens
à cette rencontre et montre l'importance accordée à la santé, à l'innovation médicale et à la formation des professionnels. Je souhaite également remercier très sincèrement mes amis, mes collègues intervenants qui ont accepté de participer à ce symposium. On a fait un long déplacement pour être parmi vous aujourd'hui. Mes amis, je vous remercie pour votre disponibilité, votre engagement. Je vous en suis profondément reconnaissant. Permettez-moi d'adresser un remerciement tout particulier à mon ami, le président directeur général, monsieur le docteur Eri Rakotovero. Son soutien constant, sa confiance et sa vision ont été essentiels pour faire aboutir ce projet. Au-delà de son rôle, je tiens à saluer son engagement personnel et humain. Mes amis, cette réunion répond à un véritable enjeu. Les maladies de la thyroïde sont fréquentes et peuvent avoir un impact important sur la vie des patients. La thermoablation, notamment par radiofréquence, offre aujourd'hui une alternative moderne et mini-invasive à la chirurgie. Elle permet dans de nombreux cas de traiter efficacement les patients tout en réduisant les risques et en améliorant leur confort et leur qualité de vie. Mais notre objectif va plus loin que la simple présentation d'une technique. Il s'agit aussi de rendre ces innovations accessibles, de les adapter à la réalité locale et de former durablement les équipes médicales afin que ces pratiques puissent se développer dans les meilleures conditions. À travers ce symposium, nous souhaitons partager nos connaissances, échanger nos expériences, discuter les indications, les résultats et aussi les limites de la thermoablation. Nous voulons surtout développer un espace de dialogue ouvert, favorisant la collaboration et la réflexion commune. Notre objectif est clair: poser les bases d'un développement structuré et durable de la thermoablation de la thyroïde à Madagascar, au service des patients et dans une démarche de qualité et sécurité. Je suis convaincu que ce symposium sera riche en échanges, en apprentissages et en rencontres. Il marquera, je l'espère, le début d'une nouvelle collaboration et de projets porteurs d'avenir. Je tiens enfin à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l'organisation de cet événement, ainsi que nos partenaires pour leur engagement et leur confiance. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent symposium. Nous vous remercions, Dr Sharara Aitana, pour votre intervention.
Izao ary dia manasa ampanajana any Andriamatoa dia GFS izay misolotena ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara andray ny fitenenana. Andriamatoa Palolotsaina avo ny fanavoasa Republika ny Madagasikara, Andriamatoa filoha taliana généraly ny Institut Médical de Madagasikara, isika mpiara-miasa ao amin'ny fahasalamana jiaby, riva iny nasaina manakaja tomboky lahy sy tomboky vavy. Ampifaliana lehibe no iarabako anareo rehetra amin'izao fotoana fanokafana izao symposium irasam-pirenena momba ny fantsarana fidirana amin'ny fitsaboana tiroïde eto Afrika amin'ny alalan'ny teknika moderne. Amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka dia maneho fankasitrahana manokana ho an'ny Institut Médical de Madagasikara sy ireo rehetra mpiara-nombolantoka amin'ny zahay noho ny firaisana-draikitra manan-danja izay manampy amin'ny fanavoazana sy fanantsarana rafitra ara-pahasalamana ary manamafy ny fiarah-miasa eto amin'ny sehatra tsy miankina sy ny sehatra ho an-daolobe ho tombotsoa ny vahoaka. Ny ministera fahasalamana dia mifantoka amin'ny fanantsarana-trany ny fanasantanan'ny marary, fanafesan'ny kalitao, fanantsarana ny fanendrana, ny fanoana ny fahaiza-manao ny mpiasa ny fahasalamana ary ny fanamafisana ny rafitra ahafahan'ny olona rehetra mba fitsaboana n'aiza n'aiza misy azy. Misy aretina maro mbola tsy ampy fahalalana sy fanentanana amin'ny vahoaka, koa anisan'izany ny olona mifandraika amin'ny tiroïde. Na dia kely aza io fiara io dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiasan'ny vatana ny tiroïde, amin'ny hery, métabolisme, fitepon'ny fo ary ny tempo ary ny fifantohana. Zava-dehibe tokoa ny fanentanana sy ny fitiliana ara-potoana ary ny fidirana amin'ny fitsaboana moderne. Ny teknika lazaina hoe mini-invasive rehefa ampiasaina araka ny fenitra sy ny fahaiza-manao ilaina dia manampy amin'ny fahatsarana ny fahazoan'ny marary fitsaboana, manamevana ny vesatra, mampihena ny fanelingelenana ary manatsara ny valy ny fitsaboana. Zava-dehibe aminay eto amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka ny fanohizana ny fanatsarana ny fenitra sy ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fanamafisana ny rafitra fanarahamaso ny kalitao. Koa manentana ny mpandray anjara rehetra izay sehatra ho an-daolobe, sehatra ny tsy miankina, mpitsehatra ara-tsiansa ary ny mpiara-nombonantoka mba hanamafatrany ny fiaraha-miasa ho fampiarana ny ezika sy ho fanantsarana ny fahazoan'ny vahoaka fitsaboana manara-penitra. Mirary ny fahombiasa ny asa sy ny fifankalozana rehetra manitra izao symposium izao ary mino fa hiezaka hiteraka vahaolona azo ampiarina sy fandrosoana mivengana ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny Afrika izao symposium izao. Soa tomboky lahy, soa tomboky vavy.
Makasitraka makatelina Andriamatoa Tale Généraly. Tonga amin'ny fotoana hanokafana ara-panjakana izao lanonana sy symposium izao itsika. Koa izany manasa ampanajana ny médecin général Zaftasondry Marcelin, mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny République an'i Madagasikara hitondra ny lahan-teniny. Tsika rehetra koa hiara hitsangana ary handray izany manam-pahefana izany eo am-pitehavana. Afaka mipetraka antsika tompoko. Andriamatoa Tale Généraly misahana ny tolotra ara-pahasalamana solotenany Ramatoa ministre ny fahasalamam-bahoaka. Andriamatoa Filoha Tale Généraly ny Institut Médical de Madagascar, ianareo rehetra mpiara-nantoka tonga eto. Ramatoa sy Andriamatoa isany vahiny manakaja araka ny laharam-boninahitra misy azy avy. Ramatoa sy Andriamatoa isany mpiasa amin'ny fahasalamana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny anaran'ny fiadidina ny fanavaozana ny République ya Madagasikara no iarabana ianareo tsirairay avy, arabaina manokana ianareo vahiny avy any ivelany tonga soa eto Madagasikara. Eto moa ny tenanay dia mitondra ny teny fialatsiny avy amin'ny filoha ho an'ny fanavaozana ny République ya Madagasikara, Colonel Randrianirina Mikael. Tsy afananatrika izao lanonan-dehibe izao izy satria tsy eto atorana fa manao adidy amin'ny traboina any amin'ny faritra noho ny fandalovan'ny rivodoza Gezani. Mankahery ny mponina ny ajedin'izany isika ary miondrika anatrehany namoiny ainy namoiny avana. Fifaliana indrindra ho amin'ny firenena malagasy no mampiantrano izao hetsika lehibe izao izay hitondra fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana eto Afrika manontolo. Ny fahasalamana no voalohan-karena antoky ny filaminana ara-piainana izany izay mitondra ho amin'ny fampandrosoana fototra lehibe amin'ny fanarenana sy fanavaozana amin'ny firenena sy ny kontinanta iray manontolo. Tsy hetsika sientifika tsotra fotsiny ity fionam-be iraisam-pirenena iaraha-midinika ity fa tafiditra ao anatin'ny vina maharitra ara-panjakana mahitsy satria ny famomezana lanja amin'ny fahasalamana dia famomanana amin'ny firenena iray hotomombana sy holovain-jafy. Mendrim-pidirana tokoa izao hetsika karakarain'ny Institut Médical de Madagascar izao ary antenaina sy azo antoka fa hisy vokatra tsara sy magnomby amin'ny fampirobobona ny fidirana amin'ny fitsaboana momba ny thyroïde eto Afrika amin'ny alalan'ny teknika moderne. Raha ny taremarika ny jerentsika dia tsy mitsambo tombony ny trangana-retina thyroïde ary ny vehivavy ny tena voa amin'ny ankapobeny. Misy fetraka amin'ny vatana amin'ny mahaolona nefa izany ary mila vahaolana moderna azo antoka ary azo ny sarababem-bahoaka hidirana. Raha reny mpianakaviana iray tokoa moa ny tsy salama
na marofy dia ny tokantrano ray manontolo no sahirana ny vehivavy sy ny reny izay kitapo ny fonosana iantantana sy mpikarakara ny ankonana amin'izao vanim-potoana izao dia ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny repoblika anisan'ny lofosanay ny famahana ny olana ara-tsosialy ka ny lafin'ny fahasalamana dia isan'ny vaindoan-draharaha ao anatin'izany fanavaozana izany ny fitodiana amin'ny zava-baovao ara-tsantifika mba ho fanamafisana ny fahaiza-manao mpitsabo ilaina ny fananganana fotodrafitrasa fa tsy maintsy mifanindran-dalana amin'izany ny fanatsarana ny kalitao fitsaboana amin'ny teboka iray hodiniana ao anatin'ny 3 andro ny thermoablation na ilay fomba fitsaboana tsy mandalo fandidiana lehibe mampiasa hafanana voafehy zava-baovao mifanaraka amin'ny zava-misy eto atoerana sy manerana ny Afrika izany ary tombony lehibe ny fisiany satria mampihena ny loza mety hitranga izany mihena ny fotoana hijanona amin'ny marary any amin'ny hopitaly ary angana kokoa ny fahasitranana Madagasikara dia misokatra tanteraka amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ahafahana hifanakalotra-kefa sy fahaiza-manao amin'ireo manam-pahaizana vahiny efa samy manana ny lazany noho izany dia tsy mpampiantrano ihany isika fa tena mpandray anjara mavitrika mandritry ny feonam-be iraisam-pirenena iaraha-midinika ity ny tanjona dia ny ametrahana ny Madagasikara ho anisan'ireo toerana fitaratra amin'ny lafin'ny fitsaboana eto Afrika anana io toerana manana ny maha-izy azy eto amin'ny kontinanta ary ho ivo fohy be hifampizarana traikefa sy fahaiza-manao rehefa any aoriana ny kendrena amin'izany dia ny hahafehezana ny zava-baovao ankehitriny mba oloarano anovana ny apitso aterinetoana fa ity feonam-be iaraha-midinika ity dia fagnomboana ihany ny fanavaozana ny repoblika dia mametraka avo ny mba hanana ny firenena rafitra ara-pahasalana moderna mahomby modely ary maharitra sy lovainjafy ny fanavaozana ny firenena dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanarenana ny fahasalamam-bahoaka ary manomboka eto amin'ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ity izany eto am-pamaranana dia misaotra an'izay rehetra nandray anjara hitotona fotsiny androna masaka an'izao symposium izao indrindra fa ny Institut Médical de Madagascar ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny feonam-be iraisam-pirenena iaraha-midinika ny anatsarana ny fitsaboana mikasika ny tiroida eto Afrika ity samia mahita ny soa sy ny tsara tompoko lahy sy tompoko vavy. Je déclare officiellement ouvert ce symposium international pour améliorer l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par les techniques mini-invasives. Je vous remercie. Soda tupkla makasita ka tupkwa. Makasitraka indrindra Andriamatoa mpanolontsaina avin'ny fanavaozan-dany Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny lahateny izay nataonao ary ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity symposium ity. Tsy edikaina toy ny zinga ihany koa nefa fa miariary toy tafika andrefa-tanàna ary tsy haifenina toy ny vaiakandrana ianareo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fandraisam-pitenenana tamin'ny ity lanona mpanokafana ity satria izany dia mametraka ity symposium ity eo ambany mariky ny fandrosoana ara-pitsaboana fiaraha-miasa iraisam-pirenena ary fanolorantena ho amin'ny fahasalaman'ny vahoaka eto Madagasikara sy eto Afrika. Makasitraka tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy.
eto ny farana ny lanonam-panokafana ofisialy manasa antsika hijanona eny antoerantsika avy eny ary izay voafatina amin'izany moa dia asaina ampanajana anaraka ny lamina efa napetraka misaotra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy. Iaho atsika mianakavy kosa dia manasa atsika izotra ery amin'ny terasy etsy ambony etsy misy tsaingoka zikoka kely ary telona na homanao atsika eo amin'izany ho an'ireo izay mbola tsy nahavita kosa ny fanamariana ny fahatongavana sy nahazo ny baditra sy ny fanomezana kely izay noman'ny Institut Médical de Madagascar ho atsika dia afaka manateraka izany etsy amin'ny fidirana etsy. Tsara ihany ny manamarika ny toeram-pivoahana dia misy ery ambony ery mivoaka eto miakatra ny tohatra isika ery avaratra atsanana ery ny fitoerana ho an'ny fandalana etaeta sy ny sakafo maraina raha ohatra ka mbola tsy nanao izany sika dia asaina hiakatra atsy ambony atsy iverina eto kosa sika afaka fotoana fohy hiditra sahady amin'ny raty ara-tsientifika mahakasika ity symposium ity izay iresahana mahakasika ny fomba fanao amin'izao fotoana amin'ny fitsaboana ny aretin'ny tiroïde. Makasitraka indrindra tompoko.
spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la Refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la Refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Iatopoklasy tompokivavy a manasantsika mpanajana sady a iverina iazo a ny efitrano fandanonana fa iroso amin'ny ara scientifique isika afaka fotoana vitsivitsy. Technique mini-invasive dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer... Mesdames et messieurs, nous vous prions de rejoindre la salle de conférence. Nous allons commencer la séance plénière et les communications scientifiques d'ici quelques minutes. Merci. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux et pendant... Ah, peut-être présenter une présentation.
Misy anankiroa zao lasana tamatavitra tonga tonga hazo taola ohatra amonjenany amonjenany zareo sinistria tsika rehetra
mamerina ny fiarabanana antsika rehetra tompoko mangataka antsika hiverina hipetraka amin'ny toerany aby a fa anoy ny fandaharam-potoantsika. Votre attention s'il vous plaît. Je demande à l'assistance de revenir à leur siège pour qu'on puisse continuer dans notre programme. Merci. Ah. J'invite donc l'assistance à revenir à leur place. Nous allons continuer. Merci.
en posant des questions par l'intermédiaire du QR code que vous verrez sur chaque table. Bonne séance à tous. Docteur Ravelzon, à vous la parole. Merci beaucoup, Docteur Bézinge, pour l'introduction. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de modérer cette toute première séance plénière du symposium 2026. Pour cette première séance, on a décidé de rallier nos deux principaux thèmes de ce symposium, c'est-à-dire Madagascar et la thyroïde. Et pour cela, on a le grand plaisir d'être avec le docteur Rassat Aravé-Angiaparani. Le docteur Rassat Aravé-Angiaparani est HDR en physique nucléaire appliquée. Et professeur, je suis l'une de vos étudiantes et c'est là un grand honneur pour moi. Vous êtes également docteur en sciences biophysiques de l'Université de Strasbourg. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des pratiques actuelles dans la prise en charge des maladies thyroïdiennes à Madagascar. Sûrement, vous allez nous parler de dépistage, de diagnostic, de traitement surtout, et peut-être aussi un peu de suivi. Je vous invite, professeur, à rejoindre votre pupitre. Chère audience, vous avez, je crois, à votre disposition un QR code. Et en scannant ce QR code, vous allez arriver dans une interface où vous pourrez poser vos questions. Et le professeur Rassata va ultérieurement répondre à ces questions. Professeur Rassata Ravé-Angiaparani, les pratiques actuelles dans la prise en charge des maladies thyroïdiennes à Madagascar, je vous prie, à vous la parole. Merci, Madame modératrice. Monsieur le Président, Directeur général de l'Institut médical de Madagascar, chers collègues, aussi bien internationaux que nationaux, moi je suis le docteur Rassat Aravé-Angiaparani, je suis spécialiste en médecine nucléaire et biophysique à la faculté de médecine, enseignant, chercheur aussi bien à la faculté de sciences et la faculté de médecine. Donc c'est avec honneur, mais également avec une, comment dirais-je, en toute humilité que je vais intervenir, ma présentation humble, pendant ce symposium. Donc les pratiques actuelles dans la prise en charge des maladies thyroïdiennes à Madagascar, donc ce sera un sujet un peu vaste, mais ça va orienter surtout vers les nodules thyroïdiens. Les pathologies thyroïdiennes, c'est un problème de santé publique à Madagascar, on a déjà dit tout à l'heure. Il y a 15 ans, 10 ans, on a vu que les goitres simples, diffus homogènes, sans nodules. Mais un peu plus tard, actuellement, il y a une augmentation significative des nodules thyroïdiens ou des goitres nodulaires ou multinodulaires. Et ça entraîne des implications diagnostiques et thérapeutiques appropriées. L'objectif de notre présentation, c'est de décrire le profil épidémiologique actuel, présenter la démarche diagnostique précise, exposer la stratégie appropriée et discuter les perspectives innovantes actuelles. Voilà pourquoi les experts internationaux sont arrivés ici, chez nous. Les malades arrivent, bon, on appelle les patients, mais pas les malades, arrivent. Nodules thyroïdiens, c'est-à-dire une tuméfaction au niveau du cou, région antérieure, goitre, augmentation du volume de la thyroïde, douleur cervicale, palpitations, amaigrissement ou prise de poids inhabituelle et des problèmes de dosage hormonaux. Ensuite, il faut faire les interrogatoires dans la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un porteur de goitre dans la famille? Est-ce qu'il y a des signes en faveur de hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, dysthyroïdie? Et l'examen clinique, pour nous les malades, on palpe, on recherche
des ganglions au niveau cervical. On regarde également, on palpe s'il y a des douleurs. On fait les examens complémentaires comme les hormones thyroïdiennes, TSH, FT4, FT3, les anticorps thyroïdiens, NFS, etc. etc. L'imagerie de première, il ne faut pas que je recule, l'imagerie de première intention, l'échographie cervicale. Donc on a dit tout à l'heure que c'est l'imagerie non invasive, on peut répéter plusieurs fois, permettant de voir mesurer le volume de la thyroïde, sa topographie, nombre de nodules, et il faut les caractériser. C'est très important, caractériser ces nodules. S'agit-il des nodules bénins? Il n'y a rien qui dit que c'est 100% bénin, peut-être 95%, 99%. S'agit-il d'un nodule vraiment manifestement malin à l'échographie? Et puis, on recherche également des ganglions augmentés de volume et qu'on l'appelle à ce moment-là adénopathie, c'est-à-dire que des ganglions malades. Exemple, c'est en anglais, c'est thyroid-like. En échographie, tous les radiologues doivent connaître ce que c'est un thyroid-like. Et ça permet ainsi de faire la stratification de risque de cancer. Donc, j'ai fait cette image hier même et on a vu un nodule très suspect ici. Vous voyez qu'il y a l'irrégularité du contour du nodule. À l'intérieur, il y a des zones sévèrement hypoéchogènes. Il y a des microcalcifications d'ici et que presque tissulaires et avec un thyroïde-like au niveau du secteur 3 à droite, et c'est très caractéristique de, déjà ici, le diagnostic est cancer de la thyroïde avec métastase ganglionnaire et c'est classé cancer thyroïdien grave. Critères échographiques d'un nodule. Donc il faut étudier l'échogénicité du nodule, hypoéchogène, sévèrement, modérément ou seulement hypoéchogène, l'homogénéité de la glande thyroïde. Est-ce qu'il y a calcification, macro ou micro-calcification? Il y a des macro-calcifications discontinues, comme les coques des œufs de poule. On étudie les contours réguliers, flous, marmellonnés, irréguliers. On regarde également, on détermine la vascularisation. S'agit-il d'une vascularisation Doppler couleur normale ou anarchique? Et également le nodule, il faut voir la taille du nodule, mais les nodules plus épais que larges, ça va être très suspect, permettant ainsi cette classification EUTIRADS qui est très important. Devant un nodule, au moins un signe de forte suspicion, les formes ovales, contours très irréguliers, inclusion microcalcique, hypoéchogénicité prononcée, marquée, risque de cancer de la thyroïde, classé maximum TIRADS 5. À ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle une cytoponction. On va prélever les cellules au niveau du nodule. De l'autre côté, aucun signe de forte suspicion, et ça va aboutir dans les classifications, soit 4, soit 3, soit 2. Les classifications 2, ce sont les nodules qui sont très probablement bénins et qui feront l'objet d'une innovation thérapeutique, la thermoablation. On fait dans notre pratique quotidienne à Madagascar la cytoponction éco-guidée. Il faut faire ce qu'on appelle un apprentissage. Donc quelqu'un, un médecin qui travaille dans son clinique, qui pique une fois par semaine, c'est pas bon. Il faut que une cytoponction de qualité, il faut que le médecin au moins pique 2 fois par jour. Donc on appelle ça une courbe d'apprentissage. Et que les Bethesda, parce qu'on prélève les cellules,
on regarde au microscope par l'examen qu'on appelle cytologie, Bethesda 1, ça veut dire qu'on n'a pas pu prélever des nombres de cellules suffisants pour faire un diagnostic de classification de Bethesda. Donc il faut au moins 50 cellules obtenues permettant de faire cette classification. Et ici, Bethesda 1, théoriquement, d'après les études internationales, dit que doit être inférieur à 10%. Si, à chaque fois, quelqu'un prélève les cellules, que ça donne plus de 15 à 20%, donc ça reflète ce qu'on appelle un problème technique. Le préleveur, il n'est pas encore bien entraîné, les préparations et également les lectures cytologiques. Donc voici ce qu'on utilise dans notre service ici, des microscopes pour les colorations et centrifugeuses aussi pour enrichir les cellules qu'on a prélevées au niveau des nodules. Donc Bethesda, c'est une ville vraiment, village, donc notre professeur des États-Unis a dit tout à l'heure, c'est un village aux États-Unis. Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de 3, la chirurgie est indiquée. L'indication chirurgicale 3, 4, 5, 6, suspicion forte de malignité du nodule ou goitre compressible. Nos chirurgiens maxillofacial, chirurgiens ORL qui ont l'habitude d'opérer la thyroïde, ont fait ce qu'on appelle thyroïdectomie totale, la plupart du temps. Il y a aussi également lobismectomie, mais c'est un peu rare. Plus ou moins curage ganglionnaire, parce que opérer la thyroïde sans enlever le ganglion métastatique d'origine thyroïdienne, c'est comme si on n'a rien fait. La chirurgie, ça c'est très important. Résultat d'anapath, heureusement, les cancers de la thyroïde sont des carcinomes différenciés, 97% des cas. Veut dire quoi différenciés? C'est-à-dire que ces cancers gardent encore leur propriété de capter de l'iode, physiologiquement parlant, donc c'est un terme médical qui capte l'iode et carcinome différencié, soit papillaire, soit vésiculaire. Il y a d'autres types de cancers, médulaires et anaplasiques, dont les traitements sont encore en phase expérimentale. La prise en charge de ces carcinomes différenciés de la thyroïde, c'est l'iode radioactif. Après sevrage de 6 à 8 semaines, c'est-à-dire que après la totalisation de la thyroïde, curage ganglionnaire, il y a un sevrage, en quelque sorte c'est privé d'hormones thyroïdiennes et d'autres aliments qui peuvent occuper les reliquats thyroïdiens, les éventuelles métastases ganglionnaires et les éventuelles métastases de la tête aux pieds. Obligatoire 6 à 8 semaines. On va induire à la patiente ou au patient ce qu'on appelle une hypothyroïdie, vérifiée par la TSH qui doit être supérieure ou égale à 30, et après on fait ce qu'on appelle, après l'administration, scintigraphie osseuse du corps entier. Graphie, c'est une imagerie utilisant les ondes de scintillation pour avoir l'image de la tête aux pieds, où se trouve exactement l'iode que la patiente a ingéré et que ça donne des signaux de rayons gamma captés par cette gamma caméra. Donc voilà une gamma caméra, vous voyez ici le lit, le gantry, les deux détecteurs de rayons gamma, et ici c'est une composante scanner qui permettant de bien situer anatomiquement où est l'hyperfixation. S'agit-il d'un ganglion ou s'agit-il d'un corps vertébral? J'ai aussi dans mon service cette gamma caméra Mediso, upgradable en PET-CT, mais ce qu'on a actuellement, c'est seulement cette partie gamma caméra à deux têtes flambant neuves. En thyroïde, donc l'image scintigraphie qu'on obtient, c'est de la tête aux pieds. Donc là, ici, c'est vue de face, vue postérieure. On voit ici des reliquats thyroïdiens qui fixent l'iode radioactive.
voilà le foie, ici c'est éliminé dans les pipis, la vessie. Donc ça, on peut dire, il n'y a pas d'autres fixations pathologiques ailleurs qu'au niveau de région cervicale que les reliquats thyroïdiens. Vous voyez ici, donc on dit image pathologique, anormale. Pourquoi? On regarde de la tête aux pieds. La tête, ici, le cou, où on dira, il n'y a pas de fixation beaucoup au niveau du cou. Ici, il y en a, mais un peu plus bas. Donc là, c'est déjà médiastinal, antérieur, un peu descendu en bas. Et des fixations au niveau du parenchyme pulmonaire, aussi bien à gauche qu'à droite. Ici aussi, une fixation au niveau de l'aile iliaque à droite. Mais ici, c'est très surprenant. On dira qu'il y a une grosse tête ici. Ici, c'est une fixation au niveau de la tuméfaction fémorale à droite. C'est l'histoire de ce patient, je connais par cœur, c'est qu'il a une tuméfaction au niveau fémoral à droite, et chez nous, à Madagascar, ou tuméfaction, on fait ce qu'on appelle massage. Massage, massage, deuxième, troisième, quatrième séance. Fracture pathologique. Moindre coup, fracture pathologique. Du coup, on a fait des prélèvements ici, et c'est d'origine thyroïdienne. On a fait une image de précision anatomique avec les coupes scanographiques pour mieux voir où sont les fixations. Et ici, c'est un peu grave parce qu'au niveau du milieu de la tuméfaction, la fixation de l'iode est très pauvre. Et quand on a prélevé les cellules, là-dedans, c'était des cellules cancéreuses trabéculaires et des cellules cylindriques hautes qui sont très méchantes comme cancer. La surveillance après le traitement par le médicament radioactif, on fait ce qu'on appelle une thyroglobuline post-opératoire. On appelle ça une thyroglobuline de base. C'est-à-dire que le patient n'a pas encore reçu de l'iode radioactif. Donc combien de thyroglobulines elle a ou il a de départ? Après, on fait ce qu'on appelle une thyroglobuline 12 mois après le traitement, parce que le traitement radioactif dure pendant 12 mois. Ce sont les rayons bêta- qui vont agir jour et nuit au niveau des cellules cancéreuses. Et il faut s'assurer que la TSH, thyroïde stimulating hormone, qui sont sécrétées par l'hypophyse, un petit organe au niveau du cerveau, soit ABC freiné. Donc, en quelque sorte, on donne obligatoirement pendant 12 mois une dose de lévothyrox un peu plus au-dessus de la normale, ce qu'on appelle hyperthyroïdie iatrogénique pour freiner la TSH. On fait aussi les surveillances échographie cervicale et les suivis, chez nous, c'est trimestriel. Autre indication de l'iode radioactif, nous on pratique pour traiter les nodules chauds. Donc peut-être cette fois-ci, il y a d'autres alternatives de traitement. Les maladies de base d'eau, hyperthyroïdie maligne, les goitres diffus homogènes, diffus non toxiques pour réduire le volume, mais il n'y a pas de nodules pour réduire le volume de la thyroïde. La scintigraphie à l'iode qu'on pratique dans notre service est recherche étiologique, recherche des causes d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que dès qu'un patient, une patiente a une TSH basse, tout de suite, on fait une recherche étiologique, s'agit-il d'un nodule chaud qui est responsable de cette TSH basse ou une hyperthyroïdie tout simplement basse d'eau, et utilisé pour le traitement des hyperthyroïdies diffus ou nodulaires, donc c'est un taux de captation de l'iode qu'on doit mesurer pour qu'on puisse bien adapter, bien déterminer la dose qu'on va administrer. Voilà ici, image scintigraphique de notre service. Dans notre service, si vous regardez ici, c'est comme un drapeau japonais ici, donc antérieur, centré au niveau du cou, la région thyroïdienne, et au niveau de la face. Donc on voit ici très mal les glandes salivaires, parotide
Mais le nodule ici, il est très avide d'iode. Il capte tout l'iode. Et le reste de parenchyme thyroïdien, il le laisse. On appelle ça un nodule chaud extinctif. Extincteur, ça ne donne rien pour les autres tissus thyroïdiens. On fait également, dans notre service, on consulte les thyroïdites de Kervin présentant douleur au niveau cervical, précédé il y a quelques semaines des syndromes grippal, et que on palpe le cou, facilement le diagnostic est posé. Quand on palpe la thyroïde normale, c'est thyroïde ferme, élastique, mais en thyroïdite, quand on palpe, c'est un peu dur. Le plastique n'est même pas dur, c'est un peu dur comme le métal, avec une douleur, et on donne les anti-inflammatoires pendant 9 jours, pas tout de suite les corticoïdes. Et il faut quitter bien les hyperthyroïdites transitoires de thyroïdite parce qu'on a tendance à donner des antithyroïdiens de synthèse qui n'est pas bon parce que ça va entraîner la mort de la thyroïde. La thyroïdite de Hashimoto, c'est une hypothyroïdie auto-immune, donc le corps humain fabrique des anticorps contre lui-même et on donne des hormones thyroïdiennes. En conclusion, la transition vers la forme nodulaire, rôle central de l'échographie et de la cytoponction, place majeure de l'irathérapie dans les traitements des carcinomes différenciés de la thyroïde, l'évolution vers des techniques moins invasives, nécessité d'un suivi structuré et standardisé. Les perspectives et standardisées. Les perspectives de traitement, donc on est en alignement progressif aux standards internationaux. Donc moi je travaille très étroitement avec les groupes de réflexion de thyroïde français, avec les groupes de réflexion de thyroïde français, pathologie, cytologie, développement France, et que les techniques mini-invasives actuellement, d'actualité aussi, les autres experts vont exposer, comme la thermoablation percutanée, pour les nodules. J'ai mis un peu en gras sur bénin, on peut le faire, alcoolisation des kystes thyroïdiens, pur, simple, et il faut une approche multidisciplinaire puisque on aura une meilleure prise en charge des maladies thyroïdiennes. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Rassat, pour votre intervention. Je vous prie, vous pouvez reprendre place. Quant à l'audience, je tiens à rappeler que vous avez en votre disposition un QR code qu'il faut scanner pour poser les questions. Donc, professeur Rassat, j'ai un petit résumé de ce que vous nous avez... Qui a été très bien modérée. Merci au professeur Rassat pour cette brillante présentation. Maintenant, nous allons enchaîner sur la deuxième session. Donc, j'appelle le docteur Ravelman Karine pour la modération. Rebonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de modérer cette deuxième session. C'est un plaisir pour moi de modérer cette deuxième session dédiée à une innovation qui transforme progressivement notre approche des nodules thyroïdiens, la thermoablation par radiofréquence. Depuis des décennies, face à un nodule thyroïdien symptomatique, nous avions essentiellement deux options, la surveillance attentive
ou le bistouri. Aujourd'hui, une troisième voie s'ouvre, mini-invasive, ambulatoire, préservant la fonction thyroïdienne, et elle mérite que nous en examinons les fondements scientifiques, quelles en sont les indications et ses limites. Pour nous éclairer sur ce sujet, sous tous ses angles, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aitam Charara, praticien hospitalier au service d'imagerie médicale de CHU de Nîmes, spécialiste en thermoablation par radiofréquence. Nous tenons à rappeler que vous pouvez poser vos questions via le QR code sur vos tables que le docteur Charara répondra ultérieurement. Sans plus tarder, nous vous cédons la parole, docteur. Merci. Je commence par vous dire salam. Merci, mes amis. Est-ce que vraiment la technique de la thermoablation est un thème important? Est-ce que moi, je vais faire de la radiofréquence? Est-ce que j'ai besoin de comprendre comment ça marche? Parce qu'il suffit que moi, je prends l'électrode et je vois comment il fait mon voisin et je fais comme lui et le problème est réglé. Voilà. En fait, si on ne connaît pas la technique de la thermoablation, on va très mal faire cette technique. D'accord? Donc il est important, impératif de maîtriser, pas juste de prendre connaissance, maîtriser la technique de la thermoablation, comment ça marche la radiofréquence, pour savoir ce que je suis en train de faire, parce qu'il s'agit des patients qu'il faut traiter. Donc, la technique, d'abord, qu'est-ce que c'est la radiofréquence? La radiofréquence, en fait, c'est une destruction tumorale percutanée par la chaleur. Donc, on n'injecte pas de produit, il n'y a pas d'injection de produit, c'est juste, on va déposer localement de l'énergie qui va créer un courant, et ce courant va faire une agitation ionique qui va faire augmenter la température. Quand la température atteint à 60 degrés, il y a une mort cellulaire, tout simplement. Donc en fait, on va déposer localement de l'énergie, la chaleur, jusqu'à ce que la température arrive à 60 degrés, et là, il y a une mort cellulaire. D'accord? Donc, ça commence d'abord par les protéines qui sont dénaturées par la chaleur. Après, il y aura une coagulation vasculaire, d'accord? Et puis, par la suite, une nécrose. Et nécrose, ça signifie mort cellulaire. Voilà. Donc ça, c'est les étapes de la mort cellulaire. Hein. Ça passe par des protéines dénaturées, et puis ensuite par la coagulation et la carbonisation. Alors, la radiofréquence, c'est une technique sûre, parce que vous voyez par exemple ici une électrode, l'extrémité distale ici, c'est l'extrémité qui est active, donc le traitement se fait uniquement sur cette partie-là. C'est là où la température est à 60 degrés, et tout le reste, il est refroidi par, vous voyez cette poche qui est à côté, c'est une poche de sérum physiologique qu'on va glacer, et ensuite ça va créer un circuit de refroidissement qui va traverser l'électrode et qui va refroidir. Donc, je ne vais pas brûler les cellules, les tissus sur le trajet de l'électrode. Uniquement l'extrémité distale qui doit faire 5, 7, 10 mm selon l'électrode qu'on va utiliser. Le traitement se fait de façon sphérique. Donc, c'est important de savoir que quand je dépose l'électrode, il y a un traitement sphérique autour, c'est très précis, 0,94 cm autour, en gros 1 cm de façon sphérique, on traite le nodule à l'endroit où on dépose l'électrode. Donc ça signifie il faut faire des spots,
un peu partout dans le nodule, parce que là, on a un traitement qui fait autour de 1 cm. Quand vous avez un nodule qui fait 3 cm, forcément, il faut déplacer l'électrode. Donc, il n'y a aucun risque de brûler sur le trajet parce qu'on a un système de refroidissement. Et ce système de refroidissement, sur le générateur, vous allez le voir plus tard, on a sur l'écran le contrôle de la température du système de refroidissement. Alors, dans l'électrode qu'on va insérer, le système de refroidissement, ça consiste à quoi? Ça consiste qu'il y a un circuit, c'est le circuit bleu qui va ramener l'eau refroidie, donc ça veut dire 5-10 degrés, et il y a le rouge qui va ramener l'eau qui est chauffée. Donc c'est un circuit où la température elle est toujours basse parce que ça circule. Alors il y a un point important que je voudrais m'arrêter sur ce point-là, parce que ça amène sur les autres techniques de la thermoablation. Ça veut dire que micro-ondes, laser, etc. Quand vous chauffez les tissus à 100 degrés, le liquide qui est dans les cellules va se vaporer. Ça veut dire que les cellules se déshydratent. Donc ça signifie la zone, elle va être carbonisée. Quand la zone est carbonisée, il n'y a plus de diffusion d'énergie dans la zone. Donc ça veut dire que c'est une énergie qui est perdue. Cette information-là, sur le générateur de la radiofréquence, on a une indication, on appelle ça l'impédance dans la zone traitée, qui nous permet de dire, attention, l'impédance elle est 120, 130, donc on arrive à la zone de la carbonisation. Donc là, je suis en train de gaspiller l'énergie pour rien. D'accord? Voilà. Par contre, les autres techniques, micro-ondes, il n'y a pas ce système de contrôle. Et donc ça fait une différence majeure entre deux techniques. La micro-ondes, vous pouvez traiter, mais forcément, vous gaspillez de l'énergie sans le savoir. Alors, les électrodes qu'on utilise, on a plusieurs types d'électrodes. Il y a ce qu'on appelle le monopolaire, il y a les électrodes bipolaires, il y a les électrodes ajustables. Les électrodes bipolaires, c'est ce qu'on utilise le plus. Monopolaire, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc le monopolaire, donc moi je travaille ici, dans la thyroïde, donc j'ai besoin de poser des plaques. Vous voyez, ça fait ici, c'est l'anode, le positif, et dans l'électrode, c'est la cathode, c'est négatif. C'est comme le courant électrique, il faut du rouge et noir, et du positif et négatif. Et pour l'électrode monopolaire, il faut le positif et le négatif. Donc on va placer les plaques sur les cuisses pour créer ce système de refroidissement, un système de circuler l'information de façon fermée. Si par exemple j'ai des prothèses des hanches, je vais positionner les patchs dans le dos parce que l'énergie, il ne faut pas qu'elle circule si on a des prothèses des hanches dans ce cas-là, parce que ça peut chauffer. L'électrode bipolaire, il y a les deux, le positif et le négatif, ils sont dans l'électrode. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire attention s'il y a des prothèses, s'il y a une grossesse, ou même s'il y a un pacemaker. D'accord? Parce que l'électrode monopolaire, il faut désactiver le pacemaker, il ne faut pas qu'il y ait une grossesse. Bon, les plaques, on peut le mettre dans le dos si il y a des prothèses des hanches. On peut contourner le problème. Et donc dans ce cas-là, si on a une grossesse, si on a un pacemaker, on peut utiliser la sonde bipolaire. Ça évite les problèmes. Il y a les électrodes qui sont ajustables. Ça veut dire que ça va de 5 à 20 mm. Selon si le nodule il est petit, je vais
ajusté sur 5 mm. S'il est gros, je vais aller jusqu'au 20 mm. Donc, la disposition en général, on va placer les électrodes sur les cuisses qui vont aller ici dans le générateur. Et après, cette poche-là va participer à ce système de refroidissement qu'on va installer. Et puis là, on a un autre électrode qu'on va utiliser. Donc après, c'est des branchements bleu avec le bleu et blanc avec le blanc pour connecter le générateur. Alors, les électrodes qu'on utilise, c'est des électrodes de 18G. Alors, certains utilisent de 17G, donc il est un peu plus grosse, hein, l'aiguille. Nous, on a du 18G, que ça marche bien. L'extrémité distale, la plupart des électrodes utilisées, c'est du 7 mm ou 10 mm. Donc, quand c'est un petit nodule, on va utiliser 7 mm. Quand c'est un gros nodule, on va utiliser 10 mm. Après, au-delà, il y a les ajustables. Il y a les ajustables. Donc, on peut utiliser jusqu'à 20. Donc, la première chose qu'on règle, c'est la puissance qu'on va employer dans l'électrode. En général, on va utiliser une puissance entre 40 et 50, 40 et 60, 40 et 60. Plus je suis à proximité d'une zone critique, ça veut dire que je suis proche de la trachée, je suis proche de l'ésophage. On va parler de l'hydrodissection, mais je peux réduire aussi par sécurité sur la première ligne la puissance. Au lieu de faire 50, je vais faire 40. Et ensuite, une fois que j'ai fini la première ligne, je vais passer à 50. Donc ça, c'est quelque chose que je vais régler sur le générateur. Il suffit juste de tourner le bouton et je passe de 40 à 50. Voilà. Et donc, on va ajuster la puissance qu'on va utiliser en fonction si le nodule il est gros ou si le nodule il est moins gros ou s'il est proche des critères, des structures critiques. Si je suis dans un nodule, je suis à 40 watts et je vois qu'il n'y a rien qui se passe sur l'écran, ben je augmente à 45, je augmente à 50, jusqu'à ce que je vois sur l'écran ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui ressemble à Bobcorn hein, qui expose, que vous verrez ça un peu plus tard. Donc là, ça c'est l'écran de générateur hein, qui va nous indiquer, par exemple ici, l'impédance. Ça, c'est l'impédance que je vous ai parlé au début par rapport à l'histoire de la carbonisation. Les autres techniques d'ablation ne fournissent pas cette information. Si vous rentrez dans les détails de la thermoablation, cette information-là existe nulle part. L'impédance des tissus. Ils considèrent que ce n'est pas important. Or, c'est trop important de savoir l'impédance des tissus, ce qui indique est-ce que la zone carbonisée ou pas, est-ce que je suis en train de traiter ou gaspiller de l'énergie pour rien, à cet endroit-là. Il vous indique le temps et il vous indique l'énergie qu'on a délivrée dans ce nodule. Et donc tout est calculé en fonction du volume. Est-ce que le nodule il est gros, donc je vais délivrer plus d'énergie. S'il est plus petit, moins d'énergie. Si le nodule il est solide, bah forcément plus d'énergie. Si le nodule il est vascularisé, plus d'énergie. S'il y a du liquide, moins. Vous voyez, c'est une synthèse qu'on va faire lors de la consultation et on va décider qu'est-ce qu'on va employer comme énergie dans le nodule. Alors, l'énergie qu'on délivre, alors il est calculé ou il est montré par deux, soit par joule, soit par kilocalorie. Donc les deux techniques, certains utilisent le joule, certains utilisent le kilocalorie. Enfin, moi, personnellement, j'utilise les kilocalories parce que c'est une information qui est sur le générateur. Je n'ai pas besoin de calculer. Allez, le kilocalorie, c'est 4184. J'ai délivré. La machine me donne d'emblée, je suis à 5 kilocalories. Je n'ai pas le temps de calculer si je suis bien ou pas bien. Je considère que je vais calculer combien de kilocalories je délivre et je confie à ça. Après, vous pouvez faire les joules si vous voulez. Voilà. Donc, au moyen, les nodules, on va délivrer entre 0,40 et 0,50 kilocalories par 1 millilitre.
selon si c'est trop vascularisé, je vais être même pour monter jusqu'à 60. Mais si je suis à 0,30, ça veut dire que j'ai pas traité suffisamment le nodule, il faut délivrer plus d'énergie. C'est important parce que parfois sur l'écran, on a l'impression qu'on a traité le nodule et on regarde l'écran de générateur et on dit mais j'ai calculé 3 kilocalories, je suis à 2. Donc si je m'arrête là, je risque de ne pas traiter le nodule suffisamment. Donc je continue l'ablation encore. Donc ça donne une indication majeure. Les nodules chauds qui sont vascularisés, il faut aller à 0,60. Il faut aller à 0,60. Alors quelles sont les étapes pour la thermoablation? Bon, d'abord, il y a la préparation du patient, la perfusion. Parfois, ça peut être les anxiolytiques, etc. Deuxièmement, on va faire de l'anesthésie locale, même si on fait de la thermoablation avec la présence des médecins anesthésistes. On a de la sédation consciente, j'insiste sur la sédation consciente, parce que on a besoin que le patient, de temps en temps, parle, on a besoin qu'il parle pour être sûr qu'on n'a pas endommagé le nerf récurrent qui peut être parfois proche du nodule. L'hydrodissection, c'est pas du luxe, c'est un paramètre de sécurité. C'est un paramètre de sécurité pour réduire considérablement les complications. Alors la technique qui était publiée par le professeur Beck, ça fait longtemps, par voie transismique. Il faut toujours le faire par voie transismique, telle qu'elle a été publiée par le professeur Beck à Séoul, qui est, pour celui qui ne connaît pas, c'est le pape de la thermoablation. C'est le pape de la thermoablation, c'est lui qui l'a inventé et c'est lui qui est le plus compétent dans le monde. Alors il y a la technique de l'ablation vasculaire. C'est une notion qui est un peu vague, mais elle est importante de faire une ablation vasculaire, qu'on va voir ça. Et puis après, il y a la surveillance derrière. Alors nous, on recommande pour les patients, ils peuvent boire jusqu'à 5 heures du matin. Les interventions, nous, on commence à 8 heures. Jusqu'à 5 heures du matin, ils ont le droit de boire de l'eau. Un thé, une tisane, sans sucre. Pas de lait, pas de café. On peut prendre ces médicaments, sauf les anticoagulants. Nous, on a un protocole pour les anticoagulants. On leur demande d'appliquer le protocole des anticoagulants. Parfois, on peut donner des anxiolytiques pour les patients qui sont un peu angoissés. On peut poser un patch local, mais franchement, nous, on ne le fait pas, mais parce qu'on va faire quand même de l'anesthésie locale. Mais bon, parfois, nous, même pour la cytoponction, les gens viennent et ils posent un patch sur le point de ponction. Habituellement, on n'en a pas besoin, mais on s'incline. Nous, on est là pour surtout le confort des patients. Si ça lui fait plaisir de poser un patch, on peut toujours poser un patch, il n'y a aucun problème, même si c'est souvent il est mal posé. La première chose, on va faire de l'anesthésie locale. Donc pourquoi je vais faire de l'anesthésie locale? Mais il y a l'anesthésiste à côté qui fait la sédation. Donc pourquoi j'ai fait l'anesthésie locale? Donc ça permet d'endormir un peu la capsule thyroïdienne et ça joue un rôle important. Ça permet de hydrodesséquer la paroi. Ça veut dire que s'il y a une fibrose qui se forme à la zone traitée dans la périphérique, s'il n'y a pas cette hydrodessection, la paroi peut être atterrée par la fibrose, il peut y avoir une cicatrice par la suite. Donc il est important, autre que l'effet anesthésique, de faire l'hydrodessection avec le produit anesthésiant, dans ce cas-là. Bien sûr, il ne faut pas le faire par voie latérotrachéale, parce que le produit peut coller vers le nerf récurrent. On met autre chose si c'est nécessaire. Donc là, ici, on injecte le produit autour du nodule. Donc là, vous avez le nodule. Là, on a la carotide. Et donc, on a l'injection également par voie transismique. Et ensuite,
on passe à la deuxième étape, c'est l'hydrodissection. Pourquoi on va faire l'hydrodissection? Comme vous voyez sur ce schéma anatomique, la thyroïde, elle est entourée des structures vasculaires. Il y a des nerfs, il y a des artères, il y a des veines. Et donc, il y a beaucoup de structures. Hein, donc, on a besoin de ne pas cramer toutes ces structures-là. Et donc, l'hydrodissection permet, vous voyez, d'écarter. Ici, par exemple, là, on a le nerf vague. Donc, l'hydrodissection permet d'écarter le nodule qu'on va traiter. Et non, on sait que la sphéricité du traitement, elle est de 0,94. Donc, je peux ajuster l'électrode pour que je sois à distance du nerf vague et je tiens compte de la zone que j'ai desséquée. Il y a le nerf vague, il y a le ganglion sympathique moyen, c'est-à-dire que ça entraîne beaucoup de complications. Alors, quand le nodule il est proche de la trachée, on va faire l'hydrodissection trachéale dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut écarter la trachée. Par rapport au nodule. Donc là, c'est un espace qui est virtuel, qu'on ne voit pas, et que nous, on injecte du sérum sucré, 5%, c'est sucré de 5%. On va injecter le liquide entre le nodule. Donc après, au départ, il faut chercher l'espace, parce qu'on ne le voit pas, c'est un espace qui est virtuel. Et puis à un moment donné, on finira par trouver cet espace-là et qu'on arrive à écarter le nodule par rapport à la trachée. Et donc là, une fois qu'on a trouvé cet espace-là, là on commence à injecter le produit, le glucosé 5%, hein, donc là l'aiguille, et voilà, le nodule il est écarté par rapport à la trachée. Donc là on peut passer à l'étape supérieure, ça veut dire commencer le traitement du nodule. Donc il faut que tout est prêt, parce que l'hydrodissection ne reste pas très longtemps. Donc il faut que ça soit prêt pour aller passer la première ligne très rapidement, parce qu'après le produit s'il disparaît, ça n'a pas d'importance. Quand je suis sur la deuxième ligne, eh ben, ça me pose pas de problème, parce que je suis protégé par la première ligne. On peut faire une perfusion comme ça, en continu pour l'hydrodissection si on veut, mais voilà, on ne le fait pas tellement. Donc, la technique la plus fiable, c'est la technique qui a été publiée par le professeur Beck il y a longtemps. Alors là, ce papier date de 2012, mais on n'a pas trouvé mieux, et que tous ont fait la technique du professeur Beck. Et c'est lui qui a essayé, parce que moi j'ai des amis qui ont essayé de traiter les nodules différemment. Ils avaient beaucoup de complications. Donc mais vraiment, on a quelqu'un qui a traité, on ne sait pas combien, 20 000, 30 000 de nodules thyroïdiens, qui a une expérience énorme, qui nous dit il faut faire comme ça. Et voilà, je fais comme il dit, je copie ce qu'il dit, et que c'est très sécurisant. Donc c'est des spots qu'on va déposer dans le nodule pour balayer l'ensemble du nodule. Donc on commence par la partie postérieure et profonde du nodule, et puis on va sortir progressivement pour traiter l'ensemble du nodule. Donc là, cette image vous montre, il n'y a rien d'original, c'est toujours le professeur Beck qui a publié ça, qui vous montre que si vous ne traitez pas par le moving shot technique, eh ben vous traitez une petite lésion. Par contre, si vous faites le moving shot technique, ben ça vous permet de traiter une plus large zone de la thermoablation. Voilà. Et donc, il nous dit il faut faire ça par voie transsismique. Et donc, il ne faut pas essayer d'inventer. Là, on vous montre une vidéo qui montre ce que c'est la moving shot technique, comment on traite un nodule par radiofréquence par voie transsismique. Donc là, vous avez le nodule qui est ici. Et donc là, on a l'électrode qu'on va déposer dans la partie profonde et postérieure du nodule.
et c'est là où vous allez voir comme des pop-corns quand ça explose à cet endroit-là, et c'est là où je dois retirer l'électrode, voyez, et donc là on va sortir, une fois qu'on a vu la zone traitée, donc on va sortir jusqu'à ce qu'on voit du blanc ici. Et là, je replante l'électrode pour revenir ici. Et donc là, on va localiser et puis on recommence. Donc c'est des spots qu'on dépose localement. La partie postérieure est profonde et progressivement, on va aller vers l'avant. Et là, on voit bien sur l'image la zone traitée qui devient blanche, qu'on ne voit plus rien, et puis la zone qui n'est pas traitée. Donc en fait, on voit sur l'écran ce qui se passe. On a la zone traitée. On avait calculé l'énergie qu'on doit délivrer, 4 kilocalories, 5 kilocalories. Donc on va corréler les deux, ce que je vois sur mon écran et ce que j'ai calculé théoriquement. Même on calcule le temps de traitement en fonction du volume. On considère comme ça, en gros, un nodule, par exemple, qui fait 10 millilitres, il faut 10 minutes pour le traiter. Un nodule qui fait 5, il faut 5 minutes pour le traiter. Voilà. Divisé par 2, c'est le nombre de calories. Vous voyez, donc j'ai un nodule de 10, je sais qu'il va prendre 10 minutes, je sais que je vais délivrer autour de 5 kilocalories, sans tenir compte de l'aspect, etc. Et après, je vois les détails. Donc, on voit sur cette image figée maintenant la zone traitée, qui est postérieure, et la zone non traitée. Donc, on sait qu'il faut continuer le traitement. Voilà, ça, c'est en fait, c'est le même nodule qu'on montre, qu'on fait plusieurs allers-retours dans le nodule pour finaliser. Voilà. Alors, l'ablation vasculaire, est-ce que c'est important l'ablation vasculaire? En fait, le nodule, il est alimenté par des vaisseaux. Il est alimenté par des vaisseaux. Donc, si vous ne coupez pas les vaisseaux, ils vont regrossir dans le temps. Donc, il est important de traiter les vaisseaux qui alimentent. Ce qui est encore plus important, c'est de dire, est-ce que je vais traiter d'abord l'artère ou je vais traiter d'abord la veine, parce qu'il y a l'artère et il y a la veine. Donc la consultation que j'ai faite en pré-thermoablation, je vais localiser l'artère, je vais localiser la veine. Supposons que j'ai commencé par traiter la veine. Il y a le débit sanguin qui arrive dans le nodule. Et j'ai coupé la voie du retour veineux, et donc je vais créer un œdème assez important dans le nodule qui va provoquer par la suite ce qu'on appelle une rupture nodulaire par le débit qui est trop important. Ça fait partie des raisons, pas uniquement la seule raison d'avoir des ruptures nodulaires. Il y a la localisation des nodules, mais l'ablation veineuse, sans commencer par l'ablation artérielle, peut provoquer ça. Donc il est important de localiser l'artère et la veine et traiter d'abord l'artère et puis la veine. Ici, sur cette échographie qui est avant avant l'ablation, donc là, ça permet ici de regarder, donc là je suis sur l'artère, donc je sais que là, ici, l'artère. Alors parfois, il y a plusieurs artères qui alimentent. Et ici, finalement, je suis sur la veine, ici sur la veine, donc je sais que je vais faire l'ablation de ce côté. Une fois qu'on a fini le traitement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est discutable. Est-ce qu'on fait des corticoïdes en fin d'intervention? Certains disent ça ne sert à rien, certains disent ça sert. Il n'y a pas de recommandation très précise par rapport aux corticoïdes. Moi, ce que je fais, quasi systématiquement, corticoïdes, 1 mg par kilo en fin d'intervention. Pourquoi? Parce que quand on traite le nodule, on a un œdème naturel, parce que moi, je vois les patients post-ablation, je les regarde 3 heures après, avant de les laisser rentrer, des fois.
et on se rend compte que le volume augmente. Et donc, l'augmentation du volume nodulaire de façon brutale, ça fait partie des raisons pour lesquelles il peut y avoir une rupture nodulaire. Donc, les corticoïdes, voilà. Moi, j'ai jamais eu de nodulaire avec le protocole des corticoïdes. Après, il faut que je fasse une centaine sans corticoïdes pour voir si j'ai des ruptures ou pas. Mais moi, par rapport à ma pratique, jamais de rupture nodulaire, sauf un nodule qui y a eu une rupture nodulaire 2 mois après. On en parlera des ruptures nodulaires. 2 mois après, il y a eu une rupture nodulaire. Donc, ce n'est pas par l'œdème forcément la rupture nodulaire, ça peut être par l'affaiblissement de la capsule. Et donc, on vérifie quand même, on fait une échographie dynamique pour on fait l'échographie dynamique pour vérifier qu'au niveau des ventricules, les bandes ventriculaires bougent, que la corde vocale n'est pas abîmée. Donc ça permet ici, par exemple, d'avoir que ça bouge les 2 côtés. Alors, moi, j'en ai pas de paralysie récurrentielle pour vous montrer. Par contre, j'ai trouvé une image où j'étais en train de préparer ma présentation, une patiente qui est venue en post-opératoire, c'était le contrôle cancer thyroïde, et donc c'était une échographie cervicale ganglionnaire. Et il y avait cette paralysie récurrentielle, et que ici, vous voyez, ça ne bouge pas d'un côté, de l'autre côté, ça bouge. Donc quand vous regardez d'un côté, ça bouge les 2 côtés, et là, ici, là, ça bouge, et de l'autre côté, ça ne bouge pas. Donc cette exploration-là, on peut le faire en fin d'examen, avant de laisser partir les gens, pour vérifier qu'on n'a pas cramé le nerf récurrent. Ensuite, on va mettre du glaçon pour refroidir la zone, une compression pendant 3 heures, et on surveille. Impératif, on donne en fin de surveillance un repas pour les patients. Ce n'est pas par courtoisie, c'est qu'on a besoin de savoir qu'ils avalent bien, ils n'ont pas de problème pour avaler ni pour boire. Donc c'est un test à la déglutition qu'on va le faire pour être sûr qu'on n'a pas provoqué d'anomalies ou des complications à ce niveau-là. Voilà. Après, nous, on les contrôle 3 mois après, 6 mois après, 1 an après. Si c'est un nodule chaud, on leur donne un bilan biologique à faire, la TSH, plus ou moins la T4, si la TSH anormale. En France, les recommandations récentes disent si la TSH normale, on ne fait plus la T4. On ne fait plus la T4. Je vous remercie. Merci docteur pour cette présentation claire et structurée. Nous retenons que la thermoablation par radiofréquence est une alternative valide et sûre à la chirurgie pour les nodules thyroïdiens symptomatiques, compressifs, douloureux ou esthétiquement invalidants. Elle exige une expertise structurée, surtout une équipe bien expérimentée, car elle a besoin d'une grande précision et une connaissance vaste en anatomie. Encore merci, docteur, pour votre clarté et honnêteté scientifique. Ainsi s'achève cette 2e session. Nous rappelons encore qu'il y a le QR code sur vos tables que vous pouvez scanner afin de poser vos questions. Et le docteur répondra ultérieurement. Merci pour votre aimable attention.
Je réitère nos remerciements pour la présentation très technique et complète de Dr Charara sur cette méthode mini-invasive. Et nous remercions également notre modératrice, Dr Ravalman. Vous pouvez rejoindre votre place. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur la troisième présentation. J'appelle donc le docteur Afaratina Monica pour modérer cette session. Docteur, à vous la parole. Mesdames et messieurs, nous arrivons à présent à la troisième et dernière session plénière de cette matinée. Et j'ai le grand plaisir d'introduire notre intervenant, le professeur Giovanni Mori, radiologue interventionnel de renommée internationale et spécialisé dans les traitements mini-invasifs des nodules thyroïdiens. Le professeur Mori exerce au sein de l'unité radiologie interventionnelle de l'Institut IRCC Hôpital Galeazzi à Milan. Et il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques internationales et contribue activement au développement des techniques ablatives modernes. Son expertise couvre l'ablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, notamment les nodules hyperfonctionnels. Et c'est dans cette thématique que s'inscrit sa communication intitulée « Prise en charge des nodules thyroïdiens hyperfonctionnels dans les contextes des hyperthyroïdies symptomatiques et asymptomatiques ». Malheureusement, le professeur Mori ne peut pas être présent physiquement parmi nous aujourd'hui. Toutefois, il a aimablement préparé une présentation préenregistrée et je vous invite maintenant à visionner cette présentation. À titre de précision, les questions pourraient être posées via le code QR placé sur votre table. Merci. Dear all, I am Dr. Mauri from Italy, from Milan. I am very, very happy of being able to participate in this meeting. I'm very sorry I will not be able to be there in person, but I think you are doing really a great and important thing there in Madagascar for the development of thyroid care in Africa. It is a very important thing, and I hope to be able to join you in the future in person. I am an interventional radiologist, and I am working at the Ospedale Galeazzi in Milan, and I'm involved in ablation in different organs, not only thyroid, but today I will discuss with you about the management of hyperfunctioning thyroid nodules in patients with symptomatic and asymptomatic hyperthyroidism. As you know, autonomously functioning thyroid nodules can be up to 5 to 10% of the cases of thyroid nodular disease. So it's not so an infrequent problem that we face in our clinical practice. If on one side malignancy is extremely rare, on the other side, this kind of nodule can have a significant impact in the life and the quality of life of our patients, because it is not only determining compressive symptoms or aesthetical concern, but the function of the thyroid can be altered by the nodule, and so we have to face also the clinical relevant problems related to the hyperfunction. Oftentimes, radioiodine is the first option of treatment and is the first line. It can be very effective, and in a lot of countries is also quite accessible, but is not so easy also for the patient.
Surgery is rarely necessary, but in some cases might be an option. Even if well documented, we also know that a radioiodine ablation can achieve normalization of the thyroid function, not in all cases. It is reported to achieve normalization in 75 to 95% of patients in the follow-up between 3 and 12 months. So it's not 100% of success even with radioiodine. And on the other hand, hypothyroidism has been reported to be no more than 10-20%. But if you consider 1 or 2 patients out of 10 treated patients, is not a negligible number of cases that undergo hypothyroidism after this kind of treatment. And so it is necessary after the hyperthyroidism to take care of the hypothyroidism of the patient. Furthermore, some patients might have contraindication to radiation exposure, might have previous cancer, might have had other radiations on the neck. And also, as I mentioned before, late hypothyroidism might occur. For this reason, minimally invasive treatments like ablation have been used also to treat this kind of nodules. I would like now to point out to you something that I think is very important, and just let me briefly discuss this topic before introducing and jumping precisely on hyperfunctioning nodules. At the beginning of my experience, and when we decided to perform this kind of study, try to summarize what was the evidence in 2020, performing a meta-analysis of the data on solid thyroid nodules, we had a large number of papers, but finally we had to exclude a lot of papers because it was difficult to understand the type of nodule treated, if it was hyperfunctioning or not, or there were missing information of interest in the reported papers. So there's a lot of papers with a lot of data, but oftentimes it is very difficult to perform secondary evidence studies because of lack of standardization of the reporting. For this, as I argue, are approaching this kind of treatment, it is very important to try to have a standardized terminology and reporting. And this is particularly important for hyperfunctioning nodules. In this paper, we were proposing a standardized terminology and reporting criteria. And as you can see, there are a lot of topics from indication to nodule features that should be reported. For example, the dimensions of the nodule. If they are small, it means less than 10 ml, medium between 11 and 30, or large. And we will see why this is important. The type of ablation, the procedure detail, the energy parameters, but particularly the results that are not only the technique efficacy, but also should be reported at primary and secondary efficacy rate, and not only the volumetric reduction, but the clinical success of our procedure. Why is it particularly important for AFTN? Because we are not only managing the volume reduction because of compressive symptoms, but also we want to try to manage the function of the thyroid and to solve the hyperthyroidism. So we have to assess not only the volumetric reduction, but the clinical success of our treatment. This is why for autonomously functioning nodules, we proposed a different threshold, saying that at least 80% of the initial volume is proposed as the preferred target for technique efficacy. Because if we
are dealing with an autonomously functioning nodule, we do not want only to reduce its volume, but to try to ablate it almost completely. So we have to change a little bit our target for technique efficacy, because our aim for clinical success is different. And so, in association with volumetric reduction, the ultimate goal of the treatment is to achieve satisfactory normalization of the thyroid function. This is very peculiar of this kind of disease. But let's see a standard and a clinical case of that can occur in our everyday practice. A small nodule, 2 centimeter, with these features that was determined as benign at cytology, but with hyperfunction. I always like to perform CUS when I want to perform an ablation, particularly for autonomously functioning nodule, where oftentimes we see a slightly hypervascular nodule. And it's important to have this image before the treatment to have a good comparison after treatment to check precisely the volume of ablation. As we want to ablate the nodule almost completely, it's particularly important to perform a large hydrodissection, and here you see the hypoechoic area up around the nodule between the carotid sheet and the nodule to separate the thyroid from the carotid sheet, and also with some fluid going down, and to try to perform a complete ablation. And you see the hyperechoic area reaching the isthmus of the thyroid and the lower portion of the nodule, and with the moving shot technique, trying to place the tip of the needle at the real margin of the nodule so that we can try to ablate completely or almost completely the nodule. However, even if the hyperechoic area seems to have well covered the nodule, it is important to perform CUS after the treatment, because this can show us a remaining vital tissue. Oftentimes, autonomously functioning thyroid nodules are a little bit more resistant to ablation because they are hypervascular and with increased cellularity, so might be a little bit more difficult to fully ablate than a standard, let's say, spongiform thyroid nodule. In this case, it is possible to target again specifically that area where we see the enhancement, the residual enhancement, trying to complete the ablation of the nodule, trying to reach that 80% of completeness of ablation. And this was done finally with a 1 centimeter active tip in less than 5 minutes. So with all the cautious that it requires, after a while, the ablation itself still is quite fast. I want now to discuss with you just this single paper from the literature. You can find different papers, but this one is still the paper with the largest number that we performed in Italy with the MITT group, which is a group composed of different specialties, endocrinologists, radiologists, surgeons, and we at that time tried to collect all the data of the patients treated in our country. We were able to collect 361 patients that were treated at that time. So the first point is that already at that time it was quite diffused, the treatment of ablation for hyperfunctioning thyroid nodules in alternative to radioiodine, at least in Italy. And we checked not only the volumetric reduction, but the thyroid function and the anti-thyroid therapy up to 36 months. What was interesting was that as on one hand, the volume was significantly reduced at all the time points.
also the TSH values increased significantly at all time points up to 36 months, meaning that we are able not only to achieve volumetric reduction, but also have a significant impact on the thyroid function. But as this was a real-life study, at that point, we included a large number of patients, and we had not a clear idea of which is the best patient with autonomously functioning nodule to be treated with ablation. And so we included also patients with very large nodules, where we were thinking just to treat and to reduce the compression, and not really to be able to achieve a normalization of the thyroid function. What we found was that actually the best results were in the small nodule. The small nodule, again, defined as smaller than 10 milliliter, achieved 74% of normalization of the TSH, so that it was possible to withdraw the medical therapy. So these patients were at the end treated with ablation and achieved a significant volumetric reduction, and in 74% of cases were able to achieve euthyroidism. As the volume increased, the results were worse, with 49% of medium nodules, which still means 1 patient out of 2 able to fully restore the thyroid function and to withdraw the medical therapy, while in nodules with larger volume, the results were quite poor on the restoration of the function. Just remind that in all these cases, the volumetric reduction was significant. It means that even in large nodules that for any reason are not undergoing radioiodine or surgery, we still can perform ablation to treat the cosmetic problem or the symptomatic compression, even if we know we might not achieve restoration of the thyroid function. Also, we found that the attainment of euthyroidism was significantly more frequent in patients whose treatment achieved technical success. It means 80% ablation. So once again, it is very important when we deal with autonomously functioning nodule to try to ablate completely the nodule, or not to stop when we think we ablated enough to improve the cosmetic problems or the symptomatic compression. As you see, 71% of patients with technical success achieved euthyroidism, in comparison with only 14% in those patients without technical success. So let's try to keep in mind to try to treat at least 80% of the nodule when you deal with AFTN. Only one major complication was reported, dysphonia that was transient, but particularly of interest was that we had no case of late hypothyroidism. So, in comparison to the 10-20% of hypothyroidism that can occur after radioiodine ablation, we had no hypothyroidism. So, this is something that might be absolutely to be taken into consideration, particularly if we are proposing a treatment, for example, to a young lady that wants to avoid hypothyroidism. It can be possible to perform additional treatment in comparison with like radioiodine, where there might be a dose limit or surgery that can be more complex after one surgery.
it is always possible to repeat thermal ablation, and this is something that we can discuss with our patient. 5% of these patients underwent finally radioiodine ablation. What is interesting is that if you need to do radioiodine ablation after a thermal ablation, you generally can use a lower radiation dose. So one approach could also be to have a two-stage treatment using ablation as the initial treatment, and if needed, radioiodine ablation, but with a lower dose. That is, of course, of benefit for the patient. Others were treated with additional ablation, and 1% finally underwent surgical treatment. For all these reasons, already in 2019, as MITT, in the first multidisciplinary statement ever published, we putting together different specialists proposed as a statement that thermal ablation might be proposed as a treatment option for autonomously functioning nodule. Particularly at that time, we suggested this treatment for patients who were refusing or not able to undergo traditional treatment with radioiodine or surgery. So this was the first statement opening to ablation officially also for cases of AFTM. Of course, with extreme caution due to the initial stage. But from then, we moved to stronger guidelines, the European guidelines, where it was stated that thermal ablation should be considered, not only can be, but should be offered to patients. So patients should know about this option that should be taken into consideration, particularly in young patients with small autonomously functioning nodule. So please remember that the results are better for nodules smaller than 10 ml, and particularly if incomplete suppression of the perinodular thyroid tissue is seen at scintigraphy, because in that cases, the risk of ablating also the perinodular thyroid tissue with the radioiodine ablation is higher, and so it is higher the probability of having a hypothyroidism with radioiodine ablation. While with ablation, it is higher the probability of normalization of the thyroid function and the advantage of avoiding irradiation and restricting the risk of late hypothyroidism. So, summarize, the benefits are particularly for patients with small nodules, because in that case, if we can ablate at least 80% of the volume of the nodule, we can achieve clinical benefit with reduction in size, normalization of the thyroid function, and avoiding irradiation and hypothyroidism. So I'm strongly convinced that this is a very good option for patients with hyperfunctioning thyroid nodule that really we all should take into consideration when facing this kind of patients. And with that, I would like to thank you all for your attention. I'm very happy again and hope to be able to see you all in person next year. Qu'il a consacré à sa présentation. Dans cette présentation, le professeur Maury souligne que les nodules hyperfonctionnels sont responsables d'environ 5 à 10% des maladies nodulaires thyroïdiennes. Et bien que rarement malins, ces nodules peuvent provoquer une hyperthyroïdie et altérer la qualité de vie des patients. Le traitement de référence reste l'iode radioactif.
et qui permet une normalisation hormonale dans 75 à 95% des cas. Cependant, il peut entraîner une hypothyroïdie dans 10 à 20% des cas et présente certaines contre-indications. Donc, l'ablation thermique constitue une alternative mini-invasive efficace, surtout pour les petits nodules, c'est-à-dire inférieurs à 10 ml, et elle permet de réduire le volume nodulaire, d'améliorer la fonction thyroïdienne et présente un faible risque de complications et d'hypothyroïdie. Et pour être efficace, l'ablation doit détruire au moins 80% du volume de nodules. Les recommandations récentes suggèrent de proposer cette technique, notamment chez les patients jeunes ou lorsque l'iode radioactif ou la chirurgie ne sont pas adaptés. En conclusion, l'ablation thermique représente une alternative sûre et efficace au traitement traditionnel, particulièrement adapté aux nodules de petite taille. Ainsi, j'achève ma monologue et merci de votre attention. Merci, Dr Afaratina, pour cette modération. Nous arrivons donc à la séance de questions-réponses pour cette première série de séances plénières. Je vais lire les questions adressées à nos deux orateurs présents. Nous allons donc commencer d'abord par professeur Assad et ensuite par Dr Charara. Vous aurez chacun 15 minutes maximum pour répondre à nos séries de questions. Donc, je commence. Alors. Donc, professeur Assad, quelle est la place du médecin généraliste dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes ? Une autre question. Y a-t-il une classification histopathologique des nodules et cancer thyroïdien? Et comment peut-on être sûr qu'un nodule soit bénin? Une autre question. Quelle est l'efficacité du traitement par iode radioactif chez les patients porteurs de cancer de la thyroïde? Donc, merci pour les questions, les trois premières questions. Donc, en moyenne, je vais répondre 2 minutes. Quelle est la place de médecin généraliste pour la prise en charge des maladies thyroïdiennes? Donc, on a vu tout à l'heure que les maladies thyroïdiennes, ce n'est pas une maladie, ce sont des cas cliniques. Au moins, quelqu'un qui arrive, qui a un goitre, ça peut être une goitre hypothyroïdien, manque d'hormones thyroïdiennes. Donc on donne de l'évothyrox, hormone en plus. Si c'est un goitre hyperthyroïdien, il faut faire des dosages hormonaux, les hormones thyroïdiennes, TSH, FT4, FT3, avant de donner un traitement. Donc, chaque malade qui arrive, problème thyroïde goitre, les médecins généralistes ont tendance à donner tout de suite l'évothyrox. Et c'est pas bon. Au moins, on fait, chez les généralistes, il faut faire échographie cervicale et thyroïdienne correcte et les bilans hormonaux thyroïdiens. Et puis après, quand il y a des cas un peu plus difficiles, il faut toujours faire passer aux spécialistes. La deuxième question. Y a-t-il une classification histopathologique des nodules et cancers thyroïdiens? Donc sur l'ANAPAD, c'est très important. J'en ai vu des cas, des malades, parce que sachez qu'il y a les carcinomes vésiculaires. Thyroïdiens, c'est différencié. Si on regarde au microscope, ce sont des tissus thyroïdiens tout à fait normal. Mais on fait ce qu'on appelle un diagnostic de présomption. Indirectement, on regarde les capsules qui entourent le nodule. S'il y a rupture capsulaire, s'il y a un début d'invasion capsulaire, irrégularité de l'épaisseur de capsule, là déjà, on fait attention que peut-être un carcinome vésiculaire.
ou si jamais il y a une adénopathie métastatique. Donc ça, c'est très important, les pathologistes doivent savoir ça. Et que pour l'interprétation, il faut être correct. Il faut nous donner, les cliniciens, les thyroïdologues, les résultats, surtout microscopiques, de l'anapathe des nodules thyroïdiens. On regarde là-dedans, s'agit-il, est-ce qu'il y a invasion capsulaire, rupture capsulaire, est-ce qu'il y a des emboles, des cellules cancéreuses là-dedans? Il y en a combien de nodules thyroïdiens malins, la taille exacte et les nombres, parce que tout ça dicte le pronostic de la guérison du patient, et surtout les PT 1, 2, 3, etc., parce que c'est très important. Un PT1 inférieur à 1 cm, unique, unifocal, pas de rupture capsulaire, pas de embole vasculaire, là on appelle un petit cancer micro-carcinome avec très faible risque de récidive. Donc on fait ce qu'on appelle une surveillance active, ou bien le patient choisit de faire l'irathérapie, on le fait, le patient qui décide. Troisième question, quel est donc les carcinomes vésiculaires? Faites attention, surtout les pathologistes, parce que ça peut être 2 ans, 3 ans après, il y aura une métastase. J'en ai vu des cas. Quelle est l'efficacité du traitement par l'iode radioactif chez les patients porteurs de cancer de la thyroïde? Cancer de la thyroïde, 97%, ce sont des carcinomes différenciés de la thyroïde, c'est-à-dire qui captent encore l'iode. Donc on leur donne l'iode. L'efficacité, pour les PT1, c'est vraiment plus de 97% des cas. Mais il y a des PT1 qui sont très difficiles aussi. Même des petits foyers de 1 mm de diamètre, ça peut être très difficile. PT2, PT3, avec des métastases ganglionnaires, si les chirurgiens arrivent bien à faire un curage ganglionnaire correct pendant la chirurgie, donc nécessitant quand même beaucoup plus de temps, parce que totalisation de la thyroïde c'est 2h30, mais dès qu'il y a curage ganglionnaire, ça a plus de 6 heures, donc 8 heures pendant l'opération. Mais quand la chirurgie est correcte, il y en a qui sont guéris. Il y en a même des métastases au niveau oscoxal. Après 8 ans, après 3 cures d'irathérapie, j'en ai vu un très jeune de 24 ans, guérison, et j'étais très content. Avec le développement de techniques thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, le recommandez-vous à vos patients si cela est indiqué? Oui, bien sûr. On recommande par exemple les nodules chauds autonomes maintenant, que notre professeur collègue italien qui a présenté tout à l'heure, on le recommande parce que les nodules chauds autonomes sont très difficiles à traiter par l'iode radioactif, nécessitant même une dose très élevée. Les récidives sont fréquents. Il y en a aussi des nodules, peut-être nodule bêta 2 ou 3, on va voir les études récentes. Donc on est toujours ouvert à l'innovation thérapeutique. Excusez-moi, professeur. Je me permets de lire les questions pour vous, comme ça, parce que là, c'est pas encore filtré. Il y a des questions qui se répètent, et je vais lire ce que j'ai avec moi pour vous, si ça vous gêne pas. Donc, je continue, hein, c'est dans la liste de QR. Donc, merci pour la présentation. La prochaine question. Nous voyons beaucoup de cas de discordance entre euthyrads et cytoponction en anatomopathologie après chirurgie. Par exemple, nodule classé euthyrads 4, cytoponction répétitive toujours Bethesda 2. Ils ont fait une lobectomie et après chirurgie, le diagnostic revient carcinome. Et c'est difficile après de proposer une totalisation vis-à-vis des patients. Est-ce que vous avez un avis sur ce cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pas moi seul, mais le docteur Charara aussi va donner son avis. En fait, l'ultrason cervical et thyroïdien est opérateur dépendant. Donc, un radiologue
qui dit ouh, Bethesda 3. Alors que si un autre radiologue regarde, il y a des inclusions microcalciques, etc., etc. Donc, ça peut entraîner l'erreur de diagnostic, classification de TIRADS. Donc, voilà pourquoi, quand on opère la thyroïde, les nodules, tomber surpris, anapathe, carcinome. Voilà. Bethesda 2, on a fait la cytoponction. Donc, un nodule de taille 20 mm, fois 30 mm. On fait la cytoponction avec eau guidée. C'est comme un sac de riz. Vous sondez en dessous ou grain rouge. Vous sondez au-dessus ou grain blanc. Donc, les Bethesda 2, on peut le retrouver dans des nodules thyroïdiens, mais ça ne veut pas dire de façon certaine que le nodule est bénin. Voilà, on est d'accord, parce qu'on n'arrive pas à prélever toutes les cellules. Donc les résultats de cytologie n'est que de diagnostic de probabilité. Voilà pourquoi on dit 5 à 15%, Bethesda 3, 15 à je ne sais pas quoi, 4, Bethesda 4, etc. C'est un pronostic, mais pas un diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, c'est l'anapathe. Et encore, l'anapathe, c'est encore opérateur dépendant parce que le anapathologiste, il dit toujours une phrase dernière jusqu'à la limite de prélèvement que nous avons reçu. Donc, c'est toujours rien n'est certain. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà pourquoi comment on appelle ça, la non-concordance des résultats échographie, cytoponction et anapathe. Docteur Charara, vous avez... Alors, oui, alors par rapport ça, on appelle ça les histoires de chasse. Quand on parle de la cytoponction et qu'on dit que c'est bénin, finalement, on a trouvé que ce nodule, il y a un microcarcinome. Il y a une différence, en fait, un nodule bénin. Parfois, il peut y avoir des micro-foyers de 1, 2, 3 mm dans un nodule bénin. Ça existe. Donc le nodule, il est bénin à la cytologie. Alors ces microfoyers de 2-3 mm, si on n'a pas opéré, est-ce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps? Alors il y a des études quand même, plusieurs, c'est pas une étude, il y a plusieurs études, où on parle de la surveillance active des microcarcinomes. C'est un patient qui a un nodule thyroïdien qui fait 7-8 mm, 7 mm, moins de 7 mm, que j'ai ponctionné, ils ont répandu carcinome papillaire. Certaines études disent on peut les surveiller, une surveillance active. Donc, pas tous les cancers thyroïdiens peuvent être opérés. Parfois, il y a des contre-indications majeures, et d'où l'intérêt d'ailleurs de la thermoablation dans ce cas-là. Mais de trouver un micro-foyer de 1-2 mm, ça peut arriver, mais ça reste exceptionnel. Moi, je vous parlerai cet après-midi de la fiabilité de la cytoponction et les faux négatifs de la cytoponction. Et que je pense qu'il ne faut pas trop regarder les histoires de chasse, sinon, si on traverse la rue, on risque de se faire écraser. Il ne faut jamais traverser la rue. Ça ressemble à ça, à peu près. Merci, docteur, pour votre réponse. Je continue avec les séries de questions. En cas de récidive métastatique d'un carcinome vésiculaire de la thyroïde avec métastase cérébrale, vertébrale, avec compression médulaire, peut-on faire une radiothérapie chez ce patient s'il a déjà bénéficié d'irathérapie avant? Où peut-on traiter ces métastases avec de l'irathérapie? Merci. Merci. En fait, le terme carcinome différencié de la thyroïde veut dire que les cellules cancéreuses gardent encore la propriété de capter de l'iode. C'est une propriété physiologique. Si on fait une radiothérapie externe sur ces carcinomes différenciés,
on va assister à ce qu'on appelle une dédifférenciation des cellules cancéreuses. Et quand c'est dédifférencié, il ne capte plus l'iode radioactif. Voilà pourquoi en première intention, on n'indique jamais radiothérapie externe ni chimiothérapie, parce que ça entraîne une dédifférenciation de cancer différencié de la thyroïde. Et à ce moment-là, ni la radiothérapie externe, ni la chimiothérapie, ni l'iode radioactif, parce que c'est déjà dédifférencié, ne sont plus efficaces. Autre traitement, un quatrième, mais c'est encore en phase expérimentale. Pour les multiples métastases cérébrales avec les œdèmes, hypertension intracrânienne, des vertébrales, des multiples métastases, on peut, oui, faire ce qu'on appelle une radiothérapie bien localisée pour réduire de façon significative la taille de métastases, mais ça améliore considérablement, je pense, les signes cliniques, les douleurs de patients. Merci, docteur. Dernière question, parce qu'on arrive au terme du temps imparti. Y a-t-il une possibilité de dégénérescence anaplasique ou maligne des nodules dits bénins? Docteur, professeur. Donc, la dégénérescence vers les carcinomes anaplasiques, les carcinomes différenciés, oui. Pour les carcinomes différenciés, donc au fil du temps, 2, 3 ans, 4 ans, ça devient réfractaire. Donc, il y a une possibilité. Mais nodule bénin, ça devient un nodule anaplasique. Voilà pourquoi on a dit à la conclusion, nodule bénin. Quand on parle de nodule bénin, quelqu'un, est-ce qu'on est sûr à 100% que ce nodule est bénin? Donc c'est à nous de répondre. Mais si un nodule bénin à 100%, si j'ose dire ça, il n'y a pas de dégénérescence carcinomateuse. Logiquement, il n'y a pas. Merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. Donc, nous allons maintenant passer aux séries de questions pendant la séance de présentation de Dr Chahara. Première série de questions. Quelles sont les limites de cette technique? Est-ce que le volume fait partie des limites? Une histologie est-elle nécessaire avant toute thermoablation? Une histologie? Oui, c'est une cytologie, pas histologie. Pourquoi on ne peut pas faire cette technique en cas de nodule thyroïdien malin localisé? Très bien. Alors pour le volume, il n'y a pas de volume limite. Il y a un nodule qui peut être traité en plusieurs séances en fonction du volume. Nous, on a fixé comme limite raisonnable pour traiter un nodule par séance autour de 20 millilitres, jusqu'à 20 millilitres. Si le nodule il est bien localisé, on peut considérer qu'on peut le traiter à une seule fois. Je vous montrerai cet après-midi un nodule que j'ai traité, il faisait 93 millilitres. Donc c'est un très gros nodule. Donc il n'y a pas de limite. Par contre, quand on a un goitre multinodulaire avec plusieurs gros nodules, c'est plus une indication de thermoablation dans ce cas. Je vous parlerai en détail de ça cet après-midi. La cytologie, c'est impératif. On fait 2 cytoponctions. Ça, c'est les recommandations coréennes qui sont sorties, qui sont toujours appliquées depuis plus de 15 ans. Un nodule non sécrétant, ça veut dire un nodule qui n'est pas chaud, il faut 2 cytoponctions avant de faire la thermoablation. Un nodule chaud, théoriquement le nodule chaud c'est un nodule bénin. Alors les recommandations coréennes disent une cytoponction suffit. Alors certains de mes collègues, ils disent c'est un nodule chaud, je ne fais pas de la cytologie, je traite parce que c'est un nodule bénin. Voilà. Moi je reste sur la ligne de mon maître, le professeur Beck, et qui dit il faut faire une cytoponction. J'ai fait une cytoponction. Moi, sur l'année dernière, sur les nodules chauds que j'ai ponctionnés, il y en avait un nodule qui était classé BETSDA 4
Betzdaka, ça ne signifie pas que c'est un cancer, hein, mais donc celui-là, je ne l'ai pas traité. Voilà. L'autre question, c'était pourquoi on ne peut pas faire cette technique sur les nodules thyroïdiens. Alors, mais bien sûr qu'on peut. Là, notre ami Dr Forat, il va nous parler de traitement du microcarcinome à faible risque cet après-midi. Donc, c'est le cancer thyroïdien, il est traité, microcarcinome, hein, il est traité depuis plusieurs années. Donc, il va nous parler en détail cet après-midi ou demain. D'accord, je continue. Quel est le danger d'une rupture nodulaire? Alors, la rupture nodulaire, ça fait un hématome, donc ça fait une tuméfaction qui peut être douloureuse, qui peut être gênante, hein, parce que c'est voilà. Après, alors les hématomes compressifs, franchement, post-rupture, il n'y a pas tellement dans la littérature. Hein. Il y a des hématomes compressifs de suite post-thermoablation, donc ça veut dire que on a touché une artère, mais ça reste extrêmement rare. Mais ça reste extrêmement rare quand même. Donc les hématomes... ouais. D'accord. Je continue. Chez les nodules chauds traités par thermoablation, cela peut-il donner des troubles biologiques d'hormones thyroïdiennes? Merci pour cette question, elle est magnifique. Parce que, en fait, le nodule chaud, par conséquent, c'est un nodule qui sécrète d'hormones thyroïdiennes. Donc, si on traite partiellement le nodule, la partie qui n'a pas été traitée, il risque de relarguer beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Donc, on peut se retrouver parfois, au départ, avec une hyperthyroïdie frustre, ça veut dire sans symptômes, à des gens qui sont symptomatiques. Donc le nodule chaud, avant de le traiter, il faut en être sûr que je peux traiter totalement le nodule, pour éviter justement c'est parfois la thyrotoxicose post-thermoablation, ça existe, hein, les thyrotoxicoses. Donc il faut vraiment se méfier. Le nodule chaud, c'est particulier. Il faut être sûr qu'on traite la totalité du nodule. Une autre question. Combien de jours d'hospitalisation est à prévoir sur les cas traités? À combien de chiffres actuellement la nécessité d'une reprise du patient pour une deuxième intervention? Et quel est le taux de récidive? Alors l'hospitalisation, il n'y a pas d'hospitalisation, il y a 3 heures de surveillance post-thermoablation. Donc là, nous, dans notre protocole, à 13 heures, moi je vois les patients à 13 heures et on les fait sortir. Le lendemain, il a une activité normale. Il n'y a pas de cicatrice, pas de traitement. Et donc il y a une activité qui est normale. Ça, c'est concernant l'hospitalisation. Après, pour la récidive des nodules, là, vous avez tous anticipé les questions de l'après. Alors la récidive nodulaire existe et ça dépend si le traitement il était complet ou pas, si on a traité le traitement vasculaire ou pas. Alors ça arrive dans les gros nodules qu'on n'a pas réussi à traiter complètement. C'est des nodules qui vont être entre 15 et 20 millilitres, voire plus, où on a décidé de traiter à une seule fois. Donc dans la partie périphérique qui n'a pas été traitée, le nodule peut reprendre et il peut grossir, tout à fait. Et donc il faut dans ce cas-là retraiter le nodule une deuxième fois. Moi j'ai quelques nodules qu'on avait décidé d'emblée de traiter en 2 fois parce que le volume il était gros. Vous verrez cet après-midi un cas intéressant qui répond partiellement à cette question. Dernière question, je crois. A-t-on assez de recul sur les résultats au long terme de cette technique? Non, il n'y a pas beaucoup de recul, 25 ans uniquement. Les premières publications donc, sur la thermoablation ont été publiées par le professeur Beck en 2003-2004.
Donc ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, que la thermoablation thyroïdienne existe. Nous, en France, on a commencé la thermoablation en 2015. En Italie, ils étaient en avance par rapport à nous. Ils ont commencé en 2012. Et donc, que nous, on a commencé en 2015, ça fait quand même 12 ans. Il y a suffisamment de recul entre notre expérience, l'expérience de nos amis les Italiens, et surtout l'expérience des Coréens qui ont une avance considérable par rapport à nous. Et ça existe, les récidives, mais l'efficacité du traitement, il est assez significatif. Donc il faut y aller sûrement. Il me semble qu'on a quelques minutes. Je vais lire d'autres questions pour Dr Charara. Est-ce que l'ablation vasculaire permet d'éviter la rupture nodulaire? Alors, en fait, c'est un faisceau d'arguments. Moi, le nodule où j'ai eu une rupture nodulaire, ça n'a rien à voir avec l'ablation vasculaire. Ça, c'est parce que c'était 2 mois après. Ça existe, hein, les ruptures nodulaires à distance de la thermoablation. Ça, c'est lié au volume initial du nodule. Donc, plus le nodule il est gros, plus il y a un risque de rupture nodulaire. Plus le nodule il est périphérique, antérieur, où il n'y a pas de parenchyme sain qui protège et qui contourne le nodule, il y a un risque d'ablation, enfin de rupture nodulaire. Les complications en général, ils sont extrêmement faibles, 1, 2, 3% selon les centres, par rapport à la chirurgie qui est quand même nettement supérieure. Et malgré ça, on opérait les gens sans problème parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Charara, pour vos réponses. Merci, professeur Assata, pour vos réponses très précieuses. Nous arrivons donc au terme de cette séance de questions-réponses et je réitère mes remerciements à nos orateurs présents. Concernant les questions de professeur Maury, elles seront diffusées ultérieurement. Il n'a pas pu se connecter pour y répondre, mais on les diffusera ultérieurement. Donc nous pouvons donc clore cette première série de séances plénières et voilà, on vous remercie pour votre aimable attention. Ok, mesdames et messieurs, chers collègues, nous arrivons au terme de cette riche matinée scientifique. Nous tenons à remercier chaleureusement le docteur Bézange d'avoir pu solider sa présence, de diriger toutes les séances plénières. Et nous remercions chaleureusement aussi nos intervenants pour la qualité de leur présentation, ainsi que nos modérateurs et modératrices, et dans le nom du docteur Ravelzon, docteur Avalmanan, docteur Afaratina, pour la contribution remarquée des séances. Merci également à vous tous pour votre participation active et vos nombreuses questions. Alors, nous vous invitons maintenant à nous rejoindre pour la déjeuner sur la terrasse et on se revoit ici en début de l'après-midi. Encore une fois, merci professeur, merci docteur Charara, merci aux maîtres de cérémonie qui ont animé cette première demi-journée. Je vais vous inviter à rejoindre place et inviter tout le monde à prêter attention au point d'organisation pour la pause déjeuner et pour les sessions de l'après-midi. Donc, un repas est prévu pour tout le monde au niveau de l'espace de vie sur la pelouse. J'inviterai d'abord les tables 1 à 6. Vous avez donc les marquages pour cela, à se lever et à rejoindre tout de suite la pelouse. Ensuite, je convierai les autres à les suivre. Alors, 1 à 6, vous pouvez tout de suite vous lever et rejoindre la pelouse pour le déjeuner.
Pour information, nous reprendrons nos sessions à 14h pile. Donc vous serez également invité à rejoindre la salle avant l'heure que je viens de mentionner. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie... Chers invités, mesdames et messieurs, nous vous guidons selon ceux qui sont le plus à proximité de la porte de sortie, vous êtes maintenant invités à rejoindre la pelouse, donc à rejoindre la file d'attente pour avoir votre déjeuner. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Merci. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la Refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la Refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Sous le haut patronage. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception,
travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes se rendent sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes se rendent sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats
pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients.
Say what? Mama said, Mama told me. Mama said, oh, yes, she told me.
When I was a young boy, well, they tried to tell me that I was moving way too fast. And I knew everything, about everything. And I really didn't want to listen to a bunch of old folks talking trash. So I got out on the highway, pedaled to the floor, smoking and drinking and a whole lot more. And when they came to collect me out of that jail, they said, boy, next time you get no bail, you better slow down. You better slow down. Woke up one morning, yes it did, to a hunger. I moaned and I began to twitch. Ooh, yeah, I felt the need for some loving. Ooh, yeah. A little sweet somebody to scratch my itch. Mama said, I don't mean to pry, but I'm here to advise you. Seeds like to grow when you put them in fertilizer. You better slow down. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026,
l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la Refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la Refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique.
Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients.
Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux, répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la Refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la Refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité.
Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique. Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluent... Mesdames et messieurs, nous vous prions de rejoindre la salle de conférence. Nous allons reprendre les séances plénières d'ici quelques minutes. Merci. La prise en charge des cancers thyroïdiens, l'embolisation des artères thyroïdiennes. Ces sujets seront explorés à travers des présentations scientifiques, des interventions en direct et des sessions de simulation. Professionnels de santé, sociétés savantes, organisations internationales et acteurs impliqués, venez partager vos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir ensemble aux perspectives de développement des techniques mini-invasives dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes à Madagascar et en Afrique. Rejoignez-nous pour faire progresser les soins thyroïdiens et améliorer durablement la qualité de vie des patients. Madagascar Medical Technology est une société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel et fournitures médicaux. Vous avez des projets ou des besoins? Nous sommes à vos côtés dès l'étape de conception, travaillant en étroite collaboration avec vous pour identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins uniques. Nos spécialistes seront sur site pour organiser et mettre en place avec précision et professionnalisme tout type d'équipement médical, qu'il s'agisse de matériel de laboratoire, d'imagerie ou d'autres dispositifs médicaux. Nous vous guidons à chaque étape du processus. Chez Madagascar Medical Technology, nous mettons notre expertise à votre service pour relever les défis les plus complexes et assurer une installation rapide et efficace. Nos équipes sont régulièrement formées pour entretenir et améliorer vos équipements, assurant ainsi leur efficacité et leur longévité. Nous offrons également des formations spécialisées au personnel médical pour garantir une utilisation optimale des nouveaux dispositifs médicaux répondant précisément à leurs besoins. Nous sommes également ouverts à divers partenariats pour aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins aux patients. Faites-nous confiance pour vos futurs projets et ensemble, améliorons l'accès à des soins de qualité pour tous les Malagasy. Sous le haut patronage du président de la refondation de la République de Madagascar, sous le patronage des hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, sous le parrainage du ministre de la Santé publique de la refondation de la République de Madagascar. Au cœur de Madagascar, la santé se transforme. Les pathologies thyroïdiennes concernent des millions de personnes et constituent un véritable enjeu de santé publique en Afrique.
Du 12 au 14 février 2026, l'Institut médical de Madagascar organise un symposium consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique à travers les techniques mini-invasives. Les thématiques majeures abordées incluront la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens, la prise en charge des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée, la prise en charge des cancers. C'était ça, c'est des problèmes liés au capteur. Ah, c'est résolu maintenant? Oui, normalement. Et là, Comment on fait pour montrer le... C'est pas grave. C'est pour ça que... C'est pas grave, ça sert à rien, c'est pas grave. Ah, voilà. Ça, oui, ça marche. Oui, ça marche. Je pense qu'on va le descendre un petit peu, comme ça. Moi, je me fais comme ça. Ça marche avec le pointeur. Vous pouvez utiliser le pointeur. Ah, parfait. Maintenant, on le voit. Parfait. Et de temps en temps, si on peut trop demander, vous pouvez tourner pour voir si ça corrèle ouais, encore pour parfait. le... Donc ça corrèle pas ici. Ah oui. Exactement. Mais si ça coère, voilà. Ah. Non. Cet écran-là et l'autre écran. Ah Quand oui, cet écran-là il marche, ça veut pas dire qu'il marche bien d'abord. C'est ça. Forcément, ça peut arriver qu'il y ait des... C'est ça que vous avez, il peut y avoir T'as pas encore l'outil tout ça? T'as pas encore l'outil? Ça ok, non? J'avais l'autre jour aussi. Ok, d'accord. Pour ceux qui sont encore à l'extérieur, vous êtes invités à rejoindre la salle de conférence pour débuter les sessions plénières de l'après-midi. S'il vous plaît. On va les étendre. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rejoindre la salle de conférence. Nous allons reprendre d'ici quelques secondes les séances plénières. Merci. Pour information, il y a des bennes à ordures à l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas, où faut-il remettre les barquettes de repas.
Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez passé un excellent moment de convivialité lors du déjeuner. Avant de reprendre, permettez-moi de faire un bref résumé de notre matinée. Nous avons débuté par une ouverture officielle inspirante suivie de 3 sessions plénières riches en contenu scientifique, un état des lieux de la prise en charge des maladies thyroïdiennes à Madagascar, une présentation détaillée de la thermoablation par radiofréquence et une discussion approfondie sur la prise en charge des nodules thyroïdiens, plus précisément du thyroïdien chaud. Les échanges ont été particulièrement dynamiques, témoignant de l'intérêt majeur pour le développement des technologies mini-invasives ici en Afrique. Actuellement, nous poursuivrons avec les programmes de l'après-midi sans plus tarder. La 4e session plénière est intitulée « Prise en charge des cancers thyroïdiens à faible risque et à faible potentiel métastatique », présentée par le professeur Ridouani Forat. Pouvez-vous vous lever, professeur, pour que les gens vous voient? Oui, c'est lui, professeur. Merci. Prenez place. Merci beaucoup. Et docteur Charara, oui, applaudissons. Merci, professeur. Docteur Charara, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et la modération sera assurée par le docteur Khanefson. Sans plus tarder, docteur, nous vous invitons à prendre la parole. Merci. Je remercie donc le docteur Rakutarsu de m'avoir donné la parole. Nous continuons donc cette deuxième demi-journée de la première journée du symposium consacré aux pathologies thyroïdiennes. À mon extrême gauche, nous retrouvons le professeur Fourat Ridouani. Alors, professeur, bienvenue au Madagascar et encore merci de votre venue. Alors, vous êtes radiologue spécialisé en oncologie interventionnelle, exerçant au Centre de cancérologie de Memorial Sloan Kettering à New York, aux États-Unis, un établissement de renommée internationale, particulièrement très convoité. Personnellement, je n'ai pas eu le privilège donc de vous voir à l'œuvre dans votre établissement. Cependant, à travers vos travaux publiés, nous pouvons pleinement apprécier l'étendue et la qualité de votre expertise. Et moi, je comptabilise donc une trentaine de publications publiées sur PubMed. Et récemment, vos travaux sont axés sur la stratégie interventionnelle pour améliorer le confort et les résultats des patients en oncologie. Mais aujourd'hui encore, en ce symposium, professeur, on va parler encore de thérapeutique. C'est la prise en charge des cancers thyroïdiens à faible risque et à faible potentiel métastatique. Donc, sans plus attendre, vous pouvez rejoindre votre poste. Donc. Et bonne présentation à tous. Parfait. Vous m'entendez là? Parfait. Avant de commencer, je suis très content et je suis agréablement surpris par ce symposium. Vraiment, je suis bouche bée. Et je remercie les organisateurs, parfait, merci, de m'inviter ici, ainsi que je partage un petit peu mon expérience sur les traitements de la pathologie cancéreuse thyroïdienne. Je tiens à préciser un petit peu, je parle français, mais pas aussi bien qu'anglais, donc vous allez m'excuser si je fais des erreurs un petit peu en français, d'accord ? Donc, comme bien dit, moi je suis spécialisé dans les traitements mini-invasifs en oncologie. Donc, je travaille au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Donc, je travaille avec une équipe d'ORL, d'endocrino, de nucléaire et un petit peu diverses. Et quand il y a eu l'avènement de la thermoablation, on s'est dit comment on peut offrir cette nouvelle thérapeutique à nos patients cancéreux. De là est venue l'idée de faire un essai clinique et je vais vous parler un petit peu comment on a tout commencé. Parfait. Donc voici ma présentation intitulée « Prise en charge des cancers thyroïdiens à faible risque ou à faible potentiel métastatique ». Donc dans ce contexte-là, je vais vous proposer cet agenda-là. Donc on va suivre un petit agenda comme ça. Tout le monde suit avec moi, surtout après le déjeuner. Vous restez un petit peu concentrés.
Donc, on va faire le contexte et le dilemme. Pourquoi on s'invite en termes de mini-invasifs dans la pathologie thyroïdienne cancéreuse? Donc, il y a la chirurgie, il y a la surveillance active, il y a l'iode. Donc, on a déjà pas mal de thérapeutiques, mais pourquoi on a besoin d'un nouveau outil? Ensuite, on va parler un petit peu de l'évidence. Donc, aux États-Unis, au monde entier, donc tu ne peux pas venir et dire que cette méthode, elle marche sans avoir des résultats. Donc, on a besoin de résultats d'efficacité et de safety. Donc, ça, on va en parler un petit peu. Un truc qui est très important pour moi, c'est la sélection des patients. Donc, un patient qui a un cancer thyroïdien ne va pas dire automatiquement on peut faire une thermoablation. Donc ça, c'est la pierre précieuse et à respecter avant de proposer ça à vos patients. On va parler de la technique, donc, qui est qui est beaucoup plus différente que le traitement du bénin. Et on va en parler en détail avec des cas. Ensuite, je vais vous parler de notre expérience. Et ensuite, on va conclure et c'est some take-home messages ou les messages à retenir à la fin. Donc, pour commencer, c'est quoi un cancer à faible risque? Ce qu'on appelle un low-risk thyroid cancer. Donc, c'est un micropapillaire qui est défini par une taille inférieure à 1 cm. Donc, à la cytoponction, comme bien précisé ce matin, c'est un Bethesda 5 ou 6. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement du moléculaire, tous nos patients, ils reçoivent une recherche de mutation. Il y a une mutation qui est très importante à rechercher chez ces patients, c'est la BRAF V600E, qui a été démontré que ces patients-là, quand ils ont cette mutation, une fois ils sont métastatiques, ils ont un mauvais pronostic. Donc, veuillez bien retenir ça, parce que ça, c'est un critère de sélection qui est très important. Donc, on sait que ces patients-là, s'ils métastasent un jour, ça va être très difficile de les traiter. Donc, c'est un cancer qui grandit très doucement et on sait très bien que la survie, elle est très élevée. On se retrouve aussi avec un grand problème. Avec l'avènement de l'imagerie, on en voit plus, donc on en traite plus. Donc, la majorité de ces tumeurs, elles sont indolentes. Donc, elles peuvent évoluer durant des années sans rien faire. On a fait une étude chez nous. Donc, on a pas mal de patientes qui sont en surveillance active. Et on a trouvé que 50% de ces patients ne veulent pas de chirurgie et ne veulent pas de surveillance active. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces patients-là? Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le traitement standard du micropapillaire, c'est soit la lobectomie ou la thyroïdectomie. Aux États-Unis, on suit des guidelines. Donc, on a ce qu'on appelle les NCCN guidelines. C'est la référence de tout oncologue. Quand il voit un patient, il doit stratifier son patient en fonction des guidelines. Donc, quand on voit les guidelines de 2024, donc pour le micropapillaire de moins d'1 centimètre, donc il y avait soit la surveillance active, soit la lobectomie. Donc, c'était ça les deux propositions. Et au jour d'aujourd'hui, en 2025, les 2026, ils ne sont pas encore sortis, les guidelines, elles ont changé. Maintenant, ils ont enlevé la surveillance active. Donc, la surveillance active a été enlevée et elle a été un petit peu plus codifiée parce qu'ils se sont retrouvés qu'il y a beaucoup de patients qui échappent à la surveillance active et qui reviennent chez leur médecin à un stade métastatique ou un stade très tardif pour la chirurgie. La chirurgie, il y a le dilemme de la chirurgie. Il y a la thyroïdectomie ou la lobectomie. La lobectomie étant préférée, donc il n'y a pas beaucoup de médecins ORL qui savent pratiquer la lobectomie, même aux États-Unis. Donc il faut savoir que la majorité de ces patients, ils vont avoir une thyroïdectomie totale. Ça veut dire qu'il y a un risque de lésion nerveuse, un risque d'hypothyroïdisme qui est permanent dans la majorité des cas, la cicatrice, sans faire en sorte des complications chirurgicales.
La surveillance active, en plus du fait que certains patients ne sont pas observants de leur surveillance active, il y a le risque d'anxiété. C'est très élevé. On parle d'une population jeune, femme, et aussi qu'on n'arrive pas à contrôler durant très long terme. Donc ça, c'est un article de 2024 qui a suivi certains patients qui sont en surveillance active et qui a retrouvé que ça représente un effet psychologique négatif chez les patients qui est très élevé. D'accord ? Donc, quand on leur demande, il y a 32 à 69% des patients qui retrouvent de l'anxiété du fait d'avoir un diagnostic de cancer qui n'est pas traité, qui doivent revenir chaque année. Ce n'est pas facile. Donc, les premiers traitements de tumeurs malignes, c'était observationnel, ça a été fait en 2011. Le premier traitement, ça a été fait par le professeur Beck en Corée. Ensuite, il y a eu quelques petits cas en Chine où ils ont publié leur première série en 2014. Donc ça, c'est les premiers papiers qui sont sortis. Ils ont traité 92 patients pour 98 tumeurs et ils ont démontré une réduction de volume à 100% à 18 mois. Donc ça, c'est l'un des premiers papiers qui est sorti, qui a démontré que c'est possible de traiter les micropapillaires. Ensuite, en 2017, on a eu l'avènement de la société coréenne, donc leur premier guideline. Et après, il y a eu une grande méta-analyse qui a rassemblé 11 articles, 715 patients quand même, qui ont traité et 98% de réduction de volume. Et un très faible taux de récurrence, donc 0,4. Donc c'est vraiment minimal. On voit ici la différence entre la radiofréquence, le micro-ondes et le laser. La radiofréquence étant supérieure avec 99,3% de réduction et une complication très faible. Donc les complications en général 3,2%, majeures étant moins de 1%. On a aussi des papiers qui ont démontré du long terme. Le long terme, c'est venu en 2020, donc après 5 ans de follow-up, un peu moins que le bénin, bien sûr, mais c'est là où on a commencé à avoir un petit peu de recul sur le follow-up en long terme. Toujours les complications faibles et sur 5 ans, sur ce papier, aucune récurrence sur 5 ans. Tout à l'heure, vous avez bien entendu avec mon ami Giovanni, il a montré que ça a abouti aux guidelines européens. Donc en 2020, ils ont sorti les guidelines et les guidelines, ils ont bien stipulé qu'il faut avoir une biopsie qui confirme que c'est un micropapillaire. Il faut respecter une distance de la capsule. Et ça, on va revenir sur ça par la suite durant la technique, mais c'est très important qu'il n'y ait pas d'effraction capsulaire. Et aussi, pas d'évidence de ganglions cervicaux. Donc ça, c'est les conditions sine qua non pour faire une ablation. Là, c'est une des revues les plus importantes qui a commencé les trucs aux États-Unis en 2022. Donc c'est une revue qui a fait 5000 patients et un taux de récurrence qui est très faible, de 1,2%. Ça aboutit à ce papier. Ce papier, c'est un consensus international multidisciplinaire qui rassemble la société coréenne, la société américaine, les sociétés asiatiques, donc qui ont prouvé qu'il faut maintenant offrir l'ablation pour les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie, éventuellement avec aussi une preuve histologique. Qu'en est-il de la comparaison par rapport à la chirurgie? Donc, il y a un très beau papier qui est sorti pas longtemps sur Radiology. Il a comparé l'efficacité entre la chirurgie et la thermoablation et on trouve que sur les T1, qui sont des lésions de moins de 2 cm, c'est comparable sur un terme de 5 ans. Le long terme. Le long terme était toujours une problématique parce que quand on offrait la thermoablation, tout le monde nous disait c'est une maladie indolente, elle évolue très lentement. Quand vous montrez vos résultats sur 2 ans, 5 ans, ce n'est pas suffisant. Donc,
Dr Beck, il a sorti ce papier en 2025, et ce papier, il est très important parce que il s'est basé sur les mêmes résultats de la lobectomie. Donc, on sait très bien que sur le local, on est très bien, mais on ne va pas prévenir qu'il y ait une récidive sur le lobe contralatéral. Donc, il n'y a eu aucune récurrence locale, aucun ganglion cervical, aucune progression à distance, mais chez ces patients qui ont eu un traitement, 5 patients ont développé un nouveau cancer, avec 4 qui ont été traités avec une radiofréquence par la suite. Donc ça nous dit que ces patients-là, on les préserve, mais on sait qu'il y a encore de la thyroïde là-bas, on sait que d'autres nodules peuvent se développer par la suite. Et récemment, l'année dernière, le ATA, qui est l'American Thyroid Association, elle a finalement adopté l'ablation, et c'est ce qu'on attendait aux États-Unis pour pouvoir commencer. Donc ça, c'est la recommandation de 2025 de la ATA. Il faut savoir que la ATA, c'est la principale société suivie par les endocrinos, les chirurgiens ORL aux États-Unis, et elle sort des guidelines tous les 10 ans. Donc on attendait ces guidelines et ils sont sortis finalement. Donc là, on passe à la partie où on doit sélectionner les patients qui sont candidats à la thermoablation. Donc, on se retrouve maintenant avec 3 options. Donc, la surveillance active, la lobectomie et l'ablation thermique. Donc, il faut avoir 3 caractéristiques à respecter. La caractéristique de la tumeur en soi, au niveau de l'imagerie, donc les caractéristiques sur les ultrasons, la caractéristique du patient, donc la mentalité du patient, c'est très important. Ensuite, l'équipe. Il faut avoir une équipe qui travaille en collégialité. Donc, c'est une plateforme tournante. Et en fonction de ça, on va établir un candidat qui est appropriate, idéal ou complètement non approprié pour la technique. Je vous mets ça c'est notre papier on a publié il y a 3 ans, donc sur le pathway qu'il faut suivre pour sélectionner le patient idéal et le patient non idéal. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais de toute façon, vous pouvez consulter ce papier par la suite. Mais je vais vous parler rapidement ou un petit peu des nodules caractéristiques. Donc, en termes des ultrasons, le nodule, il doit être au centre de la glande. Donc, on se retrouve avec des glandes qui sont de petite taille. Ce n'est pas les glandes énormes de grande taille. Donc, c'est des thyroïdes de taille normale. Qui dit taille normale, ça veut dire un diamètre antéro-postérieur d'1 centimètre environ. Donc, c'est très petit. Donc, on doit avoir un minimum de 2 mm autour du nodule avec du parenchyme thyroïdien sain. La raison étant qu'on a besoin de marge oncologique. Donc, quand on parle de cancer, on parle de marge oncologique. Comme le chirurgien, quand il opère, on parle du R0, donc la résection R0. Donc, il est passé en marge saine. C'est la même chose. En ablation, on parle de A0, donc ablation 0. Donc, pour faire ça, il faut faire une ablation qui prend le nodule ainsi qu'une partie saine tout autour du nodule. Ça évite la récidive locale. Donc, un nodule comme ça, quand on voit en consultation, visiblement, il touche la capsule antérieure. On se dit, on peut étendre notre ablasion vers les muscles antérieurs, mais ça, c'est des nodules à éviter, parce que ça a été prouvé sur la chirurgie par la suite qu'il y a une extension. Par la suite, ce patient, il a bénéficié d'un curage ganglionnaire et certains ganglions ont été positifs. D'accord? Donc, 7 mm, tout petit cancer, il a eu besoin d'une résection, ensuite d'un curage ganglionnaire. Donc, c'est très important d'éviter de traiter ces nodules-là. Ça aussi, c'est un jeune patient que j'ai reçu, il voulait coûte que coûte avoir une radiofréquence, la même chose. Il y avait
une petite effraction, toute petite sur l'échographie. Ça peut passer inaperçu. C'est aussi très proche de l'œsophage. Il faut éviter ces nodules-là. Donc ça, c'est très important. En termes de modalités d'ablation, maintenant, en tant que radiologue interventionnel, on a énormément de tools. Donc, on a la radiofréquence, on a le laser, le micro-ondes, la cryo. Il y a aussi tout ce qui est électroporation. Donc, il y a tellement d'options. Je ne vais pas rentrer dans le détail de celui-là, mais il faut être au courant de ce qui se passe. Donc, chaque modalité, elle a des pour et des contre. La procédure, on la fait en général en hôpital du jour. Ça veut dire que le patient, il vient, il va avoir sa procédure, il part à la maison le même jour. Tous mes patients, ils sont observés pendant 2 heures et ils partent. Aux États-Unis, on a le privilège en tant que radiologue interventionnel de faire de la sédation. Donc, la majorité de ces patients, je les fais en sédation, je leur donne du midazolam, un petit peu de fentanyl et ils sont bien. Mais l'anesthésie locale est plus que suffisante. Donc, il faut avoir un confort parce que même si la procédure, elle dure que 30 à 45 minutes, il faut bien positionner le patient, qu'il soit confortable pour qu'il ne bouge pas. Déjà, l'endroit, sa sphère ORL, elle bouge énormément de par la respiration, la déglutition. Donc, il faut que le patient soit bien confortable avant de commencer. La technique. Donc la technique, elle est très importante. Avant de parler de la technique, on va parler de l'environnement. Je ne sais pas si vous voyez bien cette image-là. Donc ça, c'est une belle échographie qui démontre un petit peu l'anatomie. Donc il y a les nerfs, le nerf vague. Donc on va en parler tout à l'heure pour les complications. Le malaise vago-vagal, c'est une des complications. Ce nerf vague, il peut être soit derrière la carotide, soit en avant de la carotide. Donc il faut savoir où est-ce qu'il est. Ensuite, il y a le récurrent. Le récurrent, c'est très important de connaître son anatomie. À droite et à gauche, ce n'est pas la même chose. À droite, il bouge. À gauche, il est plutôt stable. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'un triangle et d'un semi-lunaire du côté droit. Donc c'est pour ça que l'approche transsismique, c'est un petit peu l'approche la plus safe parce qu'on arrive à s'éloigner du récurrent. Donc, elle donne de la stabilité parce qu'on met notre aiguille à travers du tissu sain. Donc, ça nous permet de stabiliser l'aiguille avant de travailler. Ensuite, il y a l'hydrodissection. L'hydrodissection, elle est impérative. Donc, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un possible, c'est important. Donc, on utilise de petites aiguilles, c'est des aiguilles de 25 gauge, donc c'est très fin, ça ne fait aucune blessure. Et ensuite, on utilise du sérum glucosé, soit du G5, soit du G10. Il faut savoir que le G10, il va être un petit peu plus échogène, mais il reste un petit peu plus longtemps. Donc, c'est très important. Et on le met un petit peu froid, donc c'est juste pour ajouter notre niveau de protection. Et ça donne une image comme ça, ou quand on fait une belle hydrodissection. Quand je vous ai dit pour la technique, ce n'est pas la même chose que le bénin. Le bénin, on n'a pas besoin de marge oncologique, on fait bouger notre aiguille avec la moving shot technique, comme bien présenté par mon ami Haitham tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas la technique du tout qu'il faut faire pour le nodule malin. L'hydrodissection. Donc l'hydrodissection, il y a un très beau papier qui est sorti. Donc, il faut connaître les espaces autour de la thyroïde. Ce n'est pas un seul espace. Donc, il y a 3 espaces en fonction du niveau. Donc, il faut bien les connaître parce que si on injecte dans l'espace 3, paralaryngéal, ce n'est pas l'espace carotidien, c'est très différent. Donc, il faut les connaître. Il faut connaître en fonction de où est-ce qu'il est le nodule, où est-ce qu'il faut injecter, où est-ce qu'il faut positionner son aiguille. Donc, on commence par ce cas-là. Donc, 35 ans, une patiente de 35 ans, Bethesda 6, un nodule de 8 mm sur le lobe droit. Et encore là, on a fait la mutation génétique et elle est BRAF positif. D'accord? C'est une patiente jeune qui veut tomber enceinte. Elle ne veut pas de chirurgie, elle ne veut pas de surveillance active. Donc,
On ne sait même pas si ce nodule il va grandir ou pas. Donc, la patiente veut coûte que coûte avoir un traitement hier, même pas demain. Elle veut l'avoir hier, ce traitement. Donc, je viens la voir en consultation. Donc, là, c'est l'échographie. Au fait, je refais mes échographies moi-même en consultation. Je vois mes patientes en consultation avant la procédure, histoire de connaître la psychologie de la patiente. Donc, le nodule, il fait 8 mm de grand axe. On le voit très bien. Il est centré. Il y a une belle marge autour du nodule. Donc, on respecte la capsule et on voit cette vascularisation prédominante du nodule. Donc, j'opte pour la radiofréquence. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir à l'extérieur les aiguilles de radiofréquence. Ils ont, sur le StarMed, ils ont des aiguilles à bout réglable. D'accord? Donc, j'adore ces aiguilles-là parce qu'en fonction de la taille du nodule, je vais déployer le bout en fonction de cette taille-là. Donc, vous voyez cette artère dont parlait Haitham tout à l'heure, nourricière, qui vient du pôle supérieur là, nourrir cette artère. Donc, je positionne mon aiguille. Vous voyez comment je positionne au milieu. Donc, l'aiguille, elle ne va plus bouger. Donc, je dois la bien positionner dès le début. Donc, je dois la centrer sur les trois plans de l'espace. Et je fais mes mesures. Ici, pour 8 mm, je vais déployer l'aiguille sur 1 cm. Comme ça, j'ai des marges d'ablation de part et d'autre. Donc, on voit bien le positionnement ici. Et avant, il y a toutes les structures à côté de moi, surtout la carotide qui n'est pas très loin, il y a les nerfs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une hydrodissection. Et vous voyez mon aiguille qui vient de l'autre côté, et par ici, je la positionne et je commence à injecter du sérum glucosé G5. Donc, ça crée cet espace-là, et je sais que j'ai besoin juste d'un petit centimètre d'isolation autour de mon nodule. Là, c'est l'effet thérapeutique. On va commencer à voir les bulles d'air se former dans le nodule. Je ne sais pas si vous voyez aussi, la pointe de mon aiguille, elle sort un petit peu. D'accord? J'ai transpercé le nodule exprès, parce que j'ai voulu avoir de la marge. Et vous voyez les petites bulles qui commencent à sortir même dans ma solution. Donc, il y a de la température qui est générée. Donc, c'est pour ça que l'hydrodissection, il est impératif. Et là, je retrouve une belle couverture avec les bulles de mon nodule. Je rajoute un petit peu plus d'hydrodissection. Ici, il y a une technique que je fais parfois. Au fait, quand je vois que le nodule il est un petit peu proche de la marge postérieure, au fait, je le lève un petit peu. Je sais que le sérum il va être passé en bas, donc je l'éloigne un petit peu des nerfs. Donc je le soulève, j'ai le contrôle sur mon aiguille, je fais que la tourner un petit peu ou mettre un petit poids dessus et je soulève mon nodule. Et donc là, maintenant, c'est à la fin de mon traitement. On voit très bien une belle couverture qui englobe tout le nodule. Donc ça, c'est un traitement avec 1 seul centimètre, 40 watts et 1 minute. Donc le traitement, c'est juste 1 minute. Vous vous rendez compte, 1 minute et le cancer, il est parti. Donc je vous montre juste une petite vidéo, juste pour voir comment ça se passe. Je fais automatiquement une échographie après. Donc ça, c'est à quoi ça apparaît. Ça, c'est au Doppler couleur. On voit bien une isolation de toute la zone de thermoablation. Ça, c'est à 6 semaines. Et à 6 semaines, vous voulez avoir une zone d'ablation qui est plus grande de votre nodule, d'au moins 2 mm tout autour du nodule. Donc si je traitais un nodule de 8 mm, j'aurais besoin d'un minimum de 1,2 tout autour. Là, j'ai beaucoup plus que ça. Donc j'ai une zone qui couvre largement le nodule. Elle s'étend de capsule en haut, capsule en bas, de part et d'autre. Donc je suis très content quand je vois ça en consultation à 6 semaines. Et ça, c'est à 6 mois. On commence à voir qu'il y a toute une rétraction et le nodule va commencer à disparaître
toute la zone d'ablation va commencer à disparaître au fur du temps. Là, c'est un deuxième cas. Donc, 58 ans, Bethesda 6. Cette patiente-là, elle était en surveillance active. Elle ne voulait pas de la chirurgie, elle ne voulait rien. Elle était en surveillance active tranquille. Mais elle a eu 2 mm d'augmentation au bout d'une année. Donc là, elle s'est décidée, il faudrait que je fasse quelque chose. C'est une infirmière chez nous. Donc elle est venue me voir, on voit bien ce nodule-là, il fait 1,2. Donc là, on sort un petit peu du micropapillaire, mais ça reste un faible risque. Donc elle a tout le panel moléculaire qui est négatif. D'accord ? Donc on voit bien une très bonne vascularisation de ce nodule-là, avec l'artère encore nourricière. Donc vous voyez comment elle vient du côté nourrir ce nodule-là. Ici, le nodule, il est trop proche de la trachée. Et donc, j'utilise 2 aiguilles d'hydrodissection. Donc, je décide de faire une hydrodissection du côté de la carotide et une autre hydrodissection du côté de la trachée. Et vous voyez bien ici, il y a mon aiguille qui passe juste entre la capsule et la trachée. Ensuite, il y a une autre aiguille ici qui passe entre la carotide et la marge latérale. Donc j'injecte un petit peu de sérum glucosé. Ensuite, la même chose. Ça, pour la technique, c'est très important. Positionnez votre aiguille avant de rentrer dans le nodule. Vérifiez que vous êtes vraiment au centre dans les 3 dimensions. Il ne faut pas ponctionner, ressortir, reponctionner. Ça, c'est important à ne pas faire pour un cancer. Donc, positionnez avant de rentrer. Donc, je rentre petit à petit, je positionne mon aiguille petit à petit. Et ici, je déploie 1,5 d'aiguille, donc que je mesure sur mes ultrasons. Vous voyez bien ici, c'est 1,5 pour couvrir un nodule de 1,2. Thermoablation, ici, j'ai besoin d'un petit peu plus de watts, plus d'énergie. Donc, un petit peu plus de temps. Ici, j'ai eu besoin de 60 watts et 1 minute 45 pour traiter ce nodule. On voit bien ici les bubbles se dissiper dans le nodule. Donc, ça, c'est à la complétion. Donc, très beau résultat. Et ça, c'est ce que je veux vous montrer. Je n'ai jamais eu une image aussi parfaite. On voit le nodule encore et on voit la zone d'ablation tout autour. Donc, on voit une belle zone d'ablation qui couvre le nodule. Donc en termes oncologiques, c'est l'image parfaite, que ce soit en transversal, et regardez-moi ça en axial. Donc des marges oncologiques parfaites tout autour du nodule. Là, je n'ai même pas besoin de resurveiller cette patiente. Je sais que j'ai eu mes marges oncologiques tout autour. Complications, on va parler tout à l'heure, c'est très faible, 3,2. Que ce soit pour le laser, la radiofréquence ou le micro-ondes. Les complications majeures étant encore moins de 1%, essentiellement changement de voix qui, dans la majorité des cas, recouvrent par eux-mêmes. Un petit mot rapide pour finir sur notre expérience. Donc, aux États-Unis, avant de se lancer et être dans les guidelines, il faut faire des études. Ça, c'est notre étude prospective. On a décidé de faire une étude prospective d'ablation et de confirmation histologique par la suite. D'accord ? Donc, comme c'est une maladie qui évolue lentement, donc on voulait avoir une preuve de la cytoponction, que quand on a fini notre ablation, il n'y a plus rien dedans. Donc, on a choisi le laser pour cette étude parce que le laser, c'est des petites aiguilles de 21 gauge. Au fait, le laser, il a un phénomène qui est très intéressant. Au fait, ça rejoint un effet plateau. Ça veut dire tu peux appuyer sur ta pédale pendant très longtemps, tu ne vas jamais partir au-delà des mesures que tu as prédéterminées. Donc, c'est en quelque sorte une mesure de sécurité qui nous a semblé dans le temps très safe pour la thyroïde, qui est un petit organe. Donc on a aussi un logiciel qui programme essentiellement en fonction de la taille de nodule
les besoins en énergie éventuellement. Donc ça, c'est notre étude préclinique. On l'a fait sur les cochons. Donc on a fait des ablations sur les cochons et ensuite on a validé les tailles d'ablation en fonction de l'énergie déposée et on a eu une confirmation histologique. Donc on a prélevé ces thyroïdes, on les a vus au microscope et on a fait l'effet du laser. On a publié ces études et ça nous a permis d'avoir deux types d'énergie, donc le 1800 joules et le 1400 joules, pour pouvoir couvrir une gamme de lésions entre 5 mm jusqu'à 1,2 cm. Donc ça, c'était une de nos premières patientes, 30 ans, en surveillance active avec une augmentation au bout des 2 années. Bethesda 5, c'est un nodule de 9 mm. Donc le laser, c'est différent de la radiofréquence. Le laser, il projette la zone d'ablation. Donc on a besoin juste de mettre la fibre dans le tiers proximal et on a l'ablation qui se fait. Donc la même chose en termes de contrôle échographique. Et ça, c'est à 3 mois et à 6 mois. Ici, une autre patiente qui a eu déjà une lobectomie droite, qui se retrouve à un nodule gauche. Si on lui enlève ce lobe, donc ça veut dire un traitement à vie. Donc on a fait aussi la même chose, une petite ablation. Donc 6 mois, on ne voit même plus le nodule. On a fait une cytoponction sur le site d'ablation et c'est un Bethesda 2. Même les nodules calcifiés, ça donne de très bons résultats parce qu'on n'a même pas besoin de ponctionner le nodule. On laisse notre fibre laser juste dans le tiers proximal et on a une zone d'ablation qui couvre tout le nodule avec de très bonnes marges oncologiques. Et bien sûr, elle a eu aussi la cytoponction après à 1 an et qui est négative. Donc, les pour, les contre. Donc, les pour, bien sûr, c'est une procédure mini-invasive. Le patient, il vient la même journée, il repart chez lui, il peut travailler le lendemain. Les succès, ils sont très élevés avec un faible taux de complications. Il y a le fait de devoir parfois répéter la cytoponction, mais la patiente, elle est tranquille. Elle n'a plus de stress du fait d'avoir un cancer indolent, dormant, et ça préserve aussi la fonction thyroïdienne. Les négatifs, on sait très bien qu'on va traiter plus qu'il le faut. Donc il y a toujours un risque de récurrence dans les lobes contralatérales. Les complications, même si c'est faible, ça existe. Et ce n'est pas encore un standard of care. Ça, c'est nos guidelines au sein de notre institution. Depuis octobre, on a finalement pu faire nos guidelines. Donc ça c'est juste pour vous démontrer qu'on a fini par adopter ça dans nos institutions. Donc pour finir et pour conclure, donc la thermoablation a été bien prouvé que c'est efficace, c'est safe, mais il faut bien sélectionner les patients, surtout ceux qui ont des contre-indications chirurgicales ou qui ont un stress élevé à observer une surveillance active. Il faut néanmoins avoir des essais randomisés, contrôlés et surtout du très long terme, au-delà des 10 ans. Il y aurait peut-être un rôle dans les marqueurs moléculaires dans le futur pour sélectionner les patients qui ont des tumeurs malignes à potentiel métastatique très élevé. Donc ça reste le fait de la recherche. Donc, ça, c'est mes takeaways. Donc, la sélection des patients, c'est très important. Les caractéristiques du nodule et l'évaluation multidisciplinaire. Et je vous remercie. Nous remercions donc le professeur pour sa brillante présentation. Ce fut très technique, mais donc au terme de cette présentation,
sur la prise en charge des cancers thyroïdiens à faible risque et à faible potentiel métastatique. Ces cancers donc se caractérisent par une croissance lente, un excellent pronostic, mais parfois donc un risque de surdiagnostic. Auparavant donc, les options thérapeutiques classiques étaient la chirurgie. On peut faire le lobectomie ou thyroïdectomie totale, et aussi on peut faire une surveillance active. Pour la chirurgie donc présente des points un peu négatifs, comme la section des nerfs, des sections nerveuses, présente aussi une possibilité d'une hypothyroïdie, et sur le point esthétique, il peut avoir donc, il y a donc des cicatrices. Pour la surveillance active, donc, cela provoque dans votre étude une anxiété chez les patients, et au total, donc, les coûts peuvent être très élevés. Et récemment, les techniques d'ablation thermique guidée par échographie ont été développées pour les cancers thyroïdiens à faible risque et à faible potentiel métastatique. Notamment, vous avez parlé de la radiofréquence. Les objectifs étaient de détruire les cellules tumorales avec une marge oncologique de 2000 mètres. Oui, c'est très important. Donc, tout en protégeant les nerfs récurrents, les nerfs vagues, et une esthétique assez jolie, quoi. Donc, les avantages de cette technique aussi, c'est une technique mini-évasive, pas de cicatrices, et préserve une fonction thyroïdienne. Et donc, on peut répéter plusieurs fois la procédure. Donc, comme à l'accoutumée, j'invite l'auditoire donc à poser les questions sur cette présentation via le QR code qui sont déjà sur votre table. Sur ce, donc, se termine cette quatrième session. Je vous remercie à tous. Nous remercions aussi le docteur Ranevson pour la qualité de la modération. Sans plus tarder, avant ça, nous rappelons que vous pouvez poser vos questions via le QR code sur vos tables. Alors, sans plus tarder, nous poursuivons avec la cinquième session, prise en charge des nodules thyroïdiens bénins, présentée par Dr Sarara Aitan. La modération sera assurée par Dr Rapades. Docteur, sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de modérer cette cinquième session plénière consacrée à un thème majeur, la prise en charge des nodules thyroïdiens bénins. L'évolution des approches thérapeutiques, notamment la thermoablation par radiofréquence, représente aujourd'hui une avancée significative dans l'arsenal de la médecine interventionnelle. Nous avons l'honneur d'écouter Dr Sarara Aitan, qui partagera avec nous son expertise sur ce sujet. Nous vous invitons à poser vos questions via le QR code disponible sur les tables. Elles seront abordées à la fin des sessions. Sans plus tarder, docteur, nous vous cédons la parole. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler maintenant du traitement des nodules bénins. En fait, le nodule bénin, c'est ce qui est le plus fréquent sur la pathologie thyroïdienne. Donc c'est un chapitre important. En fait, il y a beaucoup de gens ont des nodules sur la thyroïde sans le savoir. Sans le savoir. À l'âge de 50 ans, surtout la population féminine, à l'âge de 50 ans, vous avez quasiment un tiers ont des nodules sur la thyroïde sans le savoir. Si on ne fait pas d'examen de routine, ça peut être sur un Doppler vaisseau de cou, ça peut être parce qu'il y a une tuméfaction, on ne se rend pas compte qu'il y a un nodule thyroïdien. Ces nodules sont souvent asymptomatiques.
sont asymptomatiques. Et dans ces nodules, à 95%, donc l'immense majorité, on est dans le bénin. Quand on fait une cytoponction, il nous dit c'est un nodule bénin, BETSDA2. Bon. Un nodule qui est bénin à la cytoponction, qui est asymptomatique, qui ne perturbe pas la fonction thyroïdienne, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nodule qui est là? Nous, on pense qu'il faut juste le surveiller, vérifier s'il y a une évolution dans le temps ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on proposait s'il y avait des choses à faire parce que le nodule il est gênant, parce que le nodule il grossit? C'est que c'était la chirurgie, soit une thyroïdectomie, si c'est une thyroïde multinodulaire, ou une lobectomie s'il y a un nodule qui est unilatéral ou gênant sur un lobe. Il n'y avait pas d'autre alternative. Bien sûr que la chirurgie règle le problème du nodule de façon définitive. Sauf qu'un patient qui a la moitié de la thyroïde ou qui n'a plus sa thyroïde, sa qualité de vie n'est plus la même. Donc ça signifie que pour le reste de sa vie, il va prendre un traitement. Un jour bien, un jour pas bien. Il faut toujours faire le dosage. Je vais grossir, je vais maigrir, je suis fatigué. Voilà. La thyroïde, comme j'ai dit toujours, c'est un chef d'orchestre dans le corps. Une fois qu'on a supprimé la thyroïde, il y a tout qui est détraqué. Voilà. Et donc, les moyens que la thermoablation propose, c'est de conserver la thyroïde et faire disparaître les symptômes, pas les nodules. La radiologie interventionnelle, ce n'est pas des magiciens, c'est un traitement qui va permettre de réduire le volume nodulaire de façon considérable. Ça veut dire que ça peut être 80 et même parfois 90% selon le volume nodulaire. Et dans la littérature, on parle de 75%. Non, 75%. Voilà. De toute façon, un nodule qui est stable, qui ne bouge pas, il ne faut surtout rien faire si la fonction thyroïdienne est normale. Voilà. Et donc, l'alternative à la chirurgie, c'est forcément la thermoablation. Quand vous prenez la population générale, c'est qu'en général, c'est plutôt les femmes qui ont des nodules thyroïdiens. Ils sont détectés, mais rarement par l'examen clinique. C'est souvent un examen de routine pour autre chose. Alors, comment ça évolue un nodule thyroïdien bénin? Comment ça évolue à partir du moment où on a diagnostiqué un nodule bénin? Comment ça évolue dans le temps? Certains nodules vont grossir, mais pas tous les nodules. Il y a certains nodules qui ont des composantes mixtes liquidiennes, ils vont diminuer. Ça représente à peu près 20% des nodules. D'accord ? Il y a beaucoup de nodules, ils vont rester stables pendant très longtemps. Et ça représente quasiment la moitié des nodules. Et donc, en réalité, il y a 30% des nodules qui vont évoluer dans le temps, qui vont grossir, qui vont devenir symptomatiques. 30%. Et donc, on dit, mais pourquoi on va opérer tous ces nodules qui ne grossissent pas tellement, parce que c'est un tiers des nodules vont grossir, qui ne sécrètent pas d'hormones, donc il n'y a pas de dysfonctionnement de la glande thyroïde, et il y a juste une gêne locale. Et donc la thermoablation, c'est une bonne façon de faire disparaître les symptômes. Donc la chirurgie a des complications. La thermoablation aussi, mais la thermoablation, le pourcentage des complications est nettement moins important. Donc la thermoablation, dans les bons centres, on parle de 1 à 2% de complications. La chirurgie, on tourne autour de 5% à peu près de complications. Les complications sont quasiment les mêmes, à un petit détail près. Pour les troubles de la voix, la chirurgie, c'est connu, que quand on fait de la chirurgie, il y a parfois le nerf qui est abîmé, il va falloir faire de l'orthophonie.
Avec la thermoablation, ça peut arriver aussi, quand le nodule il est postérieur et qu'on brûle le nodule, il peut y avoir une diffusion un peu de la chaleur. Voilà. La chirurgie, parfois, peut abîmer les glandes surrénaliennes, les glandes parathyroïdes, pardon. Pas la thermoablation. Pas la thermoablation parce que le traitement est local. Et il n'y a pas d'anomalie sur les glandes parathyroïdes post-thermoablation. Bon, il y a l'hypothyroïdie quand même post-chirurgie. Quand on a une thyroïdectomie totale, donc forcément il y a un traitement à vie. Quand on a une lobectomie, alors parfois il y a besoin d'un traitement parce qu'on va développer des nodules de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fréquente sur le lobe qui reste, parce que ce nodule, il travaille le double pour compenser le manque d'un lobe. Et donc ce travail qui est un peu supplémentaire, c'est un facteur de risque pour augmenter le nombre de nodules et la taille de ces nodules. Donc là, on peut se demander s'il ne faut pas un traitement complémentaire, même si la TSH est normale. Enfin, moi, sur mon expérience, tous les patients lobectomisés qui n'ont pas de traitement, ils développent des nodules. Voilà, on n'a pas des statistiques, mais c'est une constatation personnelle. Bien sûr que la chirurgie, ça nécessite une hospitalisation. Alors, un nodule bénin où on fait une lobectomie, ils vont rester au moins 2-3 jours à l'hôpital. Dans les cancers, beaucoup plus, avec un arrêt de travail pendant 2-3 semaines. Et ça suit, s'il y a un cancer, il y a l'irathérapie, etc. Donc c'est quand même, c'est beaucoup plus long. La thermoablation, les gens, le lendemain, ils ont une activité normale. Alors, ces nodules, pourquoi on les opère? Parce qu'on dit que c'est un nodule qui ne grossit pas tellement, il est bénin, il ne gêne pas, la fonction thyroïdienne normale. Pourquoi on les opère, ces nodules? Pourquoi on les opère? Ben, on les opère, ça correspond à vos questions de SMS qui vont tomber, ou ce qui a été un peu dit ce matin, c'est qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas un cancer. On a ponctionné, le nodule, il est bénin à la ponction, mais on n'est pas sûr que c'est un cancer, parce que on va sortir les histoires de chasse. On a fait, moi aussi, j'ai opéré un patient qui avait un nodule de 4 cm, et il se trouve, il était gênant localement. On ne faisait pas la thermoablation à l'époque, 2 fois bénin à la cytologie, et il y avait un microfoyer de 3 mm dans ce nodule. Oui, ça ne modifie pas l'attitude. Et donc on redoute le cancer. Le cancer thyroïdien, ce n'est pas le cancer le plus fréquent. Vous voyez sur les statistiques le tableau, et il est quand même loin derrière les poumons, le cancer colorectal ou le cancer du sein et la prostate et le sein, etc. Voilà. Alors on dit, on opère parce que le nodule, quand il est gros, vous ponctionnez à cet endroit-là, il vous dit bénin, mais à côté, on ne sait pas si c'est bénin ou pas bénin, ce nodule. Et donc là, on prend un risque. Alors ici, là, vous avez 7 études. Donc là, il y a 2090 nodules qui ont été cytoponctionnés. Donc dans ces études, les 7, on a cherché le pourcentage de faux négatifs de la cytoponction. Donc c'est des gens qui ont été opérés, cytoponctionnés, avec une cytologie soit bénigne, soit cancéreuse. Sur ces nodules, donc 2090 nodules, 7 études, donc c'est 7 centres différents, le faux négatif de la cytologie, il est entre 2 et 4%. 2 et 4%. Donc c'est un pourcentage qui est faible. Alors comment moi je vais réduire ce 2 à 4%? Eh bien, on va multiplier la cytoponction. On va ponctionner le nodule à plusieurs endroits. Par exemple, ce nodule, on le ponctionne dans la zone qui est hypoécogène, on va le ponctionner dans la zone qui est hyperécogène ici, et on multiplie le passage, et dans ce cas-là, on réduit
le risque d'avoir un faux négatif sur la cytologie. Ça correspond à l'évolution des nodules dans le temps. Vous voyez, j'ai dit 50, mais en fait 66% des nodules, donc c'est quand même 2/3, ne bougent pas. Il y a 15% qui augmentent et il y a 19% qui réduit de volume. Ça, c'est une étude qui correspond à 992 nodules qui ont été analysés. D'accord ? Donc, ce n'est pas des petites études. Donc, les nodules, l'évolution, c'est plutôt la stabilité que l'augmentation. Bon. Après, on opère parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'un nodule qui grossit, qui commence à être gênant, mais qu'est-ce qu'on va lui faire, ce nodule ? Eh bien, ce nodule, l'autre alternative à la chirurgie, c'est la thermoablation par radiofréquence. Donc, quand vous voyez cette technique qui était décrite la première fois par le professeur Beck à Séoul, Lausanne Medical Center, c'est là où il travaille, le professeur Beck. Et donc, c'est lui qui a décrit la première fois la thermoablation par radiofréquence des nodules thyroïdiens. À l'époque, on parlait du bénin. On parlait du bénin. Et donc, comme on a dit ce matin, c'est qu'on va déposer localement la chaleur dans une zone qui va permettre que les protéines sont dénaturées et il y aura une mort cellulaire une fois que la zone est carbonisée. Donc ça veut dire température va monter avec la température à 60 degrés. Alors, à partir du moment où on a un nodule bénin sur la thyroïde, est-ce qu'on peut traiter tous les nodules? Parce qu'un nodule bénin, il y a plusieurs aspects d'un nodule bénin. Il y a le gros, le petit, il y a le nodule vascularisé, il y a le nodule mixte, il y a du liquide, il n'y a pas de liquide. La partie kystique, elle est dominante, la partie kystique, il n'est pas dominante. Donc il y a plusieurs aspects de nodules, plusieurs tailles, plusieurs localisations. Quel nodule on peut traiter par radiofréquence? La première indication majeure, c'est le gros nodule. Le gros nodule, parce qu'il est gênant, il est symptomatique. Il est symptomatique. Parfois, il est gênant parce qu'il est visible. Quand le nodule est antérieur, il est visible. Donc, il n'est pas très gros, mais il est visible. Moi, elle m'a dit, quand les gens me regardent, moi j'ai l'impression que les gens ne regardent que mon cou, parce que je suis gêné, je mets un col roulé. Voilà, je voudrais me débarrasser de ce nodule. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir une cicatrice, parce que c'est encore pire. Voilà. Première indication, c'est ça. Hein. Deuxième indication, quand on a un nodule qui est mixte, donc il y a du liquide, il y a du solide. Alors, il faut que, pour que la thermoablation réussisse, il faut que la partie solide correspond à peu près à 70% du volume global. Si la partie kystique est supérieure à la partie solide, il faut commencer par se débarrasser de la partie kystique. Et donc là, c'est l'alcoolisation, donc c'est la sclérose des vaisseaux dans ce nodule qui vont permettre de faire disparaître le nodule kystique, la partie kystique, et il restera à la fin la partie solide qui bénéficiera dans un deuxième temps de la thermoablation. Donc on appelle ça un traitement combiné entre deux techniques qu'on le fait à 3 mois d'intervalle. J'avais commencé à faire les deux techniques dans la foulée en disant, allez, je vide la partie kystique, j'alcoolise, et ensuite je traite la partie solide par radiofréquence au même temps. Je me suis rendu compte que la partie solide, il est toujours sous-estimé quand on a une composante kystique qui écrase la partie solide. Et vous verrez, quand on n'a plus de liquide, la partie solide, on a l'impression que c'est un autre nodule et que la partie solide, il est beaucoup plus importante.
Donc j'avais le premier nodule que j'ai traité, j'ai fait les deux à la fois. Et aux 3 mois de contrôle, on s'est rendu compte qu'il y a des zones qui ne sont pas traitées, en fait, parce qu'on n'est pas passé, la partie était comprimée. Donc, il faut faire un traitement combiné à 3 mois d'intervalle. Je préfère les 3 mois d'intervalle, c'est plus sûr. Troisième indication, là, il nous a parlé ce matin, le professeur Mawiri, c'est le nodule chaud. Le nodule chaud, c'est une très bonne indication. Souvent, les nodules chauds, c'est des petits nodules. C'est des petits nodules qui font 1 ou moins de 2 cm, et en termes de volume, 3, 4, 5 millilitres. Et là, on est très efficace avec la radiofréquence. Plus le nodule il est petit, plus la thermoablation est efficace. Un nodule qui fait 5 millilitres, on va le réduire à plus de 95%. Un nodule qui fait 30, on va le réduire à 70%. Voilà. Et donc, les nodules chauds, en général, c'est des nodules qui sont de petite taille. C'est une très, très bonne indication. Plus récemment, il y a des complications qui commencent à sortir parce que les indications, c'était bénin. Et le cancer, on traitait le cancer dans certaines conditions, le cancer à faible risque métastatique. Et ces nodules intermédiaires qui sont Bethesda 3 et Bethesda 4, que certains recommandent une chirurgie, soit une lobectomie, soit une thyroïdectomie. Donc récemment, il y a des études qui ont montré qu'on peut traiter ces nodules indéterminés. Pourquoi? Parce qu'un nodule qui est classé Bethesda 3, sur le plan statistique, il y a plus de 85% de bénin. 85% de bénin. Donc quand on opère des nodules qui ont plus de 85% bénin, ça signifie que, entre guillemets, on vous a opéré pour rien parce que finalement c'est un nodule bénin. C'est un nodule bénin. Et donc, mais potentiellement, il peut y avoir un risque de cancer dans ces nodules. On va voir comment on peut éviter ça. L'autre indication, c'est que quand vous avez un microcarcinome à faible risque, il nous a parlé, notre ami, et encore, on peut aller plus loin, les métastases ganglionnaires. Quand on a une métastase ganglionnaire chez des personnes âgées qui ont une comorbidité, plein de pathologies, 95 ans ou 90 ans, que personne ne veut opérer, eh ben dans ce cas-là, c'est une très très bonne indication. On en a fait des patients comme ça. Donc le nodule bénin, c'est l'indication majeure de la thermoablation. Il faut que ce soit un nodule symptomatique. Il ne faut pas traiter une image. Il faut traiter des symptômes. Donc on ne traite pas un nodule asymptomatique. Voilà. C'est une pathologie pour les patients, c'est une pathologie virtuelle et il ne comprend pas pourquoi je vais me faire opérer ou je vais me faire traiter, mais j'ai aucune douleur, aucune sensation de gêne et ma thyroïde fonctionne bien. Donc il ne faut pas traiter ce qui est asymptomatique. Il faut attendre que ça soit symptomatique ou évolutif dans le temps. On constate qu'il est passé de 3 millilitres à 5 mm, 7 mm. Même s'il est asymptomatique, on peut considérer à titre préventif, parce que de toute façon, il est en train de grossir, il deviendra symptomatique et on sera moins efficace dans les traitements. Bon, les nodules chauds, ça, on a parlé ce matin avec M. Mawiri. Donc, l'indication majeure reste quand même le gros nodule thyroïdien. Le gros nodule thyroïdien, on va voir un peu plus tard quel est le volume du nodule qu'on peut traiter, jusqu'à quand on peut traiter un nodule thyroïdien. Et deuxièmement, c'est le nodule chaud. Donc ça, c'est depuis que la thermoablation existe, on a publié un volumineux nodule dominant et un nodule chaud. C'était ça les recommandations au départ qu'on peut traiter avec la thermoablation. Si on a une thyroïde multinodulaire, est-ce qu'il y a un certain nombre de nodules à partir du moment où on dit là je traite et là je ne traite pas? En fait, si on a une thyroïde multinodulaire avec un nodule dominant,
vous avez un nodule qui fait 10 millilitres, et vous avez plusieurs petits nodules de 4, 5 mm, 10 mm. On peut traiter si on a un nodule dominant, mais si vous avez 4-5 nodules de 3, 4, 5 cm, ce n'est pas possible de traiter par radiofréquence. Ça, c'est un autre traitement qui nous parlera notre ami Forat par rapport aux embolisations. Quel est le volume du nodule max qu'on peut traiter? Est-ce qu'on peut traiter un nodule qui fait 10, 20, 30, 40, 50? En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a, comme j'ai dit comme ça rapidement ce matin, par séance, on avait conclu un groupe de travail, donc Forat fait partie, un groupe de travail, on a conclu que les 30 millilitres, entre 20 et 30, ça reste limite 2 fois. Moins de 20 millilitres, on peut traiter le nodule à une seule fois. Donc si vous avez un nodule, moi, les nodules qui sont à plus de 20, je leur dis potentiellement, on peut y retourner une deuxième fois dans 6 mois. Potentiellement, c'est pas sûr, mais on peut retourner une deuxième fois. Ici, par exemple, ça c'est un nodule qui faisait 28 cm3. 28 cm3, bon, on considère que c'est quand même un gros nodule. Donc, le discours, c'était ce nodule, on va le traiter a priori en 2 fois. On va voir l'évolution de ce nodule. Voilà. Et ben, ce nodule, au bout de 3 mois, donc il y avait une réduction volumétrique qui était significative, 61,1%. Donc il y avait une diminution qui était significative et que finalement, vu que la partie périphérique, il n'y a pas de zone non traitée, on voit que c'est l'hypoïcogénicité elle est homogène, entre guillemets. Donc ce nodule a été totalement traité. Donc on n'avait pas besoin de retourner une deuxième fois pour traiter. Donc voilà, 30 millilitres quand on est expert dans la thermoablation. Quand on débute dans la thermoablation, il faut mieux commencer par des nodules qui font moins de 10. Moins de 10, ça me paraît raisonnable pour commencer la thermoablation. Puis après, on peut augmenter dans le volume plus l'expérience est importante. Voilà. Donc, alors ce nodule-là que vous voyez, ça c'est le plus gros nodule que j'ai traité, 92 millilitres. 92 millilitres. Alors c'est une dame qui a toujours refusé la chirurgie. Elle a ça depuis plus de 20 ans. Et vous voyez le coup comment il est. Et donc, elle dit, mais moi, j'ai ma thyroïde qui fonctionne bien. Certes, j'ai cette grosseur, mais je n'ai pas envie de me faire opérer, etc. Et donc je dis, OK, on va traiter ce nodule, mais on va le traiter, j'ai annoncé 3 fois. J'ai annoncé 3 fois parce que 93%. On verra plus tard les résultats. Et donc, il n'y a pas de volume où on dit là, j'arrête, il fait 20, j'arrête. Non. On peut, si le nodule il se présente bien anatomiquement, où on a un accès, on peut le faire. On peut le faire, on verra plus tard les résultats. Donc ça, on peut traiter. Deuxièmement ou troisièmement, les nodules kystiques, est-ce qu'on peut les traiter, les nodules kystiques? Est-ce qu'il y a un volume aussi qu'on peut traiter, ce nodule? Alors, les nodules kystiques, on ne va pas les traiter par radiofréquence parce que ça fera de la vapeur, ce n'est pas l'objectif. Et là, on peut les traiter par alcoolisation. On va les traiter par alcoolisation. Et les nodules qui sont à prédominante kystique, on traite d'abord la partie kystique et ensuite on traite la partie solide. Voilà. Donc, c'est quoi un nodule qui grossit dans le temps? C'est un nodule soit qui va grossir entre 1 et 3 millilitres par an, où il y a une augmentation volumétrique de 50%. Si c'est le cas, même si le nodule il est asymptomatique,
dans ce cas-là, il faut le traiter. Il faut le traiter parce que plus le nodule il est petit, plus on est efficace. Voilà. Après, la question qui peut se poser quand on traite les gros nodules, surtout les gros nodules, est-ce que, parce que ça a été dit, est-ce que ça va récidiver? Est-ce que voilà. Donc les deuxièmes séances de radiofréquence pour les nodules thyroïdiens existent. Moi j'en ai fait pour 3 même, mais c'était sur des gros nodules. C'était à la base prévu de faire. Donc on peut faire, moi je me limite à 3 si je pense que il me faut 4 ou 5, non, je préfère ne pas le faire dans ce cas-là. Voilà, si je suis limité à 2 à 3 interventions, je le fais quand même. Est-ce qu'il y a des contre-indications de la thermoablation par radiofréquence? Alors, la première indication, c'est que quand vous avez un nodule qui est asymptomatique, qui est stable, donc pourquoi traiter quelque chose qui ne pose pas de problème? Deuxième contre-indication, quand vous avez un goitre multinodulaire, quand on a un goitre multinodulaire, vous avez 3-4 nodules qui font 3-4 cm, c'est pas possible de traiter autant de nodules. Voilà. Si vous avez un nodule que vous classez TERAT 5 à l'échographie, ou il est BETSDA 5 ou 6 à l'échographie, on ne va pas les traiter par radiofréquence. Après, il y a la maladie de base d'eau, quand c'est en phase active, la thyroïde, il est très, très vascularisé. Donc là, il y a le risque d'avoir des hémorragies et des hématomes compressifs. Elle est importante. Voilà. Alors, il y a des contre-indications qui sont relatives, la grossesse, mais on peut utiliser des électrodes bipolaires. Mais moi, je dirais que un nodule que vous avez depuis 10 ans, ça peut attendre l'accouchement pour le traiter. Le seul cas où on peut traiter dans ce cas-là pendant la grossesse, si c'est un nodule chaud, symptomatique, parce que les hormones thyroïdiennes passent à travers le placenta, et là on a besoin d'avoir un TSH normal. Donc là on peut accepter l'idée que je vais traiter le nodule par radiofréquence avec une électrode bipolaire. Parce qu'on ne peut pas utiliser le monopolaire parce que ça passe par la grossesse. Alors, certains nodules qui sont BETSDA 3 ou 4, ça je pense que c'est pour demain, on peut les traiter aussi par radiofréquence. Ça c'est une notion qui est récente, que le traitement par radiofréquence des nodules qui sont classés en 3 et 4. Est-ce qu'il y a un bilan biologique à faire avant de faire une thermoablation? Alors, on peut toujours faire la TSH, plus ou moins la T4. On marque toujours plus ou moins la T4. Si la TSH anormale, même en France, si vous marquez TSH T4, si la TSH normale, ils vous disent les recommandations, TSH normal, je ne vous fais pas la T4. Donc, ils ne font pas la T4. Donc, certains cas où on peut compléter par la calcitonine à la recherche d'un cancer médulaire. Alors, le cancer médulaire, il est souvent situé dans le pôle supérieur des lobes. Donc, pourquoi pas, à titre systématique, les nodules qui sont localisés dans le pôle supérieur. Il faut absolument faire de la cytologie pour un nodule bénin 2 fois, c'est les recommandations, et un nodule chaud une seule fois, parce que statistiquement un nodule chaud on dit que c'est un nodule bénin, pas tout le temps, mais enfin voilà, statistiquement un nodule bénin. Moi je pense que par prudence il faut quand même faire au moins une cytologie, mais un point important, il faut avertir le laboratoire de cytologie que c'est un nodule chaud, parce que ça aide pour l'interprétation. Sinon, il va vous sortir BETSDA 3 et 4 tout le temps sur ces nodules qui sont chauds. On fait systématiquement un bilan d'hémostase classique, parce qu'on va juste vérifier s'il y a un bilan de coagulation normal. Voilà. Après, en post-thermoablation, on va surveiller les gens pendant 3-4 heures, pas plus.
Moi, les gens, à 13h, je les fais sortir. Je les reçois en consultation. Dans la salle de consultation, on fait une échographie pour vérifier qu'on n'a pas d'hématome, qu'on vérifie les cordes vocales, que ça bouge, voilà, qu'on n'a pas de problème avant de laisser partir la personne. Et ensuite, on fait des contrôles échographiques 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors, c'est vrai que les gens qui habitent pas très loin, je leur fais contrôle 9 mois. Et les gens qui habitent loin, on dit c'est pas grave, le 9 mois, il est pas majeur. 3 mois, 6 mois, 1 an, surtout pour les nodules chauds, il faut toujours associer le dosage de la TSH avec. On attend, selon la littérature, 70%, mais plus le nodule il est petit, et plus le pourcentage il est beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Bon, les complications, ils sont connues, hein, les hématomes, les dysphonies transitoires, dysphonie transitoire. Et parfois, il y a besoin des séances d'orthophonistes. Alors, Claude Bernard Horner, ça, personne aime cette complication parce que ça veut dire que le ganglion sympathique moyen, on l'a cramé au passage. Les ganglions sympathiques moyens, ce n'est pas quelque chose qu'on détecte à l'échographie facilement. C'est visible, selon les publications, à 40%. Donc, c'est-à-dire 60%, il n'est pas visible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand même, je cherche autour du nodule, est-ce que je vois quelque chose qui ressemble à je ne veux pas voir forcément le ganglion sympathique moyen, je vais être sûr qu'il n'est pas juste à côté du nodule. Là, je vais vous montrer 2 cas cliniques, un petit nodule et un gros nodule. Vous voyez, la stratégie de traitement n'est pas le même. Donc, un nodule qui fait 10 millilitres, moins de 10 millilitres, donc c'est un nodule qui n'est pas forcément symptomatique au niveau local, mais ça, c'est un nodule chaud, en fait. Hein. C'est pour ça, le nodule chaud, souvent, c'est un nodule, un petit nodule. Et le deuxième, 92, vous verrez. Donc ça, c'est un nodule qui fait moins de 10 millilitres. Hein. Donc c'est une dame, 69 ans. Elle arrive avec des signes d'hyperthyroïdie. Elle a perdu 7 kilos en 2 mois. Elle est tachycarde, diarrhée, énervée tout le temps. Un TSH à 0,08. Donc, on fait l'échographie. Vous avez l'échographie, donc c'est un nodule qui n'est pas très gros, hein, 4,91, et c'est un nodule qui est très vascularisé. Bon, on fait une scintigraphie, il nous répond, c'est un nodule chaud. Donc il est responsable de cette hyperthyroïdie. Qu'est-ce qu'on propose pour cette patiente? Alors, jusqu'à là, on proposait de faire une lobectomie, on vous enlève la moitié de la thyroïde, comme ça le problème est réglé, ou on vous traite par l'iode radioactif, c'est efficace, mais l'iode radioactif, il ne va pas traiter le nodule, il va cramer la thyroïde, donc il y a un risque d'hypothyroïdie, 30 à 40%, donc ça veut dire que les gens ils vont prendre un traitement à vie. Troisième alternative, c'est la thermoablation par radiofréquence. Donc ce nodule que vous voyez ici, qui est hypervascularisé, qui fait un peu moins de 5 millilitres, on l'a traité par radiofréquence. Et voilà ce nodule avant de la thermoablation. Il faisait 4,91, très vascularisé. 3 mois après, il a perdu 81% de son volume. Il n'y a aucune vascularisation. La TSH est passée de 0,08 à 0,44. Et puis 6 mois, on est à 93% de réduction. Toujours aucune vascularisation et un TSH à 1,69. Donc ça, c'est un nodule à 4,91. Donc, grosso modo, c'est 5 minutes de temps actif de traitement. Donc c'est un nodule qui a été traité pendant 5 minutes. Et puis voilà les résultats. Il a quasi disparu, ce nodule.
Au bout de 6 mois, on a un pourcentage assez important, 93%, avec normalisation du bilan, disparition des symptômes, important. Et là, il n'y a pas de risque de récidive dans ce cas-là. Et cette dame, elle va bien. Le deuxième nodule, c'est le nodule le plus gros que j'ai traité, 92 millilitres. Donc 92 millilitres, c'est un nodule qui est visible, mais elle dit, localement, je n'ai pas de gêne, j'avale bien, mais ça commence à me gêner parce que les gens me parlent toujours de mon cou qui est très gros comme ça, et moi, je n'ai pas envie de me faire opérer. Je refuse la chirurgie, etc. Et on m'a parlé de vous en disant, il y a ce traitement. Alors, ok, on a fait l'échographie, et puis 92, on a dit, on va le traiter en 3 fois. On va le traiter en 3 fois. Elle m'a dit, mais vous le traitez en 5 fois, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que je ne me fais pas opérer. Très bien. Donc, très bien. Alors, quelle est la stratégie de traitement quand c'est un nodule qui est très gros comme ça? Alors, plus le nodule il est gros, plus il y a un risque de rupture nodulaire. Donc, sur les nodules qui sont gros, parce qu'il n'y a aucun parenchyme, thyroïdien, la capsule va se nécroser, très vite ça va se nécroser. Avec l'œdème, le nodule va exploser, il va y avoir une rupture nodulaire. Donc, pour éviter cette complication qui est majeure quand même, mais qui n'est pas très grave, mais quand même, il faut traiter derrière. Moi, j'ai opté, mais ça c'est vraiment une attitude personnelle, de dire je vais traiter le centre du nodule la première fois, je vais laisser une couche suffisamment large qui permet de maintenir le nodule sans cette complication de rupture. D'accord ? Et au bout de 6 mois, je retraite une deuxième fois la partie qui reste du nodule. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais. Je traite le centre, je laisse en périphérique une zone sans traitement pour la deuxième fois. Et donc ce nodule, c'est ce nodule-là que vous voyez, il est très gros, hein, ce nodule. Donc là, vous avez l'électrode. Donc là, vous avez vu, on n'est pas tout à fait postérieur. On veut laisser une partie sans traitement, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, on commence à voir. Donc vous voyez, vous constatez que les pop-corns, ça ne monte pas très vite. Donc ça veut dire que sur le plan théorique, il faut que j'augmente un peu la puissance. Il faut que je monte un peu la puissance pour que ça soit mieux visible. Voilà. Donc là, vous voyez la zone traitée, elle devient blanche comme ça. Voilà. Donc on a traité la partie centrale et on a dit on va contrôler dans 3 mois. Donc cette dame, ça c'est son nodule donc avant la thermoablation. On la traite au bout de 3 mois. Donc le nodule passe de 92 à 35. Moi j'étais surpris parce que je n'ai pas traité la totalité du nodule. Donc la réponse était très, très positive et très favorable. Mais je constate quand même la partie qui n'a pas été traitée, vous voyez, ça fait une espèce de coque comme ça. Elle est très vascularisée. Donc potentiellement il va récidiver ce nodule. Je n'ai pas de doute, hein, il va récidiver. Donc j'ai dit très bien, on va contrôler à 6 mois. Elle revient 6 mois après. Le nodule, il fait 23,7, c'est-à-dire 74%. Toujours cette vascularisation périphérique. Donc je dis, madame, voilà, comme c'est prévu, on va programmer la deuxième thermoablation. Alors, elle est réfractaire à tout. Elle m'a dit, mais maintenant, écoutez, je ne suis plus gêné. Il ne se voit plus trop mon nodule. Si mon nodule grossit, je reviens vous voir, il n'y a aucun problème. Alors je dis, mais votre nodule, il va grossir. On va vous donner un rendez-vous dans 3 mois, donc ça fera 9 mois de la thermoablation. D'accord ? Et donc cette dame, elle revient 9 mois après la thermoablation, et le nodule, il a un peu grossi. Donc vous voyez,
Donc j'ai dit que finalement la fenêtre de 6 mois, c'est la bonne fenêtre pour retraiter le nodule une deuxième fois. Donc je lui ai dit, voilà, le nodule, il a regrossi. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous faire la deuxième thermoablation. Donc là, elle a accepté. On a fait la deuxième thermoablation. Et vous voyez en bas les résultats après la deuxième thermoablation. Le volume, il est passé à 6,73. Donc ça veut dire qu'on est à 92,69% de diminution volumétrique pour un nodule qui était énorme au départ. Voilà. Et donc cette dame, elle a plus de tuméfaction, elle n'a plus rien. Elle n'a jamais pris de traitement derrière. Et pour elle, son problème est réglé. Son problème est réglé. Et vous voyez là, le nodule post-deuxième thermoablation, il n'y a plus de vascularisation. Il a été traité complètement. Il ne va pas disparaître. Il va rester une partie c'est une séquelle. Hein, ça va rester. Et il faut la surveiller chaque année. Parce que s'il y a une reprise au bout de 10 ou 15 ans, eh ben, il faut la reprendre une deuxième fois. Mais entre-temps, elle n'a pas été opérée, elle n'a pas eu de traitement et c'est mieux, c'est tant mieux pour elle. Alors, si je dois conclure par rapport au traitement des nodules bénins, il faut être méthodique d'abord dans la prise en charge. Il faut faire 2 cytoponctions. Il faut sélectionner les nodules, pas faire traiter n'importe quoi dans les goitres multinodulaires, etc. D'accord ? Et puis 2 cytos pour un nodule bénin, nodule non sécrétant, et une cyto sur un nodule chaud. Il faut le faire systématiquement. Après, ça, c'est une technique qui nécessite un entraînement. Moi, je dirais que c'est de la haute couture et que ce n'est pas juste une sonde qu'on va placer dans un nodule et on va faire des allers de retour. Et il y a beaucoup de structures critiques qu'il faut éviter. Et ça demande vraiment un protocole, un respect du protocole de façon très stricte. Mais en fait, quand on va comparer les avantages et les inconvénients par rapport à la chirurgie, bon, on va dire que quand même, on va aller vers la thermoablation tant que l'indication elle est raisonnable et elle est bien cadrée. Je vous remercie. Merci, docteur, pour cette présentation claire et enrichissante. Nous retenons que la thermoablation par radiofréquence s'impose aujourd'hui comme une alternative thérapeutique efficace et sûre dans la prise en charge des nodules thyroïdiens bénins, permettant une approche mini-invasive avec des résultats cliniques significatifs et des complications minimes estimées à 1 à 2%. Votre expertise en radiofréquence nous a permis de mieux comprendre les indications, les critères de sélection, les résultats attendus et l'intérêt de cette approche dans notre pratique quotidienne. Cette technique illustre parfaitement l'évolution de la médecine interventionnelle vers des traitements plus ciblés, personnalisés et respectueux de la qualité de vie des patients. Merci encore, docteur, pour ce partage et pour la richesse des données présentées. Ainsi donc s'achève cette 5e session plénière. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le modérateur, nous vous passons la parole. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde est encore là. Hein. Vous avez quoi, professeur et docteur? Ici, à Madagascar, on a notre façon typiquement malagasy pour accueillir et montrer notre joie et notre gratitude envers nos invités. On va vous montrer ça. Lamako! Lamako! Avereno! Atambar! Atambar! Alors, merci beaucoup au docteur Rapades pour son intervention. Sans plus tarder, nous enseignons maintenant avec la 6e session qui va être modérée par le docteur Rakutormanan sur la complication de la thermoablation, prévention et prise en charge. Et sans plus tarder, docteur, je vous cède la parole. Merci.
Bonjour à tous. Nous vous remercions de nous avoir donné la parole. C'est un plaisir pour nous de modérer cette 6e session plénière consacrée à un thème essentiel, les complications de la thermoablation, leur prévention ainsi que leur prise en charge. Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Fourad Ridwani qui va partager avec nous son expertise et son expérience sur ce sujet majeur. À titre de rappel, nous vous invitons à transmettre vos questions via le QR code afin qu'elles puissent être discutées à la fin de la session. Sans plus tarder, professeur, nous vous cédons la parole. Parfait. Merci beaucoup. Bon, je vais traiter les complications. Je pense que vous avez bien vu, de par les différentes lectures, qu'il n'y a pas beaucoup de complications, donc on a fini, c'est bon. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, les complications, elles sont faibles, très faibles, mais malgré ça, on va en parler un petit peu parce que c'est beaucoup de prévention et une très bonne prise en charge. Quand on parle de radiologie interventionnelle, pour moi, on vient du domaine de la radiologie. Donc, on nous considère comme des techniciens. On n'est pas des médecins proprement dits, donc on ne sait pas prendre en charge nos patients. Donc, est-ce que je dis à mes fellows, à mes résidents, toujours, quand il y a une complication, il faut... You need to own it. Il faut l'accaparer. Donc ça veut dire qu'il faut être on top of it. Il faut être vraiment présent. Il faut être là. Il faut savoir dicter la prise en charge. Donc si tu ne sais pas faire ça, donc il ne faut pas faire le geste. Donc il ne faut pas dire ok j'ai une complication, je vais l'envoyer. Quelqu'un va gérer mes complications. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc nos patients, ils nous font confiance. Donc il faut savoir vraiment respecter cette confiance et leur retourner l'appareil. D'accord? Donc, comme pour la première présentation, on va parler des catégories et des incidences, les traitements préventifs et adjonctifs, comment gérer la complication, comment gérer le follow-up, et pour finir, c'est quoi les messages à retenir. Donc je reviens sur ce papier-là. Donc ça, c'est vraiment une méta-analyse qui a revu des papiers qui ont été publiés depuis 2014 jusqu'à 2020, 2019. Donc ils ont revu tous les papiers, les majeurs, donc que ce soit de la radiofréquence, que ce soit du micro-ondes, que ce soit du laser, en général, les complications, elles sont de l'ordre de 3,2%. Donc, les complications majeures, elles sont de l'ordre de 0,7%. Dans ces complications majeures, donc la majorité étant le changement de voix. Ça, on l'observe souvent. C'est pour ça que quand on parle de sédation, on n'a jamais envie d'avoir des patients qui dorment durant le geste. Donc moi, quand je fais ma sédation et que j'explique à mes patients avant le geste, c'est que je vais leur donner assez de médicaments pour qu'ils soient confortables, qu'ils soient vraiment sereins. Donc j'enlève le paramètre stress et anxiété, mais que à la fin, quand je vais commencer à faire mon ablation, donc l'aiguille elle est déjà positionnée, l'hydrodissection elle est déjà faite, c'est que je veux diminuer la sédation. Pourquoi? C'est parce que j'ai envie de monitorer la voix. Donc je leur pose des questions simples. Je leur dis, et au fait, je leur dis bien avant, comme ça, ils ont vraiment, ils savent ce que je vais leur dire. Je vais vous poser des questions très simples. Vous allez me répondre par un oui et par un non. C'est tout. Donc, c'est comme ça que je vois s'il y a un changement de voix. Parfois, je vois le petit changement et c'est là où j'arrête, où j'injecte un petit plus de sérum glucosé, froid. Donc, il faut savoir que toutes ces complications, elles sont réversibles si elles sont prises à temps. D'accord? Donc, il y a aussi, on va en parler un petit peu plus en détail, mais c'est essentiellement le changement de voix.
Là, c'est un papier plus récent. Donc ça, c'est une large cohorte. Donc plus de 2700 lésions. Et ça a été récemment publié sur European Radiology. Donc on retrouve la douleur. Ben oui, la douleur, en fin de compte, c'est un traitement avec de la chaleur. Qui dit chaleur dit brûlure. Donc il y a plein de nerfs autour. Donc c'est normal qu'il y ait de la douleur. C'est tout à fait normal. Il faut savoir la gérer. Les hématomes ou le risque de saignement, la fièvre. Ensuite, les complications majeures, elles sont de l'ordre de 2% dans ce papier-là. Et on voit bien ici qu'il y a eu un petit changement sur les complications majeures. Ce changement est induit par l'introduction du micro-ondes. Le micro-ondes, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça se fait beaucoup plus en Chine, donc c'est eux qui ont le plus d'expertise en micro-ondes. Il faut savoir qu'ils traitent des nodules un petit peu plus gros. Le micro-ondes, c'est une énergie plus forte et à mon avis, c'est une énergie qui est un petit peu plus forte pour un organe comme la thyroïde. Donc j'utilise le micro-ondes dans le foie, dans le poumon, dans le rein, pas dans la thyroïde. Okay? Donc l'énergie générée par le micro-ondes, elle est un petit peu trop forte. La raison pour laquelle les gens l'utilisent, c'est que c'est rapide. D'accord? Donc on n'a pas le problème de l'impédance. Donc on génère énormément d'énergie, énormément de chaleur. Donc un traitement qui va faire 10-15 minutes, on peut le faire en moins de 5 minutes. Donc c'est ça l'avantage, mais c'est au coût de complications plus élevées. D'accord? Bon, ça n'a été pas prouvé statistiquement, mais ça reste le pourcentage des complications majeures un petit peu plus élevé. Ici, c'est la revue, c'était pour le bénin. Pour le malin, c'est encore plus faible. Donc, le taux de complications au complet, donc il est encore moins pour le malin, c'est de l'ordre de 1,4% contre les 3 et quelques pour les lésions bénignes. Pourquoi il faut les connaître, les complications? Donc, on parle d'une procédure qui est à faible risque, mais le risque il est toujours là. Donc, quand on fait du volume, quand on fait plus de 100 patients, on commence à rentrer dans les statistiques du 3%. D'accord? Donc, si on fait que 10 patients, on peut dire on n'a pas de complications. Mais au-delà de certains nombres, un jour ou l'autre, il y aura une complication. Donc, ça, c'est très important. Il faut les reconnaître, il faut savoir les gérer et surtout, il faut savoir suivre ces patients jusqu'à ce que le patient il recouvre totalement de sa complication. On va classer ces complications dans l'ordre de 2 catégories. Donc, comme vous avez vu, il y a les complications qui sont assez communes, mais qui sont à faible potentiel ou mineures. Donc ça, c'est la douleur durant ou après, le choc vasovagal, d'accord, la fièvre, le changement des hormones thyroïdiennes, les hématomes, les petits hématomes qui ne nécessitent presque aucune prise en charge, le changement non permanent de la voix, la toux, la petite dysphagie. Donc tout ça, c'est de l'ordre de commun et faible. Ensuite, les complications qui sont rares, mais très sérieuses. D'accord? Donc c'est deux volets. Donc là, on rentre dans essentiellement tout ce qui est lésions nerveuses, que ce soit le nerf récurrent, le nerf vague, le ganglion sympathique, le plexus brachial, les complications vasculaires avec des gros hématomes, ça veut dire lésions de la carotide, des artères thyroïdiennes. Ensuite, tout ce qui est lésions thermales ou brûlures, on parle essentiellement de brûlures 3e degré. Les infections,
c'est des abcès, la fistulisation, des ruptures nodulaires. On évolue dans un environnement où il y a beaucoup de structures, donc ça peut se fistuliser, que ce soit à l'œsophage, à la trachée. Et aussi, on en parle très peu, mais la taurotoxicose, ça veut dire engendrer un excès d'hormones thyroïdiennes qui va être responsable de symptômes essentiellement cardiaques. D'accord? Donc tout ce qui est arythmie cardiaque. Le premier, la douleur. La douleur, c'est la plus fréquente des complications. En termes de complications, elle est à 20-30%. Donc elle représente presque le tiers des complications rencontrées. Donc aussi de l'introduction, donc ça arrive. Les patients, ils ont mal un petit peu pendant 3 jours, 1 semaine. Donc ça arrive. La douleur aussi, pour les nodules qui sont un petit peu antérieurs, les patientes, elles vont nous appeler 1 semaine après, pour nous dire qu'il y a de la douleur qui se projette sur le long du trajet du sternoclédomastoïdien, ce muscle-là. Donc, c'est une douleur qui va partir vers la mâchoire, vers l'épaule ou vers la mastoïde derrière l'oreille. Donc, ça, c'est commun pour tout ce qui est lésions antérieures. La prévention, donc, moi, systématiquement, avec mon sérum glucosé, c'est que je mets un petit peu de la lidocaïne, ou la bupropion. Donc la bupropion, ça a un effet un petit peu plus retard par rapport à la lidocaïne. Donc ça reste 24 heures, maximum 48 heures. Donc ça procure un confort pour le patient durant les premiers 24 heures. Donc c'est essentiellement là où il y a la douleur. Et l'hydrodissection. Donc l'hydrodissection, ça prévient toutes ces douleurs-là parce qu'on protège tous les muscles, toutes les petites fibres nerveuses qui sont autour, sensitives, donc on les protège. On peut aussi prescrire du doliprane, de la paracétamol, et aussi pour prévenir, on met des poches glacées après la procédure. Rarement, on a besoin, j'ai vu des cas où il y a des patientes qui ont vraiment des douleurs latissantes, qui sont vraiment, ils nécessitent beaucoup de médicaments. Donc parfois on doit faire ce qu'on appelle un bloc nerveux. Donc on injecte une mixture de bupivacaïne, qui est un anesthésique à courte durée, et des stéroïdes. Donc on peut faire un bloc. Le bloc en général, et c'est ce qu'il faut dire aux patientes, c'est qu'il y aura un effet bénéfique durant les premiers 48 heures. Ensuite, durant 1 journée à 2, l'effet il va diminuer. Ensuite, il va revenir, l'effet bénéfique. Parce qu'au fait, quand on mélange les stéroïdes et l'anesthésique locale, donc l'anesthésique locale, il va prendre l'effet pendant les 40 premières heures. Ensuite, il va diminuer et on attend au moins 3-4 jours pour que les stéroïdes ils font leur effet anti-inflammatoire pour le nerf. Donc il faut bien parler, il faut bien expliquer aux patients. Le malaise vasovagal, donc il peut être mécanique ou thermique. C'est vraiment la stimulation du nerf vague. Donc le nerf vague, on arrive à le voir dans à peu près 30 à 40%, parfois on ne le voit pas. Donc encore, ça peut se manifester par une hypotension. Donc en salle, le patient peut nous faire le choc avec bradycardie, bronchospasme. Il y a des patients qui vomissent. Donc la majorité, c'est modéré, mais ça peut arriver. D'accord? Donc la prévention encore. Prévention, c'est une bonne hydrodissection à côté du nerf vague. Donc même quand on a assez de marge de sécurité, et je le répète, il faut pousser la carotide bien loin de la thyroïde. Donc si ça arrive, il faut arrêter immédiatement la procédure, élever les jambes, d'accord, avoir toujours, moi j'ai toujours les patients qui ont une voie veineuse, donc mettre des fluides, et c'est rarement où on a besoin de l'atropine en cas de bradycardie ou d'hypotension sévère. Et c'est aussi pour ça qu'on doit
toujours observer les patients au moins 2 heures parce que le choc vasovagal peut arriver après le geste. D'accord? Donc, il ne faut jamais faire le geste, envoyer le patient à la rue directement après le geste. D'accord? Le changement des hormones thyroïdiennes. C'est rare, mais ça arrive. L'hyperthyroïdisme, il peut arriver immédiatement, j'ai jamais vu, mais il peut arriver les jours qui suivent par le fait que les hormones préformées dans la thyroïde sont injectées dans la circulation. Donc, la majorité des symptômes, comme je vous ai dit, elles sont mineures, sauf les symptômes cardiaques qui peuvent provoquer des troubles de rythme. Donc ça, c'est important à monitorer. Donc, éventuellement, pour les nodules qui sont grands, il y a certaines équipes qui recommandent de mettre les patients sous bêta-bloqueurs, donc du propanolol, 10 mg une semaine avant, à continuer jusqu'à la normalisation des hormones thyroïdiennes. On va en parler un petit peu plus pour les gros nodules où on fait de l'embolisation. Pour les petits nodules, je ne pense pas que c'est nécessaire. L'hypothyroïdisme, ça c'est très rare encore. C'est essentiellement dû à une réaction auto-immune plutôt que l'ablation. Donc ça a été décrit dans la littérature. C'est rare que les patients ont besoin d'un remplacement hormonal permanent. Les lésions thermales. Les lésions thermales, c'est reporté dans la littérature, quelques cas. Donc, les électrodes qui sont très proches de la peau, les nodules qui sont très superficiels, surtout chez les patients qui sont maigres, et aussi si on ne respecte pas le niveau d'énergie. Donc, comme Haitham l'a bien dit, il faut commencer avec une énergie faible et au fur et à mesure, si besoin, augmenter l'énergie. Mais si on commence d'emblée avec une grande énergie pour un nodule superficiel, on peut propager la chaleur directement vers la peau. Ça se propage rapidement. Donc, aussi, le patient, il va le sentir rapidement. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc, encore une fois, l'hydrodissection, l'utilisation de poches glacées après la procédure et essentiellement réduire l'énergie pour les lésions superficielles et aussi savoir utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aiguille, il y a différentes longueurs, ça commence 5, 6, 7 mm, donc savoir utiliser des petites aiguilles pour commencer. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas grave. Quand on commence, il faut être vraiment prudent. Donc ça, c'est très important. La majorité de ces brûlures, elles sont faciles à gérer avec des crèmes antiseptiques, avec juste un traitement local. Et rarement, on a besoin des chirurgies de débridement avec des greffes de peau. Encore est-il, ici, vous rappelez-vous, on évolue dans une région où il y a énormément de nerfs. Donc, le changement de voix peut être aussi fait par l'injection d'anesthésique locale. Donc, ça, c'est très important à considérer. Là, c'est là, juste pour revoir un petit peu tous les nerfs qui sont autour. Le nerf récurrent, c'est un des nerfs qui est le plus proche. Donc, il est responsable de la phonation, et il est responsable un petit peu de la respiration. Donc, si le nerf il est détruit des deux côtés, le patient il a besoin d'une trachéotomie. Donc, peut vivre avec un seul nerf, les deux, ça change la donne. Le nerf vague, je l'ai expliqué tout à l'heure, il est un petit peu plus loin, donc il est à côté de la carotide, mais il faut faire attention. C'est très important. Il y a le nerf laryngé externe, ça c'est encore plus rare, et le ganglion sympathique qui
peut causer le syndrome d'Horner, donc avec une imptosis, myosis, une anhydriose. Donc ça, on veut éviter à tout prix. Le plexus brachial, il est encore plus loin, mais ça a été décrit que ça a été blessé durant l'injection. Donc si vous le voyez, le plexus brachial, il est à plus de 2 cm de la thyroïde, mais il y a parfois des gens qui mettent des aiguilles très longues, et donc même sans le brûler, juste en le touchant, on peut avoir des symptômes comme des fourmillements au niveau des doigts. La rupture nodulaire, on en a parlé tout à l'heure, elle est rare, mais elle est sérieuse. Donc, c'est les gros nodules. Ça peut revenir dans le mois qui suit, ça peut venir à distance à 6 mois. Donc, c'est essentiellement les nodules qui dépassent les 30 millilitres. Et c'est essentiellement si on utilise une très forte énergie. Si elle est petite, elle est contenue, ça va se résoudre tout seul. Rarement, on a besoin de mettre les patients sous antibiotiques, mais en 2 à 4 mois, on peut contrôler en échographie, ça va diminuer tout seul. Donc il faut éviter de traiter à plusieurs endroits. Il faut, pour les grands nodules, comme l'a expliqué très bien Haytham, il faut garder un liseré tout autour du nodule. Il ne faut pas traiter la capsule du nodule, donc la laisser. Parfois, il faut mettre le patient sous antibiotiques et on va en parler demain. L'embolisation retrouve toute sa place pour ces nodules-là qui, parfois, ils sont très gros, ils nécessitent plusieurs traitements, alors qu'on a maintenant une nouvelle méthode dans notre arsenal qui peut gérer ces nodules-là. Comment on les traite? L'observation, c'est le plus souvent. L'aspiration aussi, donc on peut aspirer si c'est liquéfié. Et la chirurgie juste quand c'est fistulisé ou quand il y a un abcès. C'est à ça que ça ressemble, ça c'est un gros nodule, ça c'est de la littérature. Donc il y a une rupture nodulaire. Le problème c'est que ça commence à se fistuliser à la peau. Celui-là, il s'est résout spontanément, mais ça peut se fistuliser vers la trachée, ça peut se fistuliser postérieurement aussi vers l'œsophage. Là, c'est une complication, on n'en parle pas beaucoup. Elle est rare, mais elle est sérieuse. D'accord? Donc, il y a eu des reports de développement de carcinome micropapillaire après ablation de nodules bénins. Donc on parle de ce concept, ce n'est pas un concept. Quand on fait une cytoponction, on est en train de voir juste des endroits précis, comme l'a bien expliqué ce matin, les graines. J'ai adoré l'analogie avec les graines blanches, les graines rouges. Donc on ne sait pas ce qu'on a dans les slides. Donc il y a eu des cas où, après ablation, il y a eu une tumeur qui s'est développée tout le long du tracт. D'accord. Maintenant, on fait la recommandation des 2 cytoponctions, mais ça reste entre guillemets ce qu'on appelle en anglais du undersampling. On est en train de voir moins de 20% du nodule. Et quand je dis 20%, j'exagère. L'hémorragie. L'hémorragie intra- ou péricapsulaire, donc la majorité du temps, c'est asymptomatique. On utilise un élément, la radiofréquence ou tout ce qui est comme énergie qui utilise la chaleur. Donc il a un pouvoir de cauterisation. Donc ça veut dire même quand il y a un hématome, moi j'ai beaucoup d'hémorragies qui arrivent quand je fais d'autres organes. En fait, il suffit de remettre l'aiguille et faire de la cautérisation. Tu fais même pas 15 secondes et tu arrêtes le saignement. Donc il faut savoir maîtriser ça. Donc quand il y a un hématome, surtout à côté de l'artère nourricière, il ne faut pas avoir peur, il faut remettre l'aiguille et il faut mettre de la chaleur. Donc elle va arrêter.
Rarement, elle va diffuser, elle va se propager et être responsable d'une compression de la trachée, des éléments avoisinants. En général, les petits hématomes, ils sont de résolution spontanée. Il faut faire très attention. En fait, quand on utilise l'échographie, on a tendance à appuyer avec la sonde. Et moi, je vois avec mes résidents, mes fellows, au fait, il y a pas mal de petites veines, essentiellement au niveau du centre. Donc, parfois, on ne la voit pas. Donc, on est en train d'appuyer très fort sur la sonde et on appuie sur les veines, on ne les voit pas. Et ensuite, on met notre aiguille et on traverse la veine. On n'a rien vu, toujours. Et c'est qu'en retirant, quand on enlève tout, la veine elle commence à saigner et on a un très bel hématome superficiel. Donc, ne pas trop appuyer, analyser toute l'anatomie au niveau superficiel avant de mettre l'aiguille. Ça, c'est facile à faire. La prévention aussi passe par l'arrêt des anticoagulants. Donc, le Cintran, au minimum 5 jours à arrêter. Tout ce qui est antigrégant plaquettaire, le Plavix et clopidogrel, 7 jours minimum. Et tout ce qui est autre, les DOAC, tout ce qui est Lovenox et tout, 24 à 48 heures. Donc ça, c'est très important. Et quand ça arrive, on peut faire de la glace, comme je vous l'ai dit, faire une réablation. Et aussi, il faut regarder avec l'imagerie s'il n'y a pas d'effet de masse. Donc c'est très important. Encore est-il, l'hydrodissection, je la remets ici, juste comme rappel, il faut toujours rappeler ça, c'est très important de maîtriser son hydrodissection, ça peut nous éviter la majorité de ces complications. En conclusion, donc, un seul mot d'ordre, la prévention. Donc, une bonne sélection des patients, une bonne sélection du nodule, il faut avoir de bonnes techniques d'échographie, donc en premier. Ensuite, il faut savoir bien utiliser ta modalité. Donc, peu importe la modalité, peu importe l'appareil, il faut savoir le maîtriser avant de se jeter sur ça. Donc, l'hydrodissection, elle est très importante. Et aussi, il faut avoir, ça c'est un truc que personne ne dit, mais une très bonne relation avec vos collègues dans les autres disciplines. Donc, ils vont vous aider au cas où vous en avez besoin. Donc, il faut avoir une bonne relation avec le chirurgien ORL, avec l'endocrino, avec tous les médecins généralistes qui vous envoient ces patients. Donc, quand une complication arrive, on est tous engagés autour, on est tous concernés. Donc, si j'ai à traiter ce patient, c'est l'endocrino qui va le gérer par la suite, c'est lui qui va le contrôler. Donc il faut avoir cette bonne relation multidisciplinaire avec l'équipe traitante. Et merci. Nous vous remercions, professeur, pour cette présentation claire et enrichissante. Cette présentation nous a permis de mieux comprendre les complications de la thermoablation thyroïdienne, les effets secondaires fréquents comme la douleur, les troubles vocaux transitoires ou les modifications passagères de la fonction thyroïdienne et qui sont généralement bénins et faciles à gérer. Les complications rares mais sérieuses incluant les lésions nerveuses, la rupture du nodule ou le saignement, mais elles peuvent être prévenues par une bonne sélection des patients et des nodules, une technique maîtrisée et l'hydrodissection pour protéger les structures critiques. En conclusion, la thermoablation est une alternative mini-invasive, efficace, qui préserve la fonction thyroïdienne et évite les cicatrices, particulièrement adaptée aux patients qui sont anxieux ou non éligibles à la chirurgie. Ainsi s'achève cette 6e session plénière. Encore merci, professeur, pour votre présentation. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Vu qu'on était un peu en retard par rapport à notre timing, il n'y aura pas de pause café pour cet après-midi. On va enchaîner directement sur les questions-réponses.
Oui, docteur. Si tu permets. Alors, je vais juste aborder un point avant de commencer par la question-réponse, un point que je trouve important. Parce qu'on a vu ces images de complications de nécrose pariétale au niveau et avec la perforation de trachée. On dit, mais quand on voit ça, on n'a pas envie de faire de la thermoablation. Moi, je voudrais quand même insister sur un point essentiel, c'est qu'il faut savoir quand même choisir la machine et la technique qu'on va utiliser. Parce que ces images-là que vous voyez, ça correspond à parce que les électrodes de la radiofréquence, il y a des électrodes qui sont humidifiées, comme celles qu'on utilise. Il y a des électrodes qui sont sèches. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de refroidissement. Comme les micro-ondes, par exemple, il n'y a pas de système de refroidissement. Et donc, ce type d'électrodes qui sont utilisées, ils sont source de complications majeures avec ces images qu'on voit ici. Donc, il faut quand même choisir son générateur, son appareil, pour ne pas regretter avoir une telle complication. D'accord, merci docteur. Nous remercions également le docteur Rakoutorman pour la qualité de la modération qu'elle a fait tout à l'heure. Nous allons maintenant entamer la séance questions-réponses concernant les présentations. Je veux voir les questions sur les plateformes. Tout d'abord pour le professeur. Qu'en est-il de la place de l'imagerie métabolique, marqueur biologique, en post-ablation et au cours du suivi? C'est la première question. Vous répondez directement? Oui, je vais répondre au fur et à mesure, je pense. Donc, l'imagerie métabolique, c'est très intéressant. L'imagerie métabolique, on sait très bien que ça s'est développé. Donc, il y a énormément de radiotraceurs qui sont en développement pour chaque type de tumeur presque maintenant. Donc, on voit l'avènement récemment pour les tumeurs neuroendocrines, du dotatate, l'avènement pour les tumeurs prostatiques, du PSMA. Il y a d'autres qui sont dans le terme de recherche, le DLL3. En ce qui concerne la thyroïde, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup, en tout cas dans notre pratique actuelle, un intérêt pour les petites lésions, tout ce qui est à faible risque, de réaliser de l'imagerie métabolique. Donc, pour les petites lésions, quand on parle de micropapillaire, je pense que ça va être un petit peu plus que ce qu'il le faut. Par contre, les marqueurs, quand on parle de marqueurs biologiques, on parle essentiellement de l'étude moléculaire. D'accord ? Donc, ça se développe et ça devient un petit peu plus requis. Jusqu'à présent, et juste récemment, dans le ATA Guidelines de 2025, on en parle beaucoup, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas encore dans les recommandations pour le public général. Ça veut dire que ce n'est pas encore généralisé. C'est réservé à certains patients. Excusez-moi. Chez nous, c'est différent, mais après, chez nous, c'est parce qu'on fait énormément de recherches. Tous nos patients, ils ont une étude moléculaire. Donc, quel que soit le patient. On a aussi un centre moléculaire qui étudie chaque biopsie ou chaque tissu prélevé. Donc, automatiquement, on a ce qu'on appelle le impact, testing MSK Impact. Donc, c'est un test propriétaire de notre centre qui analyse plus de 400 mutations génétiques. Mais ça reste vraiment très, très particulier. Ça coûte très cher. Chez nous, c'est fait dans le but de la recherche. Au fait, rapidement pour en parler, c'est que on a un service qui s'appelle un service de Early Drug Development. Ça veut dire que tous les thérapeutiques
en cours de recherche, elles sont gérées par ce service. Et qu'est-ce qu'il fait au fait? Tout est analysé avec l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui. Tous les rapports scanographiques IRM sont rentrés dans ce portail. En fait, si un patient, par exemple, a un cancer du sein, et il se retrouve en phase terminale où il n'y a plus de ligne thérapeutique. Donc on repart regarder les mutations génétiques et on peut lui offrir un traitement qui a été peut-être validé pour un autre type de cancer, cancer gastrique. Donc on fait du crossover en termes de cancer pour essayer de trouver de nouvelles solutions pour ces patients. Mais c'est toujours de l'ordre de la recherche. En fait, il y a pas mal de questions dans notre plateforme, mais on va essayer un peu de les rassembler pour qu'on puisse gagner du temps. Et en outre, ils seront toujours là pendant les 3 jours du symposium. Si vous avez des questions, vous pouvez les rejoindre en les posant directement. Alors, deuxième question, professeur. Il y a pas mal de questions par rapport aux limites et l'avantage. Existe-t-il une marge d'indication au-delà de 10 mm et cette limite dépend-elle davantage de la technique utilisée ou des caractéristiques échographiques de la tumeur? Ok, j'ai très bien précisé. Donc là, il y a la définition du micropapillaire, donc 1 cm et inférieur à 1 cm. On peut partir un petit peu plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense qu'on peut partir vers le 1,5, donc 1,5, mais toujours est-il, ça dépend de la localisation et des marges. Donc, comme je dis, s'il est bien centré, s'il a suffisamment de marge oncologique pour de la capsule, donc on peut le faire. Donc, ça, c'est revu dans un consensus dans le Tumor Board et bien sûr le patient on lui propose la chirurgie, donc s'il refuse la chirurgie, s'il refuse la surveillance active, c'est là où on peut pousser un petit peu les limites et faire une thermoablation. Je vous ai montré tout à l'heure, c'était un cas avec une lésion de 1,2, donc avec toujours un bon résultat en thermoablation. Donc les limites, c'est grosso modo entre 1 et 1,5. Ça, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Alors, une dernière question peut-être. Merci pour la présentation. Est-ce qu'une irathérapie complémentaire est nécessaire après thermoablation d'un microcarcinome ou pas? Quels sont les critères morphologiques du AO? J'ai bien entendu, est-ce que la thérapie par l'iode, c'est ça? Irathérapie concomitante par rapport à... Non, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre boulot. Donc, quand on parle d'un micropapillaire limité, ça veut dire que c'est un T1A, ça veut dire que c'est comme si tu faisais de la chirurgie, c'est équivalent de la chirurgie, tu ne vas pas retraiter ce patient. Non, ça n'a aucune valeur ajoutée de traiter un patient par l'iode une fois traité par la thermoablation. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme l'Europe, ils traitent moins l'iode ces cas-là. Même pour les nodules chauds, ils sont un petit peu ils sont différents. En fait, c'est un pays qui est très orienté vers la chirurgie. Et les chirurgiens, ils ont très peu d'expérience à faire de la chirurgie post-radiothérapie. Donc, il y a de l'adhérence un petit peu, ça les gêne. Donc, moi, quand je parle aux chirurgiens aux États-Unis, ils n'aiment pas. Les chirurgiens en Europe, ça ne les dérange pas. Donc, merci beaucoup, professeur. Maintenant, docteur Charara. Bien que l'utilisation des anti-inflammatoires sont privilégiées dans les autres pathologies thyroïdiennes, exemple la thyroïdite, vous avez mentionné qu'après l'étape de l'ablation vasculaire, dans la réalisation de la thermoablation, dans le traitement des nodules bénins, cette étape est suivie d'une corticothérapie. Avez-vous des expériences sur l'utilisation des anti-inflammatoires au lieu d'utiliser la corticoïde à 1 mg par kilo? Merci.
Moi, j'ai toujours entendu les chirurgiens dire qu'il ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires post-chir parce que ça augmente le risque des infections, des abcès, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Ah d'accord. Là, peut-être que vous deux-même, vous pouvez répondre aux questions. Hein. Comment choisir entre thermoablation par radiofréquence, laser et micro-ondes selon la situation clinique? En fait, moi, dans ma pratique, j'ai fait de la radiofréquence, j'ai fait le micro-ondes, parce que je voyais qu'il y a certains centres qui utilisent le micro-ondes. Et franchement, j'ai abandonné le micro-ondes au bout d'un an, pour des raisons que j'ai citées un peu, par rapport à la sécurité du geste. Le micro-ondes, il ne vous offre pas les paramètres de sécurité tels que l'impédance, par exemple, dans les tissus. Donc ça veut dire qu'avec micro-ondes, vous pouvez cramer davantage et augmenter le risque de récidive, de cramer pour rien en fait, et avoir plus de complications. Moi, le système que j'ai utilisé, il fallait toujours faire une incision pour que l'électrode traverse, tandis qu'avec la radiofréquence, l'électrode glisse, donc il n'y a pas d'ouverture, parce que l'électrode elle est plus tranchante avec le système de la radiofréquence. Et quand on dit c'est plus tranchante, quand vous prenez le micro-ondes où il faut forcer pour rentrer vers une incision, ça veut dire qu'à l'intérieur du nodule, il peut y avoir plus de résistance, que vous êtes obligé de pousser davantage pour que l'électrode traverse. Et là, c'est une source de complications parce qu'à un moment donné, ça part dans le vide. Donc moi, au bout de 2 ans, j'ai franchement abandonné le micro-ondes. Et d'autant plus, il n'y a pas de système de refroidissement. Il n'y a pas de système de refroidissement. Donc ces complications que vous avez vues, c'est une partie soit par la radiofréquence qui utilise des électrodes sèches. Il y a certaines marques qui utilisent des électrodes sèches, pas des électrodes humidifiées comme celles qu'on utilise. D'accord ? Et donc là, vraiment, la question ne se pose même pas. Pour moi, radiofréquence au micro-ondes, j'utilise uniquement la radiofréquence. Et s'il y a une grossesse, parce que c'est une grossesse où on ne peut pas utiliser, il y a les électrodes bipolaires. Bon, moi je vais vous dire ce que je pense. Donc j'ai utilisé les 3. Si je veux les positionner, micro-ondes c'est beaucoup d'énergie, c'est rapide. Il faut vraiment être techniquement très très fort pour maîtriser le micro-ondes. Le laser, dans l'autre côté, c'est moins d'énergie. L'aiguille, elle est plus facile à positionner, mais il faut prendre son temps. Donc, quand je vois la différence pour traiter un nodule de 1 cm, c'est 4 à 5 fois le temps. La même chose. Donc, 1 minute pour la radiofréquence, 5 minutes pour le laser. Donc, la radiofréquence se positionne. Pourquoi moi, à la fin, après avoir travaillé avec les 3, j'ai adopté la radiofréquence parce qu'elle se positionne au milieu. Donc, c'est une balance entre l'efficacité, le temps et la safety. On dit la safety ? La sécurité. Donc, c'est le juste milieu. Donc, après, avec la radiofréquence, on a le choix de faire plusieurs types de lésions. Ça peut partir des grosses lésions, des petites lésions. Donc, je ne pense pas que les toutes petites lésions, on peut les traiter avec le micro-ondes d'une manière vraiment très sécuritaire. Alors, une dernière question. Lors du traitement des nodules autonomes, est-il nécessaire d'arrêter les hormones thyroïdiens avant les thermoablations par radiofréquence? Si ce n'est pas le cas, combien de temps après la séance d'ablation faut-il arrêter les hormones thyroïdiens? Alors, la tendance, ça c'est les endocrinos qui arrêtent le traitement ou pas, c'est pas nous. La tendance, c'est que les nodules chauds qui sont traités
par des hormones thyroïdiens, on n'arrête pas le traitement le jour où on va faire de la thermoablation. En général, on laisse passer 1 mois après la thermoablation parce que la crainte qu'il y ait un largage des hormones thyroïdiennes et provoquer des complications, genre thyrotoxicose. Donc, il faut la traiter, mais 1 mois après, il faut faire un dosage de TSH avant d'arrêter le traitement. Ok, alors merci pour ces échanges très enrichissants et interactifs, professeur et docteur. Je ne vous retarde plus, vous pouvez reprendre votre place. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons reprendre directement avec les séances plénières. Merci, docteur Akoutoarsou. Merci encore au professeur Ridouani ainsi qu'au docteur Charara. J'espère que vous n'êtes pas encore très fatigué et que vous êtes encore en grande forme. Je vous rassure, la session sera bientôt clôturée. Mais avant cela, quelques piqûres de rappel quand même, à titre organisationnel. Les récepteurs pour la traduction simultanée sont à laisser sur les tables au moment de partir. Et actuellement, nous aurons donc une session en anglais. Pour ceux qui le souhaiteraient ou le nécessiteraient, n'hésitez pas à les utiliser. Il suffira d'appuyer sur le bouton On au milieu et de choisir le canal. Ce sera donc le canal 3. Ce symposium international n'est rien sans les partenaires qui collaborent activement avec nous. Et durant ce moment-là, je souhaiterais les honorer, notamment notre partenaire officiel qui est StarMed, et puisque ce symposium s'inscrit également dans l'innovation technologique et dans la modernisation des soins, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Giovanni Giusti, qui est donc Europe General Manager of StarMed, and Mrs. Lee, qui nous donneront une présentation de l'histoire et du portfolio de cette organisation. Ils nous viennent de très loin, d'Italie et de Corée, donc nous espérons que vous allez apprécier leur allocution et leur présentation. The floor is yours. Thank you. So I'm very glad to be here, and it's my great honor to be participating in this symposium. I want really to thank MMT and IMM for this invitation, as well as the co-organizer, Dr. Sharara, to help to set up this symposium focused on thyroid intervention. So a brief introduction of myself. I'm Giovanni Giusti, and I'm from Italy. So I'm really glad to be invited to provide me the opportunity to visit Madagascar for my first time. And I am a sales and marketing director for this Korean company, StarMed, and I'm managing Europe and Africa. So I will provide you a short introduction of our company and a little bit of history, how thyroid ablation was developed by StarMed. So StarMed is a relatively young company that was set up in 2008. But in a short time, we were able to develop thyroid ablation and other radiofrequency application in many parts of the world. We have achieved all the regulation that help us to sell over the world, including the CE mark MDR, the FDA for the USA market, and even more difficult, the Singapore, China, and Japan certification.
StarMed structure is mainly in 4 parts. So we have the StarMed headquarters that manage the Asia market. We have StarMed America that manage the USA market together with Canada. We have StarMed China that exclusively manage the China market, and our team that manage Europe and Africa continent. At the current stage, we we sell our product in 97 different countries, and we have 112 distributors worldwide. We have more distributors than countries because in some countries we do segmentation of our product, or some big country like Russia or China, we manage with multiple distributors. At the current stage, we have a little more than 210 employees, and we have a year growth or average of year growth of 32%. We don't manage only thyroid ablation. We have a portfolio that goes from oncology product to vascular product, radiofrequency and microwave, as well as biopsy tools. So StarMed was in a short period, we were able to grow up very well in the market among the RFA companies. Although we are not the only RFA company, we really believe that it was important to close collaborate with doctors to create scientific evidence that can place us in a good position in the market. So at the current stage, we have more than 660 articles done with our product, and among of them, more than 310 are only focused on thyroid ablation for benign and malignant disease. But StarMed is not the company that invented the thyroid ablation. Thyroid ablation was already available at the beginning of 2000, but with a different technique and with a different type of electrode. So there was this kind of hook electrode that is called umbrella type. It was 13 gauge with all these hooks that come out. So the inclusion criteria at that time was quite narrow because of the technology of that time. So although they achieve a reasonable result, the inclusion criteria and the complication rate, the inclusion criteria was not that large, and complication rate was higher than current situation. So StarMed decided to try to develop a new concept of a thyroid electrode and also a new type of technique. So we decided to close collaborate with this professor from Hassan Medical Center University, that is Jiang Wanbek. He is interventional head and neck radiologist, and we try together to combine our ideas for a better ablation in a thyroid field. So
this is not the first publication that we have, but it's the first significant publication that has at least 4 years follow-up with a decent number of patients. And we saw that thyroid ablation with a moving shot achieved a much higher result, and the shrinkage goes over the years up to 93% volume reduction after 4 years. So why the moving shot technique? Moving shot technique is also safer compared with the fixed technique, because allow to do multiple small ablation all inside the nodule without go out of thyroid nodules. So this one is a short clip on how moving shot technique works. You saw already this morning the real ultrasound video of the thyroid ablation, but this one is just a video to make you a little bit understand more about the technique. And we develop this moving shot with a transseismic approach. Transseismic approach automatically help physician to avoid the danger triangle and be distant from esophagus, trachea, and the laryngeal nerve. That's why we don't do direct approach that can be more risky to meet some vessels on the way. So we create just multiple small ablation inside the nodule without ablate outside of that. Thank you. So we continue with a little bit of product explanation. So I move the ball to my colleague Minulli. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to thank and appreciate again on behalf of STARMED. It's a great honor to be invited to this conference. We hope this conference is going to be a great milestone for local patients to have a better access for thyroid care. So I will go through briefly our product portfolio. These are our generators. To the left top, this is a Viva generator. This is our standard generator that can be applied for multiple applications, which includes thyroid, uterine fibroids, lung, breast, etc. To the right, this is a multi-channel generator. Is precisely developed for oncology, for multiple electrode ablation. Below, these two are more for vascular RFA, and the last is our new microwave generator. These are our electrodes with the radio frequency. From the left, this is the star electrodes. From the top is a monopolar, bipolar, uniphased, and injectable electrode. In the middle, we have an adjustable electrode, Viva electrode. From the top, this is our first version, and 5 years ago we launched the Viva 2 electrode with the new design of the handle. And last year we launched the Viva 2 dedicated for only thyroid, and below this is the Octopus electrode only for liver. These are vascular RFA. So our products doesn't cover only thyroid, but also other applications. So a little bit more deep detail for each electrodes. These are our standard and best model of the star electrode.
For thyroid ablation, mainly you may adopt 18 and 19 gauge. We provide all the specification. Is the vast portfolio specification of electrodes available in the industry. This is a bipolar electrode. So with the bipolar electrode, the patient doesn't need to be attached with the grounding pads. It's for patients that are looking for to preserve the fertility or pacemaker, any metal implant patients. These are our adjustable electrode, which you can change the length of an active tip every 5 millimeters. So this electrode can be adopted even for small volume nodule, and at the same time, even for big nodule. So for as Dr. Sharara declared, for the small nodule, you may adopt 5 or 7 millimeter of active tip, or larger nodule, you can adopt even maximum 15 millimeter of the active tip. These are the latest updated version of the adjustable electrode that you can change the length of the active tip every 2.5 millimeter. Recently, mainly from Italy, South Korea, and France, where they have been pioneering thyroid RFA with the moving shot technique. They are reporting more publication that compares the technical outcome between fixed length of the activative electrode and adjustable electrode. So you can bring better outcome in terms of volume reduction, how much kilocalorie of ablation you delivered in the same session. So what is the radiofrequency? So radiofrequency as a source of this thermal ablation, once you start ablation, the molecule of the cell, each cell gets overcharged. It creates the frictional heat between cell, and at the end, it results in a tissue coagulation. At your follow-up, you will notice the tissue necrosis. In terms of the temperature for radiofrequency ablation, at the 60 Celsius, you can obtain already instant death of the tissue, cell death, and we can say the ideal temperature will be between 60 and 90. A little bit detail of our Viva generator, Viva system. So our generator works based on impedance, not based on temperature. So impedance here is a very crucial parameter that guarantees you to perform safe ablation. Our Viva generator offers sound feedback based on impedance in 3 steps. So when impedance stay from the 0 to 15%, sound step 1. When impedance start to increase from the 15% to 40%, then sounds change to step 2. And when the generator is reaching to maximum impedance, the sound step 3, that you will immediately recognize that you need to perform the moving shot, basically is pulling back the electrode. Importance of this cooling system integrated in the Viva generator. So using the 18 and 19 gauge of electrode, our electrode is totally internally cooled. Whole the shaft remained ice cold even during the ablation. On the generator, you will have the temperature information displayed on the screen of the generator, and this temperature is reflecting the internal cooling system. And this internal cooling system helps you to prevent carbonization of the tissue and also ideal ablation kilocalorie for RFA. So our Viva generator can be adopted in a multiple application which provide multiple modes with one generator. For thyroid RFA, you need to use continuous mode.
So conventional RFA generator used to output the radio frequency power from the zero and the increase, but instead the continuous mode specifically designed for moving shot technique. So once you activate the generator, that generator provides the consistent output of a radio frequency power. This is the screen of our generator. In the orange bar here, you can put the wattage that you want to put. In the black window here, you will see the live radio frequency power generating. In the middle to the left is a kilocalorie information, so you may already calculate which target kilocalorie that you must deliver ablation for the patient based on the volume. And to the right, you have a time information. At the bottom, from the left, this is the impedance sensor. So you will notice the S impedance goes to increase, and live radio frequency power in the black window will automatically decrease for safety. In the middle here, at the bottom, is a temperature sensor. This sensor, we recommend to maintain it always below 10 Celsius. So we recommend you to use half a frozen saline bag for cooling pump. Here, roll-off is for liver, so you don't need to consider it. This is a back panel of the generator. From the left, this is a ventilation to maintain the temperature of the generator. In the middle, these two ports are for foot pedal. So you can connect the two foot pedals. And here is a data port. So in the generator, you will have also data cable that you can extract last 50 cases data into your laptop. Here is a calibration port that you can do maintenance on your own, or with the hospital technician or engineer easily can calibrate the generator. Here is a power switch. Here where it connects power cable. We provide two different types of foot pedals. Single pedal is just to turn on and off the ablation. And to the right, the double pedal, especially when you are using the adjustable electrode without having the OR staff already assisting you, but you can choose to increase or decrease the wattage on the generator. The mostly frequently asked question is that, does your electrode ablate even forward from the active tip? So we have our own ablation zone chart. With the, let's say we assume we are using 1 centimeter of active tip. Then even if you ablate for 1 minute, how longer, the ablation doesn't go forward more than 2 millimeter with the 1 centimeter active tip. I wanted to show you the video, but it doesn't seem to work. I'm so sorry. Here you go. So you can say from the active tip, the ablation goes only to lateral. And grounding pads. Grounding pads are very important. Sometimes it can be neglected accessory, but for moving shot technique and the ideal ablation, how to use the grounding pads is very important. First, it must be attached horizontally on the thigh of the patient, not the vertical, because from the thyroid, the current, the travel, the body of the patient, from the thyroid to grounding pads, and having the grounding pad attached horizontally, it alternated the current better. And grounding pad is not recommended to be attached on excessive hair, so you need to inform the patient in advance to razor the hair. Not on the bony structure. There shouldn't be fluid, sweat. Yeah, and there shouldn't be tattoo, scar.
cliche. And apart from the grounding pad as well, during the ablation, any part of the patient body should not be touching any other accessories, like a metal, IV pole, etc. The thing that we have gone through. Ever since COVID, StarMed is also very active on a digital format on platform. We operate a lot of webinars, or we make a lot of news and knowledge go around spread. So make sure to drop your email address with us at our booth. So we'll be happy to make you keep in a loop. And we have also all the social media format. Please feel free to connect with us. Lastly, if you have any Samsung ultrasound machine or so, our Viva generator can be connected in our radiology model of the Samsung ultrasound. Then our generator screen automatically pops up on an ultrasound screen that allows you no need to look at our generator screen while you're performing ablation. A little bit of our training course. This is MCTR that run by Professor Beck. Not only Professor Beck, but also our Europe team runs training courses in Europe for every applications. You will be always welcomed to be consulted, to invited our training course. Thank you so much. Merci. Dear partners, thank you for this presentation, and we reiterate our welcome to you to Madagascar. Thank you so much. Please have a seat. Thank you. Mesdames et messieurs, chers experts et distingués invités, alors que s'achève cette première journée de notre symposium international consacré au développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par les techniques mini-invasives, permettez-moi d'exprimer la reconnaissance du comité d'organisation pour cette première journée. Les échanges de ce jour ont illustré avec force que l'innovation médicale n'est plus un privilège réservé à quelques régions du monde, mais une réalité accessible à nos systèmes de santé africains lorsqu'expertise, volonté institutionnelle et coopération internationale se conjuguent. Les présentations scientifiques, les retours d'expériences cliniques et les discussions interactives ont posé les bases d'une transformation durable de la prise en charge des pathologies thyroïdiennes dans notre région. Au-delà des techniques, c'est une vision commune qui s'est affirmée aujourd'hui. Celle d'une médecine moderne, moins invasive, plus sûre, centrée sur le patient et accessible au plus grand nombre. Une médecine qui améliore non seulement les résultats cliniques, mais aussi la qualité de vie des patients. Cette première journée marque ainsi une étape essentielle dans le renforcement des capacités médicales à Madagascar et en Afrique, et dans la certitude que l'Afrique n'est pas en marge de l'innovation en santé. Nous vous remercions pour votre attention, votre engagement et la richesse de vos contributions. Nous nous réjouissons de poursuivre demain ces échanges scientifiques avec la même dynamique de partage et d'excellence. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon repos également. Nous vous rappelons que pour ceux qui ont pris l'écart pour se rendre au centre de conférence, vous pouvez, à l'issue de cette clôture, les rejoindre au niveau du parking. Ensuite, un petit rappel du programme. Nous nous verrons encore sur les 2 prochains jours. Demain, déjà, avec des présentations de cas cliniques et les démonstrations de la thermoablation par radiofréquence et de l'alcoolisation, ainsi qu'un atelier de simulation et des sessions plénières. Nous vous invitons ainsi à revenir nous rejoindre ici dès demain. Ce samedi, nous aurons également une journée assez chargée, car auront lieu une conférence au grand public, un atelier de simulation et d'utilisation du générateur de radiofréquence, ainsi qu'un dépistage
des nodules thyroïdiens pour le grand public. Enfin, une remise d'attestation de participation à tous les participants à ce symposium. Avant de terminer, je souhaiterais demander un tonnerre d'applaudissements pour cette première journée. Merci à toutes et à tous. À demain.